a generalization. It is just to show the major trend. Because there are people who are social scientists, but who are also poets, for example. You have people who are religious scholars, but they also are scribes and calligraphers, okay? So it's not a rigid categorization. It's just showing the major trends. This is one example of a scholar. Once the student passes the elementary level, they have written a copy of the Quran, they become scholars who produce texts like that. These texts, for example, can be multilingual. This is a poem that a teacher has asked the student to produce a poem following and ending with a dal. And when the teacher receives the text back, he writes comments, just like if you had your dissertation, you give it to your professor, they write comments, and they tell you, I taught you this in Mandinka. Why don't you remember? That comment is going to be in Mandinka. I taught you this in Fula. Why don't you remember this? That comment is going to be in Fula. So these texts become multilingual texts. And this is an excerpt of about 300 pages. So we see here that these scholars are not only literate, but they're multilingual. They have Shakespeare's in these communities, just like we have in French Voltaire and others. In these communities, they have renowned scholars. Serigne Moussa Ka for the Wolof is the equivalent of Shakespeare. He has produced over 30,000 verses in Wolof, documenting Senegalese history, Mouridia, the tradition, and challenging some of his colleagues who were downgrading Wolof and African languages. He lived in a community where you have a hegemony of Arabic. He's Muslim. Some of his colleagues are telling him, well, if you're a great scholar, why don't you write in Arabic? It must be that your Arabic is not very good. He thought, as a Muslim scholar, he is literate in Arabic, but if he wants to reach the masses, he has to write in a language that the masses understand. And he tells them, Takhmis bu Wolof, that God is multilingual, that God is not monolingual, and that any language that is used to convey divine message acquires prestige. And this is an important poem. Can you play it, please? day sewal ku baax su ngeen déglu tey jii nu laa biire gaayu baax ñi nag ñi wolof baaxul day sewal ku baax bu rëy bay ndamoo néegum ndayam baayam bu baax nu sew tey demoo Seex Bamba ngir moo fi xotti baax. So you could see one of the problems with these texts for those who are not experts, they can read the first part, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa sallallahu ta'ala ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. That's a convention in Arabic. But they can't read the rest because the rest is not Arabic. The rest is Wolof. The rest could be Mandinka. The rest could be Hausa, right? And they assume that this is gibberish or nonsense. This is the problem of many scholars. Because they assume any text that looks like Arabic has to be Arabic. In this case, the section that you have above is just a convention, just like conventions when you write a cover letter or when you write a CV, they're conventions, right? The first part is often in Arabic. Muslims around the world, when they write, they start with Bismillahir Rahmanir Rahim. And they may also conclude with blessings to God and Prophet Muhammad. But what is between the text, those two formulas, is the message.
And that message is an African language written in Ajami. And it doesn't have to be about religion. It could be about, I lost my horse. Can somebody help me find my horse? And this is what he says in this poem in summary, to respond to his colleagues who think that every Muslim scholar should write in Arabic. He tells them, if you listen to me, we will be generous to the good people who say that Wolof is not good, yet arrogance brings down good people. He thinks his friends are arrogant. And he wants to teach them why all languages are equal. And he says, I will say things that many people do not know. It is because of divine grace that there is ethno-linguistic diversity. For him, diversity is a blessing from God. And he says that the Quran was revealed in the tongue of Prophet Muhammad because of his election. Yet his Quraysh Arab ancestors were split. This is very important for him. He's saying that the community of the Prophet, the ancestors of the Prophet, were not superior to us because they were split. They persecuted Prophet Muhammad. That's what got him out of Mecca to migrate to Medina. So his point is, you cannot take one community and hold it superior. And he says, this is why the Quran is the best thing the Arabs have. He's acknowledging that every community has something excellent. And the Quran is one of the best things that you can find among the Arabs. So he's telling you, it's important to know Arabic for that purpose. But then he's giving you another example. He's telling you this is not only exceptional to Arabic. Likewise, Moses' election is why the Torah was special. The same way Arabic was special because it was used by Prophet Muhammad to convey divine message. Moses' tongue, Hebrew, was also special because it was used to convey divine message. And he says the election of Jesus is also why the gospel is in his tongue in Aramaic and is special. And he reminds his critics that the Psalms of David in Hebrew is also what made his voice as sweet as honey. And that his songs used to give faith to humans, jinns, and animals. And his point is, my Wolof is equally important. It's equally important. Highlighting multilingual, you could be a Muslim, but you can keep your traditions and keep your language. These are not mutually exclusive. Another poet, an important poet in the Muridiya tradition is Serigne Bay Jaxate, and these are some collections that I have preserved not long ago. And I thought this is an important one to share with you. It's a poem about, you could tell it's a poem by the rhymes at the end. You can also see the convention, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. That's the only thing that is Arabic. The rest is Wolof. The poem itself is Wolof. And in this poem, he's using a metaphor to teach the importance of righteousness, being good. He thinks it's the best weapon. And this is what he says. I seek refuge in Satan. I seek refuge in God from Satan, the banished, in the name of God, the beneficent and the merciful. That's what's Arabic. The rest is Wolof. He says, my friend, let me offer you a firearm that is not burdensome and better for you than carrying a firearm and buying gunpowder and ammunition. Always have good wishes and speak well about bad and good people alike. This is truly the best firearm. Take it and make it your own weapon. Always have righteous intent and act righteously. So when people are righteous, you will be righteous too. And when they aren't righteous, you will still be righteous. This will benefit you and keep you safe. Whenever you find repentant people, wish them all the best. And whenever you find unrepentant people, wish them to repent
and be respectful to them. This particular poet did not like anyone who minds other people's business. Okay. If you wish to have a great firearm, then take this firearm. Anyone who holds on to this firearm will be useful and safe. Have good wishes for everybody. Speak well about everybody. And whatever good things you can do for them, do it for the sake of God. This is a great amulet. Put it on. This is a great liquid amulet. Now, I don't know, there's no English word for liquid amulet. Safara, for those who speak Wolof, it's the kind of amulet that you shower with or you rub. It's called safara in Wolof. That's what he's saying here. This is a good liquid amulet. Rub it on yourself, and all misfortune will avoid you, and all forms of blessings will come to you. Now, these poems like this are chanted and recited in communities for those who are illiterate, but the texts themselves are also circulated. Again, highlighting that the dichotomies between orality and writing that is imposed on us through Eurocentric traditions do not hold here. Writing and orality are complementary, not mutually exclusive. And I have published this recent book last year with about 60 poems from Bai Jakhate. I have Basir. I have skipped again, sorry, to the previous one. Back. Back. Yep, right there. And so in this poem, I have collected, I have translated and transcribed about 60 poems of Mbai Jakhate that captures his environment in the late 1900s. This, what is important about this Ajami text, for example, in this book, it documents even the ecology, the ecological changes. I learned about animals that lived around that area. I learned about the environment, the trees, the plants. Many of them have disappeared. I learned about linguistic evolution, that the language has evolved. So this book took me about 15 years to write, because I had to go to these communities and find people who speak the language, the variety of Wolof of that time. Right? So these are sources of interdisciplinary research, of history, of literature, of anthropology, of ecology, of environment. There are many writers and works that remains to be studied, especially the work of women. In the Muridiya traditions, many of the daughters of Sheikh Ahmadu Bamba, the founder of the Muridiya traditions, have also written in both Arabic, classical Warsh Arabic, and Wolof. And there's one particular poem that she wrote when she lost her daughter, and she presented condolences to her family and her husband, because she knew that the loss was hard for her, but it was also hard for the family. Okay? So this poem, for example, is very known and is recited in Muridiya communities. Children, for example, have memorized this poem in the Tuba area. Okay? Just as I noted earlier, just because somebody is a religious scholar doesn't mean that all their writings have to do with religion. That's another misconception, that anything that looks like Arabic has to do with religion, or anyone who is a religious leader only writes about religion. It's not true. This person is an imam, but he's a social scientist. He's only interested in history. So all his Ajami texts deal with history and social issues. We found in his collection texts dealing with war and peace in Casamance, which is my hometown, in the southern part of Senegal. As you know, it has one of the oldest low-key civil war, secessionist movement. He writes about that.
He writes about peace and war in the world, the dangers of alcoholism, drug use, divorce. He writes about pre-colonial and anti-colonial Mandinka leaders, especially in Guinea-Bissau. He writes about historical notes on the Mandinka Cabo Empire, which was an important empire, its capital, Kansala, and even the military organizations of Cabo. I learned from his text that the reason why the Cabo could not be defeated before the invention of the machine gun was that at every side of the empire, they had families. One family was responsible for the protection of the eastern side. One family was responsible for the protection of the western side. One family was responsible for the protection of the northern and southern side. And they have their farms and they have their societies, and they were responsible of that part and their military organization. And so that's what kept the Cabo safe until the invention of the machine gun. Okay? So, and there's nowhere else that that information is available unless in this Ajami text. Okay? We have notes on the decolonization of Guinea-Bissau, including military leaders of the PAIGC, which was the anti-colonial movement that you know. They documented the arrival of Europeans who first came to them, the Portuguese in the 15th century, the founding of the Kombo Gunjur in the Gambia. This is also an important text from both historical and anthropological perspective. When the Cabo Empire fell, there were movements of people who left Guinea-Bissau to move to the Gambia. But they changed their last names as they moved, depending on the hosts. So, for example, if you were hosted by the Ngom, your first last name was Jata, you may become a Ngom because you were hosted, your host's last name is Ngom. Is that believe me? And so this document tells us which names have changed, who hosted them, what part of land have they been given in the new space. So these documents are both important historical sources, but also important anthropological materials. Yeah? And they have a work songs that are used to motivate farmers. Some of these songs have been brought to the Americas, and I will touch on that later, because many of these traditions also went to Brazil, the United States, as a result of the slave trade. We will touch on that. I know this is my favorite poem, and I read it last time, the poem about Adolf Hitler. So the point here I want to make is that these people are connected to events around the world. They're not disconnected. It challenges that whole myth about, atavistic Africa, completely separated from the world events. In this particular case, this is a Mandinka scholar. He passed away, and this text was written by his father. And his father was a Quranic teacher who lived in a village in the Sédhiou area in southern Senegal, for those who know the Casamance area. Sédhiou was a military post, and the French drafted many people from Sédhiou for the war effort. As you know, all African colonies, whether English, British, Portuguese, participated in the war. Right? So his father was a Quranic teacher. He had about 80 students, and many of the students were drafted, and they were brought to fight this war caused by somebody called Atelier. It's most likely what happened is that some of the people who were wounded came back, and they mispronounced the name Hitler or Hitler, and then he heard that all of this was caused by one white guy called Atelier. But in this community, elders who have gone through the Sufi tradition, they're Qadriya. They belong to the Sufi tradition called Qadriya. In that Sufi tradition, if you go through the different levels of Sufi training, what we call Tarbiyya, Tarqiyya, and Tasfiyya, your heart is completely cleansed of what they call the sicknesses of the heart: jealousy,
anger, hatred. And then you were filled with what they call makarim al-akhlaq, the beautiful virtues, right? Then your words are imbued with divine power. Then if you pray for somebody, nothing can touch them. If you pray for them to succeed, they will be successful. But if you curse them too, no one can protect them, okay? So in this case, he had to bring his war effort because he saw Hitler as danger to humanity. And this is why he drafted this poem. Again, the same principle. Bismillahir Rahmanir Rahim. The top is what's Arabic, the rest is Mandinka. And you can see Ikileri, if you look at the rhyme, you will see Ikileri, 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 okay? This concept of the binary potency of words, that words have a plus and minus power depending on the spiritual level of the speaker. So the person who has gone through these different levels of spiritual purification, their words can have a positive effect, but their words can also have a negative effect. And that's what the Mandinka called Dankaro. And this is what he says. In the name of God, the merciful, the beneficent, that's Bismillahir Rahmanir Rahim. The rest is Mandinka. Ikileri the German has brought evil to the world. May God take away all his evil. If he is assisted by powerful demons, may those demons be destroyed. If he is helped by his political skills, may those skills be lost for good. May God bring evil on him so that he may fear himself and his deeds. May God throw thunder on him to destroy his skull and flesh. May he be betrayed by his own doctor. May he make him drink poison until he is unconscious. May the great angels destroy his planes and make them catch fire in the air and fall. So I want to point out two things. The same way I noted earlier that orality and writing are mutually complementary. For example, this poem is written, but it's meant to be recited. Where do you draw the line? It is not either or, it's both. It's both written and oral, right? But it also highlights that the natural world and the supernatural world are not also separated, they are complementary. Because clearly here, he's harnessing supernatural power to address, an event, a historical event, right? And then we have sociological information. He's saying why he's so angry about Hitler and why he has a moral obligations to contribute to the war effort because of the impact in his community. No young man is here now. He caused our young people, our people, and our guests to run away, and he knew some of these people. The first to run away were Arfan Jemme, Kamara, Maroon, and many others. As for Damfa, he's so worried for his wife is pregnant and his children can't walk Ikiler. As for Kanjamme, he wept so hard until I felt sad for him. Evil is not good, Ikiler. Ikiler, may God destroy you inside your protected building. Ikiler, may you have the sickness of swelling belly and private parts. Now, this is funny, but it's also important. It highlights to us the public health issues of that period. Just like COVID-19, this was probably one of the most important, worst disease that one could have at that particular moment. So these documents also tell us public health events that were central in this period. Okay? May you feel the agony and cry and die. Amen, amen. May God fulfill our prayers. May the human race be saved from Hitler's evil. You see, his concern is that Hitler is not only a danger to his community, but a danger to humanity. And that's why he felt, as a scholar who had the power to help, he had to intervene. And he concludes, just like he started with an Arabic convention,
with the last one in green. These are the only two things in Arabic in the entire text. Okay? In the name of the Prophet and Sheikh Sadibu, whose curse is most feared. Right? So many scholars, if they can read the first part, they will completely miss what is in the middle. Right? But what is in the middle is completely historical. It is not about religion. And it tells us a lot of information we're missing when we exclude these sources of knowledge. This is a different community, the Hausa, and this is a part of our NEH projects we did recently. The writers write about everything, including sometimes fictional stories with birds. In this case, this person is a tailor and had thought about an imaginary conversation between him and a hawk. And the bird was so disappointed that humans are so stupid. They keep making the same mistakes. And so I just took an excerpt here, okay? One day I was talking with Sir Hawk, and he said, for goodness sake, what is wrong with you humans? All of us birds keep asking the question. We cannot understand the character of you human. Mr. Hawk then added, let me tell you, they are a disease for which there is no cure. I swear, even intelligence is not to be found in their character. I'm telling you, you humans. If you offer them gift, they say you are showing off. Let me show it again. Okay. Well, I can read it from here. And he says, Mr. Hawk and then added, let me tell you, they are a disease for which there is, it's coming back, disappeared. Sorry, can't read it from there. Okay, good. I swear, even intelligence is not to be found in their character. I'm telling you, you humans, if you offer them gifts, they say you were showing off. But if you hold back, they say you were stingy. If you surpass them, they say you were a know-it-all and that you were just greedy and exploiting people. Okay? If you go to them asking for a single shilling, well, they're good at ridiculing you. Okay? This is just a bit of what I have observed, and this is Mr. Hawk talking. As for you, what have you understood about human? And he asked his interlocutor, and he says, well, I told him, I don't disagree at all, not a bit. This character, all of it applies to humans. So you can see this is about morality, about human conditions from a perspective of a bird. And I will wrap up touching on some important areas that are unknown, that may be useful to you. This alphanumeric system that you see here, letters and Arabic letters have numerical correspondences. This is the 28 Arabic letters. Again, it's the Warsh Arabic. If you take Alif, it's 1. Ba is 2. Jim is 3. Every letter has a numerical value. That's what we call the alphanumeric system. This system, this text is a didactic text, an educational text, because the letters, each letter is spelled out in Mandinka. So Alif, killing in Mandinka means 1. Ba, fula. So the text is written in a way that a Mandinka student, so among those children, can read this text and know that Alif equal 1, Ba equal 2, etc., etc. That knowledge is used in several areas, in medicine, in talismanic amulets, in divination, in astrology, in calendar making, in calculations, in record keepings. So to understand, for example, the knowledge system in the Americas, you have to understand this system. In the Malay Revolt in Brazil, we find texts drawing from this knowledge. The document is also used for dating. The system is also used for dating. For example, they don't date with numbers. They date with letters because every letter has a numerical correspondence. For example, the grandfather was born in Ayakashi.
and died in Sanyanja in Urushi. For those who don't know, you may think that these are gibberish, when in reality they dates, because Ayakashi is the consonant that matters. The Ya is 10, the Ka is 100, the Sh is 1,000. That gives you 1,110 Anam Hijra in the Muslim calendar. So he died in Urushi. The Ya is 10, the Ra is 200, the Sh is 1,000. That gives you 1,210. When to convert that to the Gregorian calendar, to the European calendar, you have to add, the convention is to add 582, which means the grandfather was born in 1692 and died in 1795. So what they're writing is not gibberish. They're using their own dating system. This would be very relevant for historians, for our own historians. And roughly, the magical squares, you will find this in many communities, is used for healing. But usually what happens, they might give you the information, some information, and they might omit some information. Why? Omission here is used as a password to protect the information. Remember the case of Adolf Hitler's cursing? Because of the binary potency, that one prayer can be used to fix, it could be also used to destroy. They don't want to make available the entire information. They want to make sure they omit some information, so when you go to them, they can vet it. They can vet you to see if you have the moral standards to be able to be given the information. So omission in this text is not only by accident, it's a password. It's a way to protect the information. And there are texts that deal with other areas. For example, this is medicinal in Wolof, luy faj soccent, luy faj tawati bët, healing varicella, healing any type of eye pain, rheumatism, stomachache. The same way you have, for example, in the United States, many people have in their homes a medical cabinet where they keep Advil, ibuprofen, and all of these medications. In most families, rural families in these areas, they have also a collection of traditional means of dealing with local illnesses in their families, headache and things like that. My preferred one is number 50, healing toothache, healing someone who cannot urinate, the benefit of the pirate tongue for healing children with speech disorders. Okay. I haven't tried any of these yet, but maybe in the future I will try a few. And kinship, this is again important for anthropologists. I'm just showing you the importance of this document for all the disciplines. This text is a genealogy from the 17th century to the 20th century of Sheikh Ahmadu Bamba's family. It shows that ethnicity is elastic. Although, of course, we have ethnic tensions, but the narrative about Africa is always ethnicity is our curse. Okay? That we're all about ethnic division. Well, ethnicity is also flexible in many areas. Okay? And this is what the text shows. The text shows, for example, the family migrated from Futa to Wall of Land, and it tracks people who have begun to be assimilated into the Wall of society until the first person who completely lost Pular. So it gives you really centuries of ethnic evolution and the flexibility of ethnicity. This document is important. It highlights that Europeans knew that these texts, these forms of literacy existed. It is not that they didn't know, they knew. This document is a contract between a French king and a king in the Gambia called King Bar, written in 1817. When the balance of power was equal, Europeans recognized Ajami literacy. And you can see here, the French king was asked to give his proposition in French, which he dictated to his scribe, and the African king responded to that proposition, and that's what is the Ajami text there. Because these texts are juxtaposed, it shows you that the balance of power around that time was equal. But when the balance of power shifted, all the descendants of King Ba are now regarded as illiterate. So literacy is about power. It's really about power. And finally,
It is not only scholars who write about Ajami. The masses also write Ajami. This is, for example, a text, all right? This is a text, for example, of a local healer who is not very popular. And he writes, Sering Dam Lo is a healer and a fortune teller. Anything you want is available at this location. Your problem will be solved, inshallah, God willing. Sering Lo is very knowledgeable. He's not well known, but now he's doing well. The distance to his place is 500 meters. This is around Tuba. I found it's around Tuba. The other one, this one is interesting. I found it behind a police station. Then you tell Kufisau, urinating is prohibited at this place. Which is interesting. The police station in Senegal is run in French. But behind the police station, apparently people were urinating there. And so they understand that to communicate with these people, it is not French that is going to help. It's Wolof Ajami. So I thought it was very interesting. And what is also interesting is that the cell phone companies, who are the same French cell phone companies who argue that there is no literacy in local languages, when it's about to sell their products, they're now using Ajami in these Murid areas. What a contradiction, okay? And these are just some new discoveries that I hope would spark interest among some of you. We discovered these texts recently. Ajami text in the Gambia that documents 625 years of kings and queens in the Gambia. And this is where Alex Ale did his work that resulted in the book called, and the movie Roots, okay? This is our recent event where we're documenting Ajami text in Fouta Djallon. My colleagues and I are preserving some of these endangered documents. And we documented, including in the community of Prince Among Slaves. This is a very popular movie in the United States. We found documents that date back to the period when he was there. This is some of the documents. Some of the designs that you see here are also found in the Americas among the documents that were produced by enslaved Africans in the United States and in the Caribbean, okay? This is one example of one slave, Omar ibn Said, who wrote his autobiography in the United States. And you can see under there, he's writing with the classical Warsh script, Shufaya. This is not, look at the fur. In the fur, the dot is under. In the modern standard Arabic, the fur has one dot above. Okay? So clearly it's the African traditions that are continuing in the diaspora. Okay? The same designs that we see in the Quran, this produced in Fouta Djallon, the same design that we see in the Americas. Okay? So this offers new areas of research across the continents, and the same traditions we find here. I don't have time, but if we have time, we could come to this. I will just conclude. This is another text from Brazil, produced in 1789, with the same principles that we have from African traditions, Ajami tradition. We can now track, for example, the level of education of these people. By looking at these texts, for example, in Brazil, this is a text from Brazil, we can know the level of education of the person. We can know the regional convention. We can know the features. Are they Mandinka, Wolof, or Hausa? Where are they from? We can tell. We can tell the community of origin. We can tell the epistemological tradition. Is he drawing from the local tradition like the Ikiler Dankaro concept? The psychological state of the person. We can tell this could contribute to the narratives about slavery, okay? And finally, conclusion. I'm done. There's so many things to say, right? The bulk of the material, okay, so I got to touch this though. Just give me 1 minute because it's important to highlight that the bulk of these materials remain untranslated and unstudied. So for this generation, I'm giving you the baton. That's your job. We've digitized thousands of them at Boston University. We have over 80,000 pages in 11 languages. We are preserving them in metadata. I hope some of you would continue this tradition and look at in your communities. Okay? The insight in this document will force revisions of various aspects of our understanding of pre-colonial, colonial, and post-colonial Africa. They enable us to go beyond stereotypical single story of Africa as a continent of illiteracy and orality. They enable us to see the world and hear unfiltered
voices of ordinary and learned Africans on the continent and in the diaspora never heard before. Thank you very much for your attention, and I'll be happy to get the conversations. Yes. Sorry, sir, I took more than necessary. Thank you very much. The time is exactly 5 minutes past 10. Professor Ngom began at exactly 5 minutes past 9. Just now, he wrongly apologized for moving beyond time. He did not. Initially, he said that he was going to go for 45 minutes. We negotiated, and I suggested to him that he must go for a full hour so that we'll have an hour to have a discussion. And so, Professor Ngom, please kindly withdraw your apology and apologize for apologizing. Ladies and gentlemen, thank you very much. Just before Professor Ngom began speaking, I was looking at my computer, minding my own business, but my ears were also minding other people's businesses. Dr. Lawani said to him that the last time you came to present to us, we loved you so much, and we just could not do otherwise but bring you back. And so that's why he's here. And I was looking this way as I was sitting. You see, the executive secretary's face is very transparent. If he dislikes something, no matter how hard he tries, he cannot hide it because his face reveals. And I was looking this way, as you can see him now, the expression on his face has been like this ever since. He has been smiling and laughing and nodding. And he abandoned all the critical spirit and faculty at his disposal. Ladies and gentlemen, please. Thank you very much again, Professor Ngom. And please let us again, appreciate the presentation. I'm not going to say anything, no comment, nothing. That is your responsibility. So I'm handing it over to you. We'll take 5 hands at a time. I'm going to request that you either comment or raise a question. I'm going to exercise what our ancestors exercised, ma'at, and that is justice. So believe me when I say that everyone is entitled to 2 minutes, but nothing more. And this is going to be applicable throughout, even if it means it's the executive secretary. If he exceeds his time, I'm going to cut him, even if that means that I won't be invited next time. So be it. It's going to be that way. So, ladies and gentlemen, may I please see my brother there? You're the first one. And I see who's going to assist me with the noting of hands. The hands that went first were those of the brothers over there, but because Codesria has wisely decided that 70% is going to be women and 30% men, I'm therefore going to overlook that first hand that went up first. I'm going to recognize these 2 hands of the sisters here. So you will come second, my sister. You will come third. And I'm looking for another sister's hand, which I cannot see. Third, so 1 brother, 2, 3, 4, and that is the 5th. Okay, then we'll have the next round. So brother here, my sister here, behind her, right in front, and you, my sister, 2 minutes each. You may go less, but not more. Over to you. Okay, let me thank you for this excellent presentation. You concluded by saying that those of us in the humanities and social sciences should actually take to heart what you have presented. And I agree with you. I started teaching history since 1994.
And before I drifted deeply into the field of security studies, I taught some of the issues you're raising. In 1965, a professor called Hugh Trevor Roper was asked by students at Oxford that they would want to know, they would like to be taught African history. And he said there was nothing to teach about Africa beyond the activities of the missionaries. He said beyond that, of course, there were stories about gyrations of barbarous tribes in Africa. And he said the rest is darkness. And a number of African historians, Adi Ajayi, Ogot, and the rest of them responded by starting to use oral traditions to write African history. And till I left the teaching of history, that was what I taught my students. But you have succeeded today in establishing the fact that, in fact, Ajami provided deeper understanding of Africa's past. I just want to thank you for it. High revolutionary discipline on your part, Professor. Thank you very much. My sister, the second. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et merci beaucoup, professeur Ngom, pour cette brillante présentation. Moi, je m'appelle Kadiata Gueye, je suis du Sénégal. Ma question est de savoir, vous avez parlé tantôt des savoirs autochtones à travers ce que font les marabouts, c'est-à-dire les safaras en Wolof. Je voulais savoir, est-ce que ça, dans ce cas, on peut parler de ces savoirs-là? Est-ce qu'on peut les qualifier de savoirs autochtones? Puisque dans notre communauté, la communauté Peul du nord du Sénégal, on a toujours... quand quelqu'un est malade, il y a certaines mêmes familles, peut-être c'est culturel, des fois c'est religieux, avant même de se rendre dans les hôpitaux, ils préfèrent consulter les marabouts qui vont les donner soit quelque chose à manger, ou bien quelque chose à boire, ou bien même des gris-gris pour porter, et que ça marche très bien aussi. Voilà, dans ce cas, j'aimerais savoir bien, est-ce qu'on peut qualifier ça de pratique autochtone? Merci beaucoup. Thank you very much. We are doing very well. My sister, the third. Non, c'est moi, c'est moi. No, there was a sister. Yes. Yes, please. Merci beaucoup pour la parole. Ma question est celle-ci. Les professeurs ont parlé seulement des Adjami et quelques langues arabes. Alors, pour les autres langues africaines telles que le Lingala, et puis chez nous aussi, nous avons l'écriture Mandombe. Qu'est-ce que nous allons retenir de cela? Parce que là, j'ai comme l'impression qu'on a beaucoup plus parlé des langues là qui ont trait avec l'islam, alors que chez nous aussi, nous avons nos langues propres à nous, et puis nous n'avons pas, par exemple, la religion islamique qui puisse évoluer là-bas. Alors, qu'est-ce que nous devons peut-être retenir de cela? Thank you very much. Merci beaucoup. Please. Thank you. Good morning. My question is regarding the Arabic scripts and how they are essentially the alphabet of the Ajami sources. I'm just wondering, how indigenous would you say Ajami sources are if they are fundamentally written in Arabic alphabets? Thank you. Thank you very much. We are doing very well. Over to you, my sister, please. It's your turn. Salam alaikum. Shukran, mon frère. Khoya. C'est-à-dire, merci, mon frère. Moi, ce que je voulais dire à l'intervenant, je crois que ce n'est pas propre qu'à cette communauté. Chez nous aussi, ça existe. Ces cheikhs, on les appelle les cheikhs.
Et ça existe, ces écoles coraniques, c'est-à-dire en parallèle, elles existent toujours. Et juste pour vous rassurer que ça existe aussi chez nous, et je crois même mon collègue Brahim qui est là, il peut le dire aussi, parce qu'au Maroc aussi, ça existe et ça continue à exister. Et les gens continuent à partir chez le cheikh en cas de guérison, en cas de problème qui dépasse la médecine. Juste, je voulais ajouter ça. Merci beaucoup. We are doing very well. We are cutting it here, Prof. Kababa. We're going to give Professor Ngom. I'll come around this time, but in terms of justice, right at the end, I'll have to go. There were hands that went up first at the end there. I'll still remember them, but we'll now give to Professor Ngom to intervene, and then we'll come back later. Please, over to you, Prof. Can you hear me? Thank you very much. On the first question, I completely agree with Prof. Rupert's points, which is a continuation of a Hegelian tradition of treating Africa as not part of human history, and that history in Africa began with the European encounter. And that's the problem that we have in the training of the generations of scholars and our institutions that continue to exclude, for example, these sources of knowledge. I am also part of the victim of that. It's only when I stumbled on these documents that it became very clear that narrative was incomplete and false. But it also raises the issue, which I think is one of the reasons why I'm so pleased about this meeting. It is the fundamental intellectual dependencies that we have, that our institutions are the result of a colonial engineering. And in that colonial engineering, we continue to depend on these frameworks that, for example, led us only to celebrate oral tradition, as if oral traditions were the only thing we have. But we were led to believe that we only have oral tradition. No, we have oral traditions, we have written traditions in multiple scripts, which relates to the other question. I only presented on Ajami, Arabic-based script. But there are other scripts. Tifinak, for example, is another ancient used across the Berber communities. In Cameroon, you have a Bamung scripts. So there are other scripts that I think have also been neglected because of these colonial dependencies. So thank you very much. And my sister from Senegal is exactly true. Elle parle de savoir est-ce que le travail que les marabouts font reflète ce savoir autochtone. Bien sûr, bien sûr. Et ce que j'ai présenté, le système alphanumérique là où il y a l'équivalence entre les lettres et les nombres là, c'est le même système qui est utilisé dans la médecine et dans les prières. Par exemple, chacun a ce qu'on appelle son numéro mystique. Mon nom, c'est Fallou. Le F a un nombre, le L a un nombre, le OU, les deux L ont un nombre. Si tu vas voir un médecin, un marabout, OK. Si tu vas voir un marabout et il écrit votre nom, il va le convertir en nombre pour savoir quel type de médicament ou de prière faire pour vous. C'est ça qui se fait. Hein? Les marabouts que vous voyez là, they're not doing these things par hasard. Il y a tout un système. Hein? Ouais, c'est ça. C'est très spécifié. Donc, la question que vous avez posée, est-ce que ça reflète le savoir autochtone? Oui. Alors, le problème que nous avons eu, c'est parce qu'on a négligé toutes ces traditions-là. On n'a jamais fait de la recherche approfondie sur ces traditions-là. Mais il est bien possible qu'il y ait des règles scientifiques qu'on ne maîtrise pas parce qu'on ne les a pas étudiées. Donc, pour vous, je pense que c'est la nouvelle étape.
c'est de traiter ces connaissances-là comme des sources, des matières premières à exploiter avec la recherche. Et la dernière question, la question des langues arabes and other scripts. This was in English, it was asked in English. There are other scripts. Again, as I noted, I only use the Arabic script, the Ajami form, as one of multiple scripts. There are others that don't have any relationship with Arabic, for example, Arabic script, and there are plenty. One of the most recent and largely used, say, for example, in Mali and Guinea, is Unko. The Unko writing system. It has become the symbol of Pan-Mande identity. All the people who were part of the largest Sunjata empire, they now use that writing system. In Guinea, in Mali, in Senegal, in some parts of Senegal. This system has nothing to do with Arabic. If you go to northern Cameroon, the Bamung script is indigenous scripts. Okay? If you go to in Nigeria, in Benin City, that's interesting, the Edo people of the Benin City have the most interesting writing system called a chromatographic writing system. I had a slide in my presentation, the last one, if you could show it. And that's a writing system that is unique to the world, that's based on color and shape. So they use color and shape to convey vowels and consonants. We haven't studied them. We don't know what they contain, okay? So again, my point is, what I have presented is simply one small dimension, right? One area, and there are multiple areas of the Arabic script, non-Arabic writing system that are also part of the African library. And finally, the Arabic script, how indigenous is Ajami in Africa? I think this is an important question that often comes up, and I think it's very important to highlight two things. Many people are unaware that in terms of numbers, the largest speakers of Arabic are African. They live in Africa. The largest population of Arabic speakers are not in the Middle East. They're in Africa in terms of population. So Arabic is also an African language. This is very important to know. People tend to think that Arabic is only in the Middle East. In terms of numbers, the largest population of Arabic speakers are in the African continent. So Arabic is African. It's also African. And there are different dialects of Arabic across Africa. The variety in Chad, for example, is African, is as African as Wolof, you know. And so I think it's important to integrate that. That's number one. Number two, the question of who owns the script is a very difficult question, because the Arabic script that you have today came from the modification of Aramaic. It was the Ajamization of Aramaic that gave Arabic script. So what our elders are doing is not new. And I think this is why it's so important to recognize history as mutual enrichments. Okay? That the Arabic script belongs to Africa as it belongs to the Middle East and other parts. Just like now the Latin script has been Africanized, just as it has been Africanized from Latin, it has been Europeanized from Latin to generate other languages. So my central point is that all these scripts that are sources of knowledge that are used to capture and document African knowledge have to be incorporated in our understanding of African knowledge systems. They all document different components, right, of our knowledge system, rather than just thinking, oh, we only have oral traditions. Well, because we were told we only have oral traditions. So I think it's time to go beyond that. And finally, the issue about the sheikh or the shiyukh that my sister over there noted. It's an important aspect of our African societies, which is the spiritual dimension is central to all African societies, regardless whether you're Muslim or non-Muslim or Christian or non-Christian. Religion, again, it brings me to highlight the point I made earlier. In the African cosmology and thinking, the secular is not separated from the spiritual.
The spiritual and the secular are interlaced, just like writing and orality are interlaced. The scholar is not specialized and narrow-minded. The scholar is well-rounded. And that's, I think, how we need to think about our knowledge system. This is the way that Africans are, and that's why we need to drive research from the data so we can generate new theories that do justice to their thinking, rather than continuing to repeat the Hegelian and Trevor Rupper's traditions. Finally, there's work to be done. The reason there is work to be done is many of us are trained in systems. We don't even have the tools. We don't even know these systems exist in our communities. We need to find ways to include them in our institutions, to train a new generation who are capable of reading these documents and then incorporating their insights into their research. So thank you for these great questions. Thank you. Thank you very much, Prof. Ngom. There is a high level of generosity of spirit. The brother who would have been the first said that his question has already been answered, so he's withdrawing. And so therefore, that being the case, I see the hands. The brother that is sitting very next to him was the second. So then in that order, you will be the first. Prof. Kibabwa is the second. Prof. Zberu is the third. And my sister here, say hi to me. You are the one. You are the fourth. And there's another sister, say hi. You're the fifth, right? Have we got it? 1, 2, 3, 4, 5. Sir, over to you. Well, Prof, thank you for the good presentation. I love it. And we are yet to engage one of your works. Maybe we should understand more of this, what you have presented. I just love the quote you said about that literacy is all about power. And those that have power will usually go for their language. So in many African countries, we see that we even have English and French because these are the foreign languages, and we practice or speak those particular languages because they're the ones that funds us. We talk of parliaments, the legislature, judicial, and whatnot. Now you have opened up, we have opened us the mind about the Madiaki Ajami language, and in it, it seems we have a lot that is desired to be heard at the same time that is desired that may change our society. Now the question is, how best can we address this much to engage those that do the policies, those that are engaged in policies? For instance, the politicians, as I said, that you can go with this idea that maybe we should engage the Ajami language in the curriculum or in academics, but they are going to say, oh, so how best can we do it? We don't have funding. The funding that we get is from abroad. So my question is, how best can we penetrate this political barrier? Thank you. Thank you very much. Thank you. Merci, cher Sessanti. Merci, cher Fallou, pour la qualité de la communication. Je crois que vous avez raison lorsque vous dites que nous avons beaucoup de sources écrites et que nous ne voulons pas les exploiter, ou bien nous n'avons pas la capacité de les exploiter. Regardez ce qui se passe, par exemple, à Tombouctou. Vous avez des sources écrites non seulement à la bibliothèque Ahmed Baba, mais aussi dans toutes les familles. Et ça m'a étonné, moi, en 2006, lorsque j'ai constaté qu'il y avait des sources écrites dans presque toutes les familles de Tombouctou. Alors, ils vous disent que, quand vous vous posez la question, ces sources, ils vous disent non, là, il s'agit des sources privées. Elles m'appartiennent, bon, ce sont des sources que j'ai en héritage, mais les sources qui sont à la bibliothèque Ahmed Baba sont des sources plutôt publiques. Mais lorsque vous essayez de faire, n'est-ce pas, une espèce d'analyse de l'utilisation de toutes ces sources, vous vous rendez compte qu'il y a un déficit d'utilisation, n'est-ce pas, de toute cette densité documentaire.
Et je crois qu'il est aujourd'hui important de faire ce que vous proposez. Et c'est bien que vous ayez terminé cette communication en demandant aux jeunes générations, en fait, de prendre le relais et de s'occuper de cette question-là. Un deuxième commentaire concerne la numérisation de ces sources. Et là aussi, c'est une question fondamentale. Félicitations, c'est un travail important de numérisation. Prof, Et il est important que ce Prof travail Chibaba, soit effectué. Prof Oui. Chibaba, we'll have you in the next round. Ah, okay. Just one thing. No, please, Prof Chibaba, I don't want to exercise injustice. Shall I? Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I think this is a fascinating presentation. I'm trained as a historian first and then a political scientist. And I remember when I was in school, the decoding of the translation of the tarikhs actually led to the reconstruction of the history of Mali and Songhai. So the work that you are doing is very important. And thank you for this. Two questions. It's the question of translation. When I mean translation, I'm not talking about the translation of a text from one language to another. I'm actually talking about the conversion and the epistemic bridging of a system, one system into another. And so like when you were speaking, for instance, you were saying, oh, these people are social scientists. What are you doing when you impose the categories of Western knowledge systems on these indigenous systems? That is the first. Are you not undoing the kind of work that you are doing? That is the first. The second goes to the question that you answered with the person talking about, somebody asked a question about whether Arabic texts are indigenous. And I like the answer that you gave, but actually the question then is, are we saying that African cultures are static? Because we have always borrowed. That which we call indigenous, we have always lent to the world and we have always borrowed. So And what we, exactly? And we shall hold it there, Prof. Zubero. Okay. Thank you very much. My sister over there. Merci beaucoup. But I have Bonjour 15 à, seconds. et à tous. Tout protocole observé. Je suis Bintadia, je suis sénégalaise. Je m'associe à vos remerciements et félicitations à l'endroit du présentateur, professeur Falungom, pour la qualité de sa présentation. Cependant, vous avez énuméré au cours de votre développement 42% de chez Sifu à l'image du Niger. Je voudrais que vous me dites concrètement quelle est l'interprétation que vous faites en termes de connaissances autochtones. Je vous remercie. Merci. Thank you very much, my sister. It's your turn. Bonjour et merci au professeur pour cette brillante présentation. Ma question est celle de savoir, est-ce qu'il existe une différence entre un marabout, un guérisseur, un traditionnaliste et un féticheur? Et dans quelle catégorie on peut classer ce qui relève du mystique? Merci. Je suis Fadi Talba du Cameroun. Thank you very much. We shall have Prof. Ngom responding and we'll take the next round, please. Thank you. All very difficult questions, huh? I'm going to do my best here. Very, very interesting. On the first one, it's about really literacy and power. Of course, literacy always goes with power. And one way, I think that's the challenge that most of us face. We realize that these Ajami texts are there. What are you going to do if you don't have power? Okay. You can't introduce them in the educational system. You know, what do? I faced similar problems in the early 2000s. And what I did was to apply for funding by my own. I failed in my first attempts. I didn't stop. I applied again in 2011, and I got, for the first time, funding from the British Library with the same project.
that allowed me to preserve for the first time 5,000 pages of Wolof Ajami text of Mbai Jahate, one of the poets whose poem I read. And so the point is, do not give up. If these texts are so important, then you have to be committed to it. The same people who were telling me, oh, this is not relevant, are now the ones who are saying, oh, we're sorry, we did not know about these things once I was able to digitize. Right? So success would make these things recognized. Number two, we have to begin to treat our languages and cultures in the same way we look at our natural resources. Our natural resources, we know the resources, oil and gas and all of these things. Our languages, our cultures are also natural resources. When we turn them into commodities, when, for example, we know that Swahili, Wolof, and Hausa, and Yoruba, and all these languages are the languages of people. If you want to work with those people, you need to learn these languages. You need to know that these languages are important. We need to turn them into commodities so that they can generate income. Someone who has a training in linguistics or in Hausa or in Yoruba can make a living through Swahili or Wolof. That, I think, is the next phase. There is no reason that if you go to France, you have to speak French. If you go to China, you have to speak Chinese. There's no reason that a French who comes to Senegal doesn't have to speak Wolof. Doesn't even need to learn, to pay to learn Wolof. Okay? But this brings us to politics. Okay? And I think these are policies that need to be implemented in our system and include a serious training in our African languages in the curriculum, so that when people graduate in Senegal or Benin or any other country, they now know how to read and write their own languages. They could potentially make a living through those languages. Okay? And I have to confess here, I think the situation has improved in the Anglophone world. In Tanzania, I know, and in Kenya, for example, when I was director of the African Studies Center, I had every summer about $50,000 to send graduate students from the United States to study Swahili in the Swahili Institute of the Kiswahili Institute of Language. They had the infrastructure to capture the funds to teach intensive Swahili for 6 weeks. For several, each student budget was about $5,000. I had no problem with the reports being submitted and the teachers who were well prepared to implement the intensive program. I had zero success in Senegal for Wolof. In the Francophone world, there was no institution to capture. So you can see these languages, the point is these languages are resources. We need to follow, in this case, I think the Swahili model. Okay? I think that's the only way that we could sustain the recognition of the knowledge system that these languages carry. On the Timbuktu manuscripts, this is so true. What to do for the next generation? The digitization phase, I think, is one of the most important aspects now, preserving as many texts as we can, because many of them are being eaten by by termites and endangered by the climate. So preserving as many texts as possible, I think, is the first priority. That's what we were doing. The second part that is more important, I think, it is understanding the content of this text. And that, I think, is where training is important. Training a new generation to differentiate the multiple languages, for example, embedded in this text. The script, the local inventions, the content and the knowledge system in these materials. So these
has to be incorporated into the training of graduate students. That's what I think. In my own case, my graduate students, my 3 recent graduate students, one of them is now a professor at Yale University, are among the first members of the generations of US-trained scholars who have never been exposed to Ajami, but who are now able to read any text they can find, who can analyze these texts now even better than I can. And as a result, they have received jobs in some of the top universities in the United States. And one is actually in Kano. Mustafa Kurfi is a professor at Bayero State University. And so the point is, the training in these new areas gives you an edge. And I think there is room for everyone, but it requires retooling and finding scholars who can help you understand your own language, your own traditions, or the traditions that are close to you. Okay. And finally, the issue of the Tariq al-Fatash, and this is very interesting. The Timbuktu manuscripts became very important because of the finding of the tariqs that gave a different history of Timbuktu. Well, what I also find about the Timbuktu manuscript is when I was in Timbuktu in 2007, no one talked about Ajami. There was a hegemony of Arabic. People were more focused on Arabic documents, as if Ajami documents were not important. So in 2007, when I was there and I gave a talk on Ajami, that's when people began to say, well, we have some Ajami too. Why? Because we have to recognize, in the same way we have the hegemony of European languages, of French and English, we do have an hegemony of Arabic. And that's the hegemony to which that poet who said that God is multilingual were responding to. We need to acknowledge that. Okay? So for the manuscript of Timbuktu, I think there is a wealth of knowledge to be uncovered in Bambara Ajami, in Songhai Ajami, and in other languages that we have not studied. Clearly, we need, again, leadership there to train a new generation to be able to penetrate these texts from multiple angles. And I think that's it. Finally, a question from Binta from Senegal, who asked about Niger, the 42% percentage. In general, there is no general census of Ajami literacy across Africa because it has never been acknowledged to exist in the first place. Our own governments declare that we are Francophone or Anglophone. Who are the Francophone in Senegal? It's no more than 20%. It's us. If you go to the market, you know you are not in a Francophone country. You are in a Wolofophone country. If you go to Swahili areas, you know you are not in the Anglophone, you are in Swahili. And that's kind of how things work. So what you see in these statistics, there's only a sample, a small one that was done by a Cisse, a linguist, who doubted these official statistics and just went to these communities where he knew Ajami was existing, and he just did a small sample. That small sample makes more sense because it reflects literacies outside of the traditional Eurocentric areas. Okay? And I think it's just highlighting that we've been ignoring things that are so important in our community. And it's time to invest in understanding our own communities and incorporating them in the way we produce knowledge about Africa. I think that's it. One last, I think there was one that asked if there is any difference between a marabout, a guerrier, a guérisseur, and a féticheur. My own take of the divisions of labor in Africa in terms of healing is not rigid.
And this allows me also to ask the other question, to respond to the other question that my friend who noted, am I not using Western categories to impose to these realities, these African realities? No. What I'm doing, I'm using these Western categories to show their limits. Because in the Western categories, these categories are specialized. What I'm showing is that in these categories, they're fluid. One can be a social scientist, meet those requirements, at the same time being a poet, at the same time being a historian. So in the Western tradition, these are specialized. In our own cases, one can straddle, one can move back and forth. And I think that's my response to these categories too. A marabout, guérisseur, and a féticheur, it's fluid. These are fluid categories rather than rigid dichotomies. That's how I would frame them. So thank you very much. Thank you very much, Prof. Ngom. In another conversation between our doctor here, he said, Ayemi Lawani, I overheard this conversation, and he was telling him that I'm a dictator in terms of time. And I guess that I was being set up in a way. Well, I plead guilty as charged. And in the words of Dr. Murunga, without being any arrogant, I offer no apologies. And so having said that, we are now left with 14 minutes. We're going to take the last 5. And when we have taken the last 5, Professor Ngom is going to respond and is going to conclude. So that when he concludes, we will be able to make sure that we were able at exactly 11 a.m. finish so that we may break for tea. Anything that goes wrong thereafter, I will not be responsible for. So let me quickly identify the hands. Thank you so much for this fascinating presentation, which I just, for fellows, I hope fellows are seeing what happens when you delve into understanding your own language and traditions, the expansiveness of wealth of knowledge that is awaiting. My question is around ethics. It's around the question around beneficiation, ownership, and preservation. So I'd like to ask from all of these collections, the digitization that has happened, where are these collections sitting at? Are they in some kind of a special collection in a university? Are they in a community-based archive? How do we ensure that these, very central questions, particularly around indigenous, knowledge, that we preserve those ethics of community beneficiation, community ownership and preservation, and where they are preserved? Thank you. Number 2 here, someone. Good morning, everyone. My name is Sito from Nigeria. Thank you so much, Prof, for that wonderful lecture. I learned a lot, and I am particularly curious about religion, especially indigenous religions. And I am very curious about how they kind of intersect with the Arabic and with the Islam. And I'm just curious as to whether there's some form of syncretism. I think I observed some in the poetry, but I was wondering if you could speak a bit more about it. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Santau. Thank you very much for your wonderful presentation, which is an eye-opener of where Africa was before the colonialists came.
Now, we have a problem of disappearing African languages. Like in Kenya, many parents would like their children to speak English or Kiswahili because they are the languages of examination and instruction, and they are not teaching their children their indigenous languages. The policy in the ministry is that children should be taught in their vernacular languages from pre-primary to grade 3, but you can't find texts for instructing children in their own language. What advice would you give to Africa this? Thank you. Asante sana. Yeah. Number 4, please. Thank you so much, Professor Gom. My name is Primrose Rayai from Zimbabwe. I work deep in the rural part of Zimbabwe for an NGO where we're implementing the locally led indigenous nature-based solutions for climate change adaptation in Zimbabwe project. So where I work in the communities deep in the rural, I noticed that indigenous knowledge system is being affected by climate change. What I mean is like some of the natural cycles which communities have been practicing for decades and centuries are now being shifted due to climate change. For example, the farming calendar is shifting, trees flowering is shifting, animal or insect behavior is shifting. Yet communities have been using that to predict the rain. So so when I was carrying some data collection in the rural for our project, that was some of the worry which so okay. Next one, please, number 5. So thank you so much for the presentation. I'm Yul. I'm from Madagascar. So my question is mostly about the anthropological thing. So, okay. So I'm Yul from Madagascar. So my question is about the anthropology. So let me ask a question about how can anthropology work with indigenous knowledge without automatically translating local concepts into conventional anthropological categories. Thank you so much. Thank you so much to everyone. I had many questions, I had many views and all of that, but I raised none simply because I did not want to take advantage of being the chair. That would have been unjust of me. Over to you, Prof. Ngom. Okay, well, thank you very, very much again for these wonderful questions. Okay, the first one is about ownership and preservation and the protections that we have for the owners of the manuscripts. Yes, that's a good, very good point. One of the challenges that we face is that how do you make sure you are protecting these communities about copyrights and ownership of these materials, as you also try to make them available to scholars around the world, so that generations like you, regardless of where they are, can have access to this material. Clearly, that's a challenge, right? But for people like me, I have another priority. That is, I also want to undermine the exploitative approach of research that outsiders have had in our communities. I cannot, for example, go to my own community in Casamance, take the time of a local elder who was supposed to go to the farm, interview him on his manuscripts, take his all day, and not to give him some dignified rewards, what we call kola. You have to do that, number one. Number two, you also have to leave there a document that clearly states that the copyrights of the materials belong to him and his family, and that they're only allowing you to preserve the knowledge so you can so they can be made available for only scholarly and educational purposes, not for commercial purposes. So that's what we have implemented.
And it has created a baseline for anyone who comes to the community. They have to do like what we did to be able to access materials. That's number one. Number two, what do you do when you digitize the materials? We have a principle of making multiple copies. One copy is brought back to the community. In Senegal, for example, we work with AFRIAK, which is in Dakar. Because they have the infrastructure to keep some of the materials there. And then we bring one offline copy to the community. And then we keep one copy at Boston University, okay? That way, you have multiple copies available both at the institutions of the researcher, but also two copies at the local, one in an institution that could preserve it in the country, and one in the community of the owner. And finally, on that point, we have the poem about Adolf Hitler, that person that you see there, who gave us the poem. When he died, we went back there to present our condolences. We found that the poem disappeared. It was our own copy that was given, that we gave them back. They didn't know who had the copy. So just to highlight the importance of bringing back these documents, these archives in the communities. It was our own copy that they ended up having after the death of the person, because they did not know where the copy went. Okay? Highlighting the importance of bringing back these, and in many cases, what we preserve is what is going to stay, because with inheritances, they can divide some of these documents and it's just very difficult, okay? So that's kind of how we've structured our digitization. We make sure we include them in the project, we budget for them. That is decent, that is realistic and fair, but we also make sure we leave copyrights documents there that make sure they own the material and they're allowing us to use it for research and educational purposes. Another question about intersection between indigenous religions and Islam and other religions. It is so important to understand that in many of these documents, these Ajami writers who are writing, they're not writing as a Muslim, or they're writing as an African with their own issues. They may be Muslim, okay? When Musaka writes, he's writing just as a wall of dealing with all of issues. It happens to be in a Muslim setting, but he's dealing with his own issues. And I think that's how we have to think about it. Because they live in many of these, in the Mandinka tradition, for example, they live in many communities that are multi-religious and multi-ethnic. Let me give you one clear example. What we call incantations in Wolof is called Jat. It's an integration of indigenous traditions mixed with Islamic prayers. Salali Muhammad wa ali Muhammad. Is that not from Islam? And then tap tap tare chatum tan tan jak tan gonna gis buda gonna dega sagala gonna wah. That is supposed to be used when you lose something. My grandpa taught me that. Okay, so the point here I'm saying is that these reflect local knowledge systems that do not necessarily rupture between Islamic and non-Islamic. Okay? And I think that's how we have to understand the way they think. Because otherwise we get into this dichotomic tradition that tell us, oh, the Muslim is different from the local or the Christian. Well, in these communities, they intermarry. The knowledge system is interlaced. Okay? And I think that's it. Finally, on South Africa, and I think that's, I'm just going to stop there. That's an important one. Many people do not know that Afrikaans, which is the language of the Dutch, the Boers who first came to South Africa as Europeans, their first records I found from a professor, Mohammed Haroun, were written by slaves, Malay slaves in Ajami. So Malay slaves who came from who were Muslim and wrote their language in the Jawi script, which is a modified Arabic script, were the first one to write Afrikaans, because the masters were uneducated compared to the slaves they brought.
Again, so this is a point just to highlight, that it's difficult to constrain these traditions as only Islamic or not. These are Africans who are writing. These are reflecting historical traditions, and we need to conceive them that way rather than treating them as dichotomic, in the traditional sense. So thank you very much. Thank you. They have a name on the top. The Africans can get it right, as they always have. Over to you, Prophet Dr. Sorry, but I'm not sure I heard like a really big round of applause for our speaker to listening. And I will also ask you to give a big round of applause for our dictator of the morning, Professor Sesanti. Professor Sesanti for his chairmanship. Thank you very much. I think everything went well. So quickly before we go to tea break, when we come back from tea break, we'll have the second panel of the workshop, okay, where we'll meet the executive committee members who give also their perspectives on indigenous knowledge. And when we come back, I'll have one or two announcements for you regarding logistics and everything else. Otherwise, thank you, and please leave your headsets, and I'll see you in 30 minutes.
Please have a seat. Have a seat. We'll start in 30 seconds. Thank you for sitting down. Merci de vous asseoir. So we will now start our first panel of the day, our second panel of the workshop, Indigenous Knowledge Across the Social Sciences and Humanities, Disciplinary Perspectives and Possibilities. And we will have insight from members of CODESRIA's Executive Committee. And to introduce the members of the panel, allow me to invite my sister, Prof. Therese Azeng, to join me here and introduce the panel. Thank you. Merci à toi, Lawani, pour la parole donnée. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà. Ah, bonjour, madame. Ah, carrément. Ah, OK. Alors, je suis très heureuse de pouvoir introduire ce panel ce matin, après la grande leçon magistrale que le professeur Fallou nous a délivrée tout à l'heure. Et d'à présent introduire la perspective recherche, épistémologie, canon, règles, etc. Je suis particulièrement heureuse aussi parce que, je le disais tout à l'heure à l'un des membres du comité exécutif qui va présenter tout à l'heure, ça nous ramène il y a 20 ans, enfin il y a 17 ans ou 18 ans pour moi, qui était jeune chercheur à une activité du CODESRIA au Caire en Égypte. De voir une centaine de jeunes aujourd'hui comme ça, je lui disais, ah là, on est sûr que la relève est assurée parce que dans 20 ans, voilà ceux qui vont diriger le CODESRIA et nous, on sera considérés comme les anciens. Donc, bienvenue au CODESRIA. Depuis hier, les différentes interventions ont permis de nous montrer ou de nous situer sur la pertinence de ce qu'on entend par savoir autochtone, les subtilités, les réalités africaines selon les différents contextes. Et aujourd'hui, ce qu'on attend de vous, boursiers de la deuxième cohorte, c'est d'intégrer tout ceci dans vos disciplines particulières parce que vous travaillez sur des questions spécifiques, mais vous appartenez à des disciplines également spécifiques. Quelle est donc la spécificité, s'il faut répéter le mot, de la connaissance que vous voulez aborder aujourd'hui, les savoirs endogènes et alternatifs, et comment les appréhender du point de vue de la discipline qui est la vôtre, de la filière qui est la vôtre, de la spécialité qui est la vôtre. Chaque aspect de la recherche a ses canons et ses règles. Et le but de ce panel, justement, c'est de vous permettre d'intégrer de manière subtile, mais surtout adéquate, parce que nous sommes d'abord des chercheurs. On revient à l'université, au-delà de tout. On attend de vous la rigueur académique, la justesse éthique et aussi l'ancrage donc communautaire par rapport à vos thématiques particulières. Et le but donc du panel de ce matin, c'est justement de vous montrer, selon les différentes expériences des panélistes, comment est-ce qu'on peut comprendre les savoirs endogènes, les savoirs autochtones, les savoirs alternatifs, selon la discipline qui est la nôtre dans les sciences sociales et les sciences humaines.
Alors, pour vous permettre de faire facilement cette intégration, donc, je voudrais introduire ici 4 éminents chercheurs, membres du comité exécutif du CODESRIA. Le comité exécutif du CODESRIA est un peu ce qu'on va appeler le directoire, parce que la plus grande instance dans notre conseil, c'est l'Assemblée générale. L'Assemblée générale est constituée de l'ensemble des chercheurs membres du CODESRIA, où qu'ils soient, quel que soit leur niveau d'études, quel que soit leur âge, leur genre, etc. Et l'Assemblée générale, tous les 3 ans, procède à des élections des membres du comité exécutif, donc des représentants par sous-région, qui doivent suivre ce qui est fait à Dakar par le secrétariat exécutif. Nous sommes la cohorte actuelle du comité exécutif et les élections auront lieu à la prochaine Assemblée générale. Je voudrais donc introduire ici 4 des membres du comité. Nous sommes 10, mais je vais en introduire seulement 4 aujourd'hui. Le premier, c'est le professeur Brahim El Morchid. Il vient de l'université Kadi Hayat de Marrakech au Maroc. Brahim est professeur d'économie politique, expert et membre de nombreux comités scientifiques. Ses recherches portent sur les questions de l'économie institutionnelle, l'économie du développement et des politiques publiques. Brahim, s'il te plaît, si tu veux bien nous rejoindre. Il aura donc le regard de l'économiste. Ensuite, nous avons professeur Khadija Mokedem. Elle est du Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle à Oran, en Algérie, où elle occupe les fonctions de directrice de recherche. Khadija est docteur en psychologie clinique, chercheur également associé au laboratoire méditerranéen de sociologie à Aix-Marseille, en France. Ses recherches portent sur la jeunesse marginalisée, les projets de vie, la réinsertion sociale, les dynamiques familiales et les institutions de socialisation. Elle nous apportera ici le regard de la psychologue clinicienne. Merci Khadija de nous rejoindre. Troisième intervenant, professeur Isaac Olawale Albert. Il est de l'université d'Ibadan au Nigeria. Isaac est professeur d'histoire africaine, de paix et d'études sur les conflits à l'Institute for Peace and Strategic Studies, au Nigeria donc. Isaac est double lauréat des prix d'écriture de thèse du CODESRIA. Il faut savoir que dans le passé, le CODESRIA organisait des prix de meilleure écriture de thèse et il a gagné par 2 reprises. Il est ancien directeur de recherche, doyen de faculté et ancien rédacteur en chef de la revue africaine sur le terrorisme. Il a abondamment publié sur les questions de paix et de sécurité en Afrique et il est ici parmi nous pour nous donner le regard à la fois de l'historien mais aussi du spécialiste en conflits armés. Merci à Isaac d'être là. Enfin, et non des restes, professeur Jacques Chiboabois. Il nous vient de l'université de Kinshasa en RDC, République démocratique du Congo. Jacques est professeur titulaire au département de sciences politiques. Il donne également des cours et des séminaires sur des questions d'aménagement du territoire, des théories sur le genre, les inégalités sociales, avec un ancrage particulier sur les zones de conflit. Il est également chercheur et ancien résident dans plusieurs universités françaises, notamment à Paris et à Nantes. Jacques nous donnera un regard transversal à la fois sur la science politique, sur l'étude des conflits également, mais plus généralement sur la question des savoirs autochtones dans des zones en difficulté. Merci Jacques de nous rejoindre ici. Alors, l'importance des fondements et la pertinence de savoir sur les connaissances autochtones n'est plus à démontrer. Maintenant, nous voulons passer donc de la théorie à la pratique. J'ai envie de dire de la reconnaissance du sujet à l'institutionnalisation de ce sujet-là.
Alors, chers panélistes, chacun à votre tour, vous allez avoir 7 à 10 minutes. J'ai dit 7 à 10 minutes. Vous savez que je suis camerounaise, donc j'ai l'art de la conservation du pouvoir. Donc, j'ai eu le pouvoir aujourd'hui et je vais le conserver. Donc, vous allez avoir 7 à 10 minutes pour nous dire, chacun à son tour, comment intégrer de manière rigoureuse et légitime les savoirs endogènes dans les différentes disciplines académiques qui sont les vôtres. On attend également de vous de nous donner sommairement l'expérience que vous en avez, ce que vous avez du sujet par rapport à votre propre histoire et quel est surtout le conseil, les conseils que vous pourriez donner à ces jeunes chercheurs, non seulement sur la question des savoirs endogènes, mais de plus généralement sur la question de l'épistémologie et de la compréhension des sujets qui ont trait à la fois au savoir collectif, commun, africain, et à mettre en relation avec la discipline scientifique qu'elle nous a enseignée de manière rigoureuse et plane. Merci donc à chacun, dans l'ordre dans lequel vous avez été présentés, de faire émerger ce débat aujourd'hui pour nous. Je commencerai donc par Brahim. Merci. Applaudissez. Franchement. Merci, Madame la Présidente, de m'avoir donné la parole. Bonjour tout le monde. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, celui de comprendre les savoirs autochtones autrement. Et je vais utiliser pour cela une grille de lecture qui relève de l'économie institutionnelle. L'objectif est de vous proposer un cadre analytique, une grille de lecture opérationnelle transposable au terrain de recherche des différents boursiers jeunes ici présents, quelle que soit leur discipline. La thèse centrale que je défends est que les savoirs autochtones ne sont pas seulement des traditions culturelles. Ils constituent également ce que l'on appelle en économie des arrangements institutionnels. Douglas North, qui est prix Nobel d'économie, parlait d'institutions au sens de règles, rules, règles de jeu. Et ce que vous appelez, vous, les savoirs indigènes ou autochtones, nous, les économistes, nous les appelons institutions informelles. Institutions pas au sens d'organisation, mais au sens de règles. Les organisations en économie renvoient aux acteurs et les institutions renvoient systématiquement aux règles de jeu. Ces règles peuvent être des règles formelles ou des règles informelles. Les règles formelles émanent de l'État. Ce sont généralement les lois votées par les parlements, les décrets, etc. Tout ce qui est écrit, transcrit. Les institutions informelles, ce sont les règles non écrites ou les codes non écrits qui régissent les interactions entre les humains à l'intérieur d'une communauté. Ce ne sont donc que des savoirs autochtones. Naturellement, le fait de lire les savoirs autochtones sous cet angle de l'économie institutionnelle ne disqualifie pas les autres perspectives disciplinaires, comme l'anthropologie, la sociologie,
l'histoire, les approches décoloniales, etc. Elle les complète. Elle les complète en apportant une attention particulière aux mécanismes qui assurent la reproduction efficace et efficiente de ces savoirs dans la durée. En fait, la réhabilitation des savoirs indigènes ou des institutions informelles, parce que c'est la même chose, par l'anthropologie, la sociologie, les études féministes, etc., a conduit, à mon sens, à travers un glissement silencieux, à considérer ces savoirs ou ces institutions comme relevant du culturel et non de l'économique. Comme si la culture et l'économie étaient deux territoires étranges. Cette rupture a eu un certain nombre de conséquences. D'abord, une conséquence épistémique. Comme vous le savez, la plupart des économistes en Afrique et même ailleurs relèvent de ce que l'on appelle l'approche orthodoxe. Ça veut dire une formation essentiellement en mathématiques, en modélisation, etc. Une conséquence politique, puisque les politiques publiques ne s'intéressent pas assez au savoir indigène ou aux institutions informelles. Il y a même parfois, dans un certain nombre de pays, des politiques d'effacement ou de marginalisation. Et enfin, une conséquence symbolique. Symbolique parce que certaines communautés autochtones elles-mêmes ne se reconnaissent pas dans la société. Partant de ces constats ou de ce constat, comment peut-on alors situer cette perspective de l'économie institutionnelle par rapport aux autres disciplines qui ont l'habitude de s'intéresser au savoir indigène ou au savoir autochtone? L'économie institutionnelle, comme je l'avais annoncé au début, s'intéresse au savoir autochtone comme des règles de jeu, comme un mécanisme de transmission des codes non écrits. Tout cela dans la logique de la régulation, la coordination, avec un but ultime, celui de la création des richesses, parce que c'est l'objectif de l'économiste en général. Maintenant, pour mieux vous orienter à considérer la dimension économique, je vais évoquer deux concepts, sinon deux théories, qui permettent de mieux éclairer la compréhension des savoirs autochtones et qui relèvent purement des sciences économiques. Le premier concept, c'est celui de la gestion des communs. La gestion des communs qui a été modélisée par le prix Nobel d'économie, une dame, Eleanor Ostrom, en 2009. Et le deuxième concept, c'est celui des interactions entre institutions formelles et institutions informelles, et essentiellement la modélisation de Douglas North qui a été reprise par Helmke et Levitsky, ce sont deux Américains. Eleanor Ostrom a développé une théorie qui remet en cause ce que l'on appelle la tragédie des communs. C'est quoi la tragédie des communs? Si vous prenez une ressource, ça peut être une ressource naturelle ou symbolique ou tout ce que vous voulez, qui appartient à la communauté, si jamais il n'est pas entre les mains du privé, le secteur privé, ou de l'État à 100%, il est appelé à disparaître, la surexploitation. Eleanor Ostrom a considéré qu'il y a une troisième alternative pour préserver ces ressources, comme les forêts, les pêcheries, les pâturages, la médecine traditionnelle, etc.
Cette troisième alternative, c'est les savoirs indigènes, c'est les institutions informelles. Et pour cela, l'auteur avait évoqué une grille d'analyse composée de 8 principes. Il considère que pour mieux montrer que ces savoirs, que ces règles vont permettre effectivement de gérer de façon optimale ces ressources, on doit vérifier 8 principes. Le premier, c'est que le groupe d'usagers et la ressource doivent être clairement définis et identifiés. C'est ce qui se vérifie généralement dans la plupart des cas en Afrique. 2, les règles doivent être adaptées aux conditions locales. Ça aussi, on le vérifie en Afrique. 3, les usagers doivent participer à la modification des règles. 4, les contrôles et les surveillances doivent émaner de la communauté elle-même. 5, les sanctions doivent être graduelles et endogènes et l'État ne doit pas intervenir. 6, les conflits doivent être résolus de façon locale, en interne. 7, les droits des autochtones à concevoir leurs règles ne sont jamais contestés par l'État. Et enfin, on a ce que l'on appelle la gouvernance polycentrique. Les travaux d'Ostrom offrent donc un cadre directement mobilisable pour les études des savoirs autochtones, liés à la fois à la gestion des ressources naturelles, mais également les ressources symboliques. On peut appliquer cette grille d'analyse à tout savoir, y compris les savoirs indigènes, des savoirs transmis collectivement, en particulier les savoirs thérapeutiques, agricoles, rituels, etc. Maintenant, j'arrive au dernier point. La deuxième théorie que je vais vous inviter éventuellement à mobiliser, parce qu'hier, il y avait une question qui a été posée sur la relation entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. C'est exactement l'élément que je vais développer. Helmke et Levitsky, deux Américains, avaient proposé, suite aux travaux de Douglas North, une typologie d'institutions informelles sur la base de 2 critères. Le degré de convergence et de divergence entre les deux. Rappelez-vous, les institutions formelles, ce sont les lois de l'État, et les institutions informelles, ce sont les savoirs indigènes, les coutumes, les lois, les normes, les codes, tout ce que vous voulez. Le deuxième critère, c'est celui de l'efficacité ou de l'efficience de l'institution formelle elle-même. Le croisement de ces 2 critères va nous donner 4 catégories d'institutions informelles. On a des institutions informelles complémentaires. Les institutions informelles complémentaires, c'est-à-dire lorsque les savoirs indigènes viennent compléter les lois en vigueur. Et les deux vivent en harmonie. Un bon exemple en Afrique, c'est le concept, par exemple, du Bantou, ou l'Ouasta en Afrique du Nord, ou le Guanchi en Chine. C'est-à-dire, ce sont ces réseaux à caractère social, basés sur la solidarité, sur l'entraide, sur le partage, qui permettent de fluidifier les affaires, de faire vite. Parce que l'État, avec la bureaucratie, ne peut pas traiter tout. Deuxième type, ce sont les institutions informelles accommodantes. Les institutions informelles accommodantes qui visent à contourner les institutions formelles jugées inadaptées, sans forcément les remettre en cause. L'exemple type en Afrique, c'est la médecine traditionnelle. C'est parce que des gens n'ont pas accès à la médecine moderne qui trouvent leur équilibre dans la médecine traditionnelle. 3,
les institutions informelles concurrentes. Les institutions informelles concurrentes entrent en conflit déclaré ou parfois implicite avec les institutions formelles. L'exemple type en Afrique, c'est le droit foncier coutumier, qui est souvent en conflit avec le droit positif imposé par l'État. Et pour finir, les institutions informelles substitutives. Ce type d'institution remplit de facto les fonctions d'institutions formelles absentes ou inopérantes. Quand est-ce qu'on parle d'institutions substitutives? Lorsque les institutions de l'État ne sont pas là. L'exemple type, c'est parfois la résolution des conflits chez des communautés particulières un peu partout en Afrique. Maintenant, ce tournant théorique, institution formelle, institution informelle, ce tournant théorique est à mon avis décisif, car il fournit non seulement un langage précis et opérationnel, mais permet également l'ouverture sur les sciences économiques comme étant un champ permettant d'aider les anthropologues, les sociologues, les historiens dans le cadre d'une approche interdisciplinaire, pluridisciplinaire, tout ce que vous voulez, afin tout simplement de produire une recherche valable, robuste. Merci de votre attention. Merci. Merci infiniment, professeur Morchid, de m'avoir empêché de vous couper la parole. Je m'en serais voulu, vu que je suis économiste comme vous. Alors, je ne vais pas faire un résumé de votre présentation, mais nous comprenons que le regard de l'économiste sur la question des savoirs endogènes répond déjà à une problématique de confirmation des institutions formelles ou informelles en ce qu'elles sont concurrentes, complémentaires ou autres. Merci pour ce regard. À présent, je voudrais introduire l'aspect psychologique ou alors psychique de la connaissance autochtone et alternative. Je voudrais pour cela donner la parole à professeur Hadija Mokdem, qui nous donnera ce regard métaphysique, abstrait, etc., etc. Vous avez 10 minutes. Bon. 10. Thank you. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Good morning. Merci de m'avoir donné merci au Code Austria de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer moi aussi sur les savoirs endogènes. Moi, je ne vais pas vous faire un long exposé théorique sur les savoirs autochtones, bien qu'il y ait beaucoup de choses à dire sur cette question, de par leur richesse évidente. Je souhaite plutôt vous amener sur le terrain en Algérie à travers 3 exemples concrets qui illustrent, selon moi, les perspectives et les possibilités disciplinaires des savoirs autochtones dans nos sciences sociales. L'exemple numéro 1, l'eau et les fogaras. Mon premier exemple concerne la gestion de l'eau dans le Touat avec le système des fogaras dans le sud-ouest algérien, précisément dans la région du Touet, Gourera-Tidiket. Les communautés ont construit sur plus de 10 siècles un réseau de galeries souterraines appelées fogaras. Ces tunnels longs, parfois de plusieurs kilomètres, captent l'eau des nappes phréatiques par simple gravité sans aucune pompe. Lorsque les premiers ethnologues français sont venus à l'ère de la colonisation, ils ont décrit la fougara comme une simple technique hydraulique.
ils ont mesuré les pentes dessinées, les coûts géologiques, mais ils ont complètement manqué l'essentiel. La Fogara est un fait social total. Elle est gérée par un système de droit coutumier extrêmement complexe. Il y a un acteur clé que nos universités ignorent, le mesureur d'eau, l'aiguadier. Ce n'est pas un simple ouvrier, c'est un mathématicien empirique qui calcule les parts d'eau en fonction des crues, des besoins des palmeries et des droits de propriété. C'est un ingénieur social aujourd'hui. Ces mesureurs ont plus de 70 ans et il n'y a quasiment plus de jeunes pour reprendre ce savoir car l'École nationale ne valorise pas ce métier. Si l'anthropologie veut être utile en 2026, elle doit cesser de voir ces systèmes comme du patrimoine folklorique à sauvegarder dans des musées et les étudier comme des laboratoires de résilience écologique. Avec la sécheresse qui frappe le Maghreb, ces savoirs d'irrigation gravitaire sont bien plus pertinents que les méga-projets de barrages qui coûtent des milliards. L'exemple numéro 2, c'est la santé et la pharmacopée. Voilà pour l'eau. Passons maintenant à un deuxième terrain, celui de la santé et de la pharmacopée. En Kabylie, mais aussi dans tout le nord algérien, les populations ont développé une connaissance extraordinaire de l'ethnobotanique. Des études récentes, notamment à Tamanrasset, ont recensé pas moins de 167 espèces de plantes médicinales appartenant à 70 familles botaniques différentes utilisées pour traiter toutes des infections respiratoires aux troubles digestifs. Pourtant, si vous allez à la faculté de médecine d'Alger ou d'autres wilayas ou dans les instituts de pharmacie, vous n'apprendrez jamais le nom de ces plantes. On vous enseigne la pharmacopée occidentale comme si elle était universelle et scientifique. Et les savoirs de nos grands-mères est relégué au rang de croyances ou de remèdes de bonnes femmes. Je pense à une plante que l'on appelle chez nous cheh ou armoise, l'armoise blanche. La science occidentale a mis des décennies à valoriser ce que les bergers kabyles savent depuis des siècles, que c'est un antispasmodique et un vermifuge puissant. Mais au lieu que ce savoir soit intégré dans nos cursus, on attend qu'un laboratoire français ou américain le découvre et le brevette. C'est là une violence épistémique silencieuse. Je ne donne pas cet exemple pour dire qu'il faut replacer la médecine moderne, mais pour appeler à un syncrétisme thérapeutique où le savoir local n'est plus l'objet d'une vérification extérieure, mais un partenaire de la connaissance. Notre devoir en sciences sociales est clair: travailler, mais la main dans la main avec les ethnopharmacologues et les communautés pour réécrire les manuels universitaires. L'exemple numéro 3, c'est l'écologie et le pastoralisme touareg. De la santé, je passe maintenant à l'écologie et au pastoralisme. Les Touaregs dans le sud algérien, à Hagar et Tassili, ont développé une science du pastoralisme fondée sur la mobilité. Ils connaissent les cycles de repousse des pâturages, les points d'eau temporaires et les routes de transhumance qui évitent les surexploitations des sols. Pendant des siècles, ce savoir a permis de vivre dans un des écosystèmes les plus fragiles du monde. Pourtant, dans les années 70-80, l'État algérien, influencé par les modèles de développement agricole soviétiques et occidentaux, a imposé la sédentarisation des Touaregs. On leur a donné des terres fixes, des puits à motopompe, et on leur a dit planter du blé. Résultat, les puits ont pompé trop d'eau.
les nappes se sont salinisées, les pâturages autour des points d'eau fixes ont été épuisés et la désertification s'est accélérée. Aujourd'hui, face au changement climatique, les ingénieurs agronomes reviennent vers les anciens Touaregs pour leur demander où se trouvaient les anciens parcours de réserve. Ces vieux savaient, grâce à une tradition orale rigoureuse, que certaines zones ne devaient être pâturées qu'une année sur 5. L'anthropologie du développement a complètement ignoré cette sagesse statique orale. Ici, la possibilité disciplinaire pour les sciences sociales est de devenir des traducteurs, pas traducteurs de langue, mais traducteurs de modèles. En conclusion, je viens de vous parler d'eau, de santé et de terre. Ces trois domaines sont les piliers de la survie. Dans les trois cas, l'erreur de nos disciplines a été la même. Nous avons traité les dépositeurs de ces savoirs comme des informateurs, jamais comme des co-auteurs de la connaissance scientifique. En tant que membre du comité exécutif du CODESTRIA, je pense que notre institution doit inverser cette tendance. Le vrai défi, c'est la traduction. Comment faire pour que le ministère de l'Agriculture ou de la Santé prenne au sérieux ces savoirs? Comment évaluer un chercheur africain qui utilise des méthodologies autochtones dans un système universitaire qui ne valorise que les publications occidentales? En Algérie, la loi sur la recherche scientifique de 2020 parle de valorisation du patrimoine immatériel, mais la mise en œuvre reste bloquée par des cadres administratifs hérités du colonialisme. Le CODESTRIA peut appuyer ces pays pour débloquer ces blocages. Je dis avec franchise, dans mon pays, j'ai constaté que les jeunes rejettent souvent ces savoirs parce qu'ils les associent à l'archaïsme. Alors, chers boursiers AFRIAK qui sont dans cette salle, je m'adresse directement à vous. Vous êtes la génération qui doit briser le complexe d'infériorité. Quand vous allez sur le terrain, ne cherchez pas à valider les savoirs locaux par la théorie occidentale. Faites l'inverse. Partez du savoir local pour réinventer la théorie. Car si nous voulons que ces savoirs deviennent le moteur des politiques publiques en Afrique et pas seulement un objet de thèse dans les bibliothèques, nous devons les considérer pour ce qu'ils sont, non pas des objets d'étude, mais des sujets méthodes. Je vous remercie pour votre attention plutôt, et je voudrais, merci, je voudrais vous dire, vous livrer un secret. Vous avez vu durant ma présentation que je n'ai pas parlé de psychologie, parce que mon texte, je l'ai préparé avant de recevoir les orientations du panel. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu changer ce que j'ai fait auparavant et ce que j'ai préparé. Et je voulais vous livrer un terrain qui est aussi riche que les terrains que nous avons eu à connaître depuis hier. Et je voulais partager avec vous ces savoirs autochtones qui ne sont pas les seuls en Algérie. On a des savoirs locaux en matière d'éducation, en matière de médecine, en matière de gestion relationnelle. Et peut-être dans les discussions, j'aurai à parler de l'implication de la psychologie dans ce domaine. Et merci pour votre attention. Merci, Madame la Présidente. Merci infiniment, Kedija, pour ce partage d'expérience sur la panoplie ou alors le large spectre d'intervention des savoirs endogènes dans le contexte algérien et du plaidoyer que tu viens de faire pour leur reconnaissance plénière par les politiques publiques et également leur intégration de manière rigoureuse dans la recherche en Afrique. On reviendra là-dessus lorsqu'on abordera la séance des échanges. Après donc cette présentation, je voudrais passer la parole maintenant à professeur Isaac Olawale, qui est, comme je l'ai dit, spécialiste des questions de paix et de sécurité. Il est historien de formation
Et il va nous livrer le regard qu'il a, ou alors le regard qu'on devrait avoir de la question des savoirs indigènes de manière générale. Isaac, vous avez 10 minutes. You have 10 minutes, Isaac, please. Okay. Good day to you all. What I've been asked to do is to share with you my understanding of indigenous knowledge from my field of specialization. But I belong to many academic specializations. And so I think the first thing to do is to define my scholarship. I read history, but when you come to the University of Ibadan, you will see two types of history. There is the history taught by the Department of History, University of Ibadan. But in the Institute of African Studies, we also have another doctorate program in African history. So my PhD is in African history. Now, what is the difference between the two? In the Department of History, you are taught history generally. But when you do history in the faculty, in the Institute of African Studies, you are doing history that takes into consideration the local peculiarities of Africa. And therefore, you are forced to take more than history courses. You go to Department of History, take all the compulsory courses, and then you take courses in anthropology, you take courses in linguistics, and the rest of them. Now, by the time you graduate, you become first and foremost a specialist in indigenous knowledge. That is to say that your understanding of that discipline is beyond the ordinary. That is my background. But in 1996, I decided to establish for the University of Ibadan, postgraduate studies courses in peace and conflict studies. And it was the first in West Africa. And I got the opportunity of being invited by the United Nations to the International Leadership Academy in Amman, Jordan, where I was trained with the military. We went around Middle East countries training with the military, and it was an attempt to embed civilians in military operations. And therefore, I did not just become only a specialist in security studies. I became a military man. So as I'm standing before you, I'm a military man. And probably that is why the African Union appointed me as its editor-in-chief. There is a journal we call African Union Journal on Terrorism. It's based in Algiers. I am the editor-in-chief. I train the military, train Secret Service, train the police. Now, the point I'm trying to make is that I do not belong to just one discipline. I belong to many disciplines. And I was asking myself, from which disciplinary point of view do I approach this subject matter? Now, let me start with history. I shared with us what we were taught in history, most especially the position of Professor Trevor Roper, that there was no African history before the white man came. And so what I was taught in my graduate class was to use oral traditions to establish indigenous knowledge before our encounter with Western civilization. But I'm happy that this morning we have also been taken deeply into the terrain of the use of Ajami. So that is to say that we did not only have oral traditions, we did not only capture our past in oral traditions, but there, some documentary evidence of our past. And I think that's why I was actually thrilled by the presentation we listened to this morning. Now, the implication of that is that Africa started with what I would call epistemic denial. Our past was denied. And I think what we're trying to do here is to recover that past that was denied. And I want to congratulate all of you because you are
going to do several things that will help us to recover all that needed to be recovered about our past. Now, when I was in African history, when I was writing in African history, I used my knowledge of indigenous knowledge system to work on several issues. And I will share with you some of my findings before going into security studies. I wrote a paper on indigenous health system. And my interest in that paper was stimulated by an event in an African country. A woman went to the clinic to say she was having some pains in her body. And the hand was scanned, and there was a needle inside. So it became very, very, strange to a Western scientist how a needle will get into the body. How was it inserted? And so it was decided that there would be a surgical operation. And this woman was taken, in, and she was operated. The place was open, but the needle could not be found, and she was closed up. And then a voodoo priest came in and removed the needle without any surgical operation. So I became interested in that, and as a result of that, I started asking questions. And it was then I met a number of scientists who said there are problems that can only be understood by Africans, understood by Africans themselves, because some of these problems are beyond the understanding of Western science. And in the university, teaching hospital in my university, I interacted with my colleagues, and they told me that there are certain situations where they found some cases difficult to solve using Western science. And so the patients were humbly advised, can you go home and use indigenous knowledge system? Now, some of them told me that, strangely, some of these people came back, still being alive. I mean, the sickness did not kill them. These people that took them away did something that is still strange to Western science. Now, in my investigation, I realized that there is what you call indigenous knowledge in dealing with this problem, but there is also what one would call alternative knowledge, because some of these people that were sick and were healed were only healed by prayers. So, but the problem we are finding now, we are facing now, is that we have not been able to find a methodology for reconciling Western science and indigenous knowledge. That is issue number one. Let me go to security studies, because I am managing three problems now. One, with the Office of National Security Advisor in Nigeria. We have people who killed, who have been arrested. And if you want to take them to court of law, using the Western concept of justice, then you will spend the next 20 years trying people in court. There are so many. But the question is, how do you process them? Now, this called our attention to the difference between the Western concept of punitive justice and the Western approach to reconciliation. In Africa, our indigenous conflict management system is more in the direction of reconciliation. But the Western one is saying you have to decide who is right and wrong, and then you punish whosoever is wrong, and if possible, compensate whosoever is right. But we have realized that the magnitude of problems that we have in Africa cannot be attended to using the Western approach alone. And I think this is what brought up the Gachacha thing in Rwanda. There were several people in prison, and the United Nations had to ask the people, what approach, local approach, can we use to decongest the prisons? And that was when we had the Gachacha. And through Gachacha, several people were processed. And Gachacha is just saying, yes, you acknowledge what you have done, and then the victims will decide whether they want to forgive you or not. And then once the victim says, look, we forgive you, then the case is closed.
And as a result of that, we were able to deal with the problem in Rwanda. Now we have a similar problem in Nigeria. You have killers. The question now is, what do you do with them? We have realized that the Western approach may not be able to solve the problem. And so we are still developing a mechanism for dealing with this problem. Now, before she asked me to round up, I want to call attention to one issue you have to discuss here. It is what I call implementation science. And implementation science is important because at the end of the day, you will have different types of lectures and so on. You will make all kinds of discoveries. But what do you want to do with the knowledge that you get from here? You need implementation science. And implementation science is to say, you reason through your data and you begin to see how to turn your data into innovations, into things that can grow the society. That is a major task before us here. Thank you. Merci beaucoup, Isaac, pour ce partage d'expériences personnelles des multiples domaines de spécialisation qui sont les tiennes et comment est-ce que cela a construit ta compréhension de ce qu'on entend par savoir indigène et qui peut informer justement les jeunes boursiers que nous avons à l'heure actuelle. L'histoire du Codesria est merveilleuse parce que c'est une organisation, c'est une institution formelle qui permet justement à tous les chercheurs en sciences sociales et en sciences humaines, et désormais même dans les sciences dites fondamentales, les sciences plus dures, puisque je sais que parmi vous, il y a des médecins, des vétérinaires, etc., qui ont eu la bourse, qui permet donc au sein du Codesria de mettre en place cette interdisciplinarité pour avoir ce point de vue multiple et souvent complexe et décomplexifier la connaissance que nous avons et l'approche qui devrait être menée dans le contexte des savoirs indigènes. Merci encore, Isaac, pour cela. Le dernier intervenant aujourd'hui dans ce panel, c'est un professeur de sciences politiques de la République démocratique du Congo. Il est certes politiste, mais ses intérêts de recherche couvrent de larges spectres de champs disciplinaires. Et il a une compréhension encore plus ancrée de l'accompagnement des jeunes chercheurs de par son histoire, de par sa trajectoire au sein du Codesria, au sein de l'Université de Kinshasa et au sein des différentes organisations dans lesquelles il a eu à évoluer. Donc, je voudrais passer la parole à Jacques pour, à la suite des prédécesseurs, donner justement cette guidance, cette voie aux jeunes qui sont là aujourd'hui devant nous et que nous sommes appelés et que nous appelons à prendre la relève de ce que nous faisons ici aujourd'hui. Jacques, tu as 10 minutes. Jacques va rester assis parce qu'il a des petits soucis de santé, donc il ne va pas pouvoir se lever. Merci. Merci beaucoup, chère Thérèse. En fait, en sciences politiques et dans les sciences sociales, de manière générale, les études sur les savoirs endogènes sont récentes. Et il y a une raison, n'est-ce pas, à cela, c'est que pendant très longtemps, la discipline qui était appelée à étudier les savoirs endogènes, c'est l'ethnologie, notamment l'ethnologie coloniale. Je crois que vous savez très bien, dans la répartition des matières à l'époque, l'ethnologie est une discipline qui était appelée à étudier les sociétés primitives, c'est-à-dire nos sociétés africaines, dans celles qui n'avaient pas d'histoire, disait-on, qui n'avaient pas d'État, etc. Et la science politique, la sociologie et d'autres disciplines, c'était des disciplines appelées à étudier les sociétés les plus évoluées, notamment les sociétés occidentales, celles qui étaient les plus évoluées et qui avaient des États, qui avaient connu un système de politisation très, très avancé. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour vous qui êtes boursières et boursiers, la tâche est immense parce qu'elle consiste à intégrer justement les savoirs endogènes dans l'espace argumentaire des sciences sociales et des humanités. Mais pour y arriver, il faut faire attention.
Il faut éviter de faire des savoirs endogènes, des savoirs de ghetto ou des savoirs de basse intensité. Il faut plutôt que vous mettiez en tête, n'est-ce pas, l'idée selon laquelle l'objectif qui est le vôtre aujourd'hui, c'est de faire de sorte que les savoirs endogènes ou bien les recherches qui seront issues de vos études, basées sur les savoirs endogènes, que ces recherches-là puissent réinventer les sciences sociales et les humanités, ça c'est la première chose, que ces recherches servent à mettre en place des politiques publiques ancrées dans les réalités locales et portées par des acteurs locaux, deuxièmement. Et troisièmement, il faudra que ces recherches permettent de générer des données probantes et des outils d'évaluation. Je n'ai pas le temps pour expliquer tout ceci en détail. Vous savez très bien que pour qu'un pays puisse se développer, il faut que ce pays dispose, n'est-ce pas, d'outils d'évaluation et des données probantes. Et les savoirs endogènes dont il est question ici doivent nous aider à produire ces données probantes et ces outils d'évaluation. Il faut également que ces savoirs endogènes nous permettent de mettre en place des institutions de gouvernance efficaces. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas de réinvention du continent sans la mise en place d'institutions de gouvernance qui soient efficaces. Et cinquièmement, il y en a beaucoup, je m'arrête à ce niveau-là, il faut que les savoirs endogènes ou vos études, vous entreprenez sur ces savoirs permettent en fait de nous donner une certaine souveraineté épistémologique et une autonomie de la pensée qui sont aussi les deux utiles pour le développement du continent. Mais pour y arriver, il faut faire attention. Je le disais tout à l'heure, il ne faut pas que nous fassions des études de ghetto. Pour y arriver, il y a une question. Il y en a beaucoup, mais j'en prends seulement une que je vais développer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faudra que vos recherches soient inscrites dans un ancrage ou dans une mouvance empirique, méthodologique, dans un ancrage historique, mais aussi dans un ancrage empirique. Alors, je commencerai par l'ancrage empirique parce que je trouve qu'il est le plus important. Nous attendons de vous que vos recherches permettent de générer des données qui sont réelles, qui sont observables, qui sont vérifiables et qui sont issues du terrain. Ça, c'est très important. C'est à partir de cela que vous saurez faire la différence entre les savoirs endogènes et des savoirs qui relèvent de la mystique, par exemple. Les savoirs mystiques ne nous concernent pas ici. L'année passée, nous avons eu le témoignage d'un participant qui est allé, il avait des maux de dos, comme moi un peu. Il est allé voir, on ne sait pas s'il faut l'appeler un marabout ou qui. Et le gars lui dit non, écoutez, attendez, ça va se calmer. Il prend des feuilles, de plantes, il les mâche dans sa bouche et puis il projette tout ce qu'il avait mâché là sur le dos de ce gars. Et 3 jours après, le gars avait recouvré sa santé. Mais si vous voulez étudier ce phénomène, c'est très délicat à étudier. Il y a un souci parce que les résultats scientifiques doivent être reproductibles, vous le savez, ils doivent être réplicables. Or, si on mène une étude comme celle-là plutôt, on ne sera pas en mesure de répliquer les résultats parce que vous n'avez qu'une seule personne qui est capable de faire cela. C'est aussi, il y a un thème intéressant aussi qui a été soumis ici, mais ce sont des situations que nous connaissons aussi dans nos pays. Il y a des gens qui sont capables de faire advenir la pluie, c'est-à-dire il ne pleut pas, tout d'un coup il vous dit non, écoutez, moi je suis capable de faire de sorte qu'il puisse pleuvoir. Alors une personne comme ça, si vous voulez entreprendre une étude sur ce cas précis, vous entrez en contact avec ce monsieur, il vous montre que non, tout ça, et puis il pleut, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vérifier ce genre de résultat? Parce qu'il est le seul à le faire. Et puis, la relation de cause à effet entre la pluie, n'est-ce pas? Est-ce qu'il fait? C'est une relation qui est aléatoire. Vous voyez? Donc, scientifiquement, il y a des sens. Là, il s'agit des études mystiques qui ne relèvent pas tellement des savoirs endogènes. Donc, nous, ce que nous voulons dans le cadre du programme AFRIAK, c'est des études qui sont empiriquement vérifiables, qui peuvent vous conduire à des résultats pouvant donner lieu à la formulation des politiques publiques ancrées dans nos réalités et portées par des acteurs locaux. C'est ce genre d'études dont on a besoin. Et alors,
À ce titre-là, l'ancrage empirique devient un élément important parce que l'ancrage empirique, c'est ce qui permet justement d'établir la différence entre une étude scientifique et une étude qui relève, n'est-ce pas, un essai d'opinion ou un essai philosophique. Parce que l'ancrage empirique permet justement aux chercheurs de réfuter des théories ou de ne pas les réfuter. Tout à l'heure, Mokedem a évoqué cette problématique qui est très importante. On sait très bien que dans le processus d'une recherche, on peut partir de l'induction vers la déduction ou de la déduction vers l'induction. C'est-à-dire on peut partir de l'empirie vers, donc des théories vers le terrain ou bien du terrain, donc de l'induction, n'est-ce pas, vers la théorie. Et la relation entre les théories et le terrain est une relation complexe parce que à la fois les théories sont issues des phénomènes concrets analysés par des chercheurs, mais ces mêmes théories doivent être remises en cause par l'étude de ces mêmes phénomènes parce que chaque fois, il faut qu'il y ait toujours une relation de concordance entre la théorie et les faits qu'elle est censée expliquer. Lorsque la théorie se trouve en décalage avec les faits, eh bien, il faudra à ce moment-là modifier la théorie ou la compléter ou carrément la supprimer. Donc, l'ancrage empirique de vos études est un élément d'une importance capitale. Les études qui n'auront pas d'ancrage empirique vont nous créer des problèmes, notamment dans le cadre de ce programme, parce que vous avez lu l'appel à communication du programme AFRIAK. Le programme AFRIAK a pour mission de générer des données qui permettent la mise en place d'interventions publiques. Donc, on a donc besoin de ces études qui sont empiriques. Donc, si vous avez un thème de recherche qui porte sur une question, par exemple, historique, c'est très important parce que ça peut nous permettre de documenter, n'est-ce pas, les savoirs endogènes, mais il faudra fournir un lien pour la mettre en relation avec la dimension sociologique, notamment avec la dimension de terrain. Parce que tous les boursiers et toutes les boursières devront rencontrer les détenteurs des savoirs endogènes. Et donc, à ce moment-là, la dimension empirique devient un impératif scientifique de grande importance. La deuxième condition pour que nous ne fassions pas des études de ghetto, c'est d'inscrire nos recherches dans une mouvance méthodologique. Et ça, c'est très important. Et là, il y a beaucoup de choses à dire, juste l'essentiel. Votre étude, est-ce qu'elle est qualitative? Est-ce qu'elle est quantitative? Quelles sont les sources auprès desquelles, n'est-ce pas, vous allez obtenir les informations? Il y a les personnes détentrices de savoirs endogènes, mais il n'y a pas que ces personnes-là. Il faut faire attention. Lorsque vous faites le terrain, vous avez ces personnes, ce sont des cibles principales, mais au-delà de ces cibles, il y a aussi des cibles secondaires qu'il faudra, n'est-ce pas, mettre à profit pour pouvoir produire des données. Il y a la dimension de co-construction. Il y a une dimension très, très importante. On l'a répété tout à l'heure, depuis hier d'ailleurs. L'objectif de ce programme, ce n'est pas de considérer les détenteurs des savoirs endogènes ou autochtones, ou bien toutes les personnes que vous allez mettre à profit pour avoir des données comme étant des personnes auprès desquelles vous allez extraire les données pour partir. Non, il faut les considérer comme des partenaires méthodologiques. Il faut les considérer comme des personnes détentrices de connaissances qui ont des choses à apporter aussi bien au niveau même de l'élaboration de votre étude qu'au niveau de l'interprétation des résultats. C'est de cette manière que nous pouvons innover dans ce programme. Parce que ce programme a aussi pour mission d'apporter des innovations méthodologiques, c'est-à-dire sortir des sentiers bâtis, n'est-ce pas, que nous connaissions très souvent, pour porter, n'est-ce pas, pour apporter une plus-value méthodologique et épistémologique qui permettent finalement de faire de ces études des études sérieuses qui apportent une contribution substantielle à l'espace argumentaire des sciences sociales et des humanités. Très rapidement, il y a l'ancrage théorique. Ça, c'est important. Eh bien, Le temps est fini. Merci beaucoup, j'arrête d'ailleurs. Alors, l'ancrage empirique, je la combine avec l'ancrage historique pour terminer d'ailleurs. Eh bien, il n'y a pas d'étude qui ne soit ancrée dans la théorie. Ça, c'est évident. Mais encore, ne faut-il pas dogmatiser la théorie elle-même? La théorie est à considérer ici comme un outil qui vous permet, n'est-ce pas, de faire l'observation, mais il ne s'agit pas d'en faire des sortes de momies
qui ne change pas, qui n'évolue pas, même si les données de terrain vous suggèrent des modifications qu'il faut apporter finalement aux théories. Donc, cette momification des théories, cette dogmatisation des théories est à éviter dans le cadre de ces études. C'est à partir de ces éléments que vous pouvez apporter une originalité aux sciences sociales et humaines. C'est à partir de cela que les savoirs endogènes peuvent devenir des savoirs qui apportent une plus-value épistémologique, n'est-ce pas, une plus-value scientifique à l'espace argumentaire des sciences sociales pour que ces sciences deviennent finalement des sciences qui peuvent contribuer au développement de notre pays. Merci. Merci beaucoup, Jacques, pour cette présentation qui est plutôt pédagogique à l'endroit de nos jeunes boursiers afin qu'ils sachent exactement ce qui est attendu d'eux et par quel canon on pourrait arriver. Peut-être que la première question, vu qu'on va bientôt ouvrir la phase des questions, il nous reste 30 minutes, sera peut-être d'aller en porte-à-faux avec ce qui a été dit tout à l'heure, Jacques, parce que les savoirs mystiques sont essentiellement des savoirs endogènes. Je suis autochtone, d'ailleurs, en Afrique, parce que moi, je suis d'une région au Cameroun où on croit beaucoup aux forces de la nature. Je suis de l'Est Cameroun, pour ceux qui connaissent un peu. Et chez moi, dans mon ethnie, dans mon clan, nous avons la connaissance de la maîtrise des éléments naturels. On sait arrêter la pluie, on sait faire tomber la pluie et on sait même lancer la foudre à un ennemi. Donc, si vous me parlez mal, ne soyez pas étonnés que votre toiture s'envole et aille. Voilà. On sait faire ça chez nous. Malheureusement, moi, je suis de l'école cartésienne. Je suis allée à l'école. Je n'ai pas eu le temps d'apprendre des choses au village. Donc, malheureusement, on est en train de perdre cela. J'espère donc, je crois qu'il y a un des chercheurs originaires du Nord Cameroun qui m'a dit hier également qu'ils ont cette maîtrise des éléments naturels. Donc, j'espère que lui pourra nous documenter là-dedans. Donc, moi, je suis pleinement dans l'idée que les savoirs mystiques sont essentiellement des savoirs autochtones. Je voudrais donc maintenant ouvrir la séance des questions, des échanges. Tout à l'heure, on avait eu 1 heure pour ces différents échanges. Là, on n'en a que 30 minutes. Donc, chacun aura droit à 1 minute 30 secondes pour son intervention. Que ce soit une question, que ce soit une remarque, une observation ou un partage d'expérience, ce sera uniquement en 1 minute 30 secondes. Donc, on va prendre 5 premières questions. La parole à qui veut la prendre. Levez les doigts pour les interventions. Levez bien les doigts pour que je vois. Alors, il y a 1 ici devant. On va commencer. 2, madame. 3, mon frère. 4. Plus personne devant ici. Et 5. On finit d'abord avec les 5 qui sont devant là et puis on va aller à ceux qui sont au fond. J'en ai identifié 4 déjà. Micro, s'il vous plaît. De m'avoir donné la parole et merci beaucoup aux panélistes pour vos brillantes présentations aussi. Ma question s'adresse directement à Madame Khadija. Je voulais que vous reveniez un tout petit peu entre le rapport qui existe entre la psychologie et les savoirs endogènes. Si je peux m'exprimer ainsi, je veux savoir, c'est-à-dire la position de la psychologie, c'est-à-dire que les populations, la façon dont ils pensent de ces savoirs endogènes-là, puisque ces savoirs endogènes doivent être validés, mais il y a certaines sociétés ou bien dans ces sociétés, il y a certaines personnes qui disent que moi, je ne fais pas confiance à ça. Et ça relève un peu de la psychologie de la personne. Et exactement, si elle ne croit pas à ces pratiques-là, ça ne va pas fonctionner pour elle. Tandis que d'autres qui croient à ces pratiques-là, même s'il faut donner juste de l'eau pour dire que ça va guérir ton maux de ventre, effectivement, ça guérit. Je voudrais bien que vous nous expliquiez un tout petit peu le rapport entre la psychologie et les savoirs autochtones. Merci. Merci beaucoup. Autrement dit, est-ce que la croyance conditionne la guérison dans certains cas? Deuxième personne, oui. Ok, merci beaucoup aux différents panélistes pour ces brillantes interventions. Moi, c'est Aïs Moussenomi et je suis agronome et j'interviens beaucoup sur les questions relatives à l'agroécologie.
lors de mes études, au nord du Bénin, on rencontre beaucoup les problèmes de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Et lors de mes échanges, il est ressorti du côté des éleveurs que quand les bœufs broutent, par exemple, les cultures des agriculteurs, qui a la croissance rapide de leurs bœufs, qui restent en bonne santé, ce qui fait que cette tradition se perpétue de génération en génération. Et donc, ma question, elle est celle-ci. Comment faire alors quand une tradition endogène qui est détenue par une communauté et crée des dommages, par exemple, à une autre communauté et que même les institutions, aussi bien formelles qu'informelles, n'arrivent pas à trouver une solution durable, puisque aujourd'hui, on parle beaucoup de questions de couloirs de passage et autres, mais jusqu'à présent, ça ne marche toujours pas. Et comment est-ce qu'on peut faire alors quand des problèmes comme ça surviennent? Parce que nous, en tant que chercheurs, quand nous allons tout le temps sur le terrain, les agriculteurs se plaignent à chaque fois. Et je ne pense pas que les éleveurs soient mal intentionnés. Je crois bien qu'ils sont... Ok, merci beaucoup. Votre question s'adresse donc à professeur Morcher, c'est Oui. ça? OK. Comment est-ce que un savoir détenu par une communauté peut être géré lorsqu'elle crée un conflit avec une autre communauté? Merci. J'ai deux questions. La première, je la pose au professeur Jacques, notamment dans les domaines des sciences politiques. Je voudrais savoir s'il existe des connaissances endogènes ou des savoirs endogènes susceptibles de nous permettre de réinventer le système de gouvernance qui sied à nos réalités locales. La deuxième question, je la pose au professeur expert des questions de sécurité. Je voudrais savoir si on peut encore aujourd'hui faire confiance aux institutions locales de résolution des conflits en contexte de la démocratisation des chefferies, parce qu'aujourd'hui, il y a des chefs qui sont élus et généralement, il y a le favoritisme, il y a le népotisme qui entre dedans et des chefs qui ne reflètent plus l'identité des communautés. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à ces institutions locales de résolution des conflits? Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup aux différents panélistes pour la qualité de leurs interventions. C'est plutôt une contribution qui va s'aligner avec le dernier intervenant qui parlait de l'ancrage théorique et empirique. C'est très important et je m'aligne parfaitement à ces propos, d'autant plus que quand on fait une étude, lorsqu'on montre le contexte, la problématique, les objectifs, il est bien de citer théoriquement les auteurs qui ont fait ces études et de montrer empiriquement, si vous travaillez par exemple sur une donnée de panel, quel auteur a utilisé telle donnée. Et à partir de là, nous allons utiliser ce modèle pour, dans la méthodologie, par la suite, apporter notre valeur ajoutée. Et je dis cela parce que après l'étude, c'est à partir de cette méthodologie que nous allons donner des implications de politique économique, donc qui va étayer et sur lesquelles les gouvernements ou les institutions peuvent s'appuyer pour améliorer la recherche. Je vous remercie, madame. Intervenant, oui. Ok, merci. Ici, c'est Juvenal à Wandinou. Et ma question va à l'endroit du troisième et dernier panéliste. Je voudrais savoir, au Bénin, nous avons également des communautés qui maîtrisent parfaitement comment pouvoir faire descendre la pluie ou arrêter la pluie. Cependant, et malgré cette connaissance, nous voyons que nous sommes toujours frappés par le changement climatique. Je voudrais savoir comment ces savoirs mystiques peut-il aider dans un contexte de changement climatique? Merci. Bien, merci beaucoup. Nous avons nos 5 premières interventions. On a eu des plaintes de la communauté arrière
Nous vous promettons que dès que nous finissons cette séance, nous allons passer directement à vous qui êtes au fond. Il n'y a aucune discrimination. Nous sommes là pour gérer les conflits. Alors, nous allons aller dans le sens inverse de la présentation de tout à l'heure, dont nous commençons par Jacques et nous allons remonter au fur et à mesure. Jacques. Merci beaucoup, Thérèse. Alors, il faut faire très attention. Lorsque vous avez des éléments concrets, naturels, physiques, qui vous permettent de faire tomber la pluie, et que ces éléments physiques et naturels peuvent être mobilisés par moi, El Mourchid, par tout le monde, et vous tous, pour faire tomber la pluie, à ce moment-là, il y a possibilité de mener une étude. Si c'est ce que Thérèse a dit tout à l'heure, ça dit si par exemple dans le Nord Cameroun, moi je peux aller prendre quelque part, aller, c'est pas moi, arracher des feuilles ou faire ceci, et à partir de là, la pluie tombe. Et si il existe une régularité dans ce processus, c'est-à-dire, moi je le fais, ça tombe. Nous amenons ça au Congo, ça tombe. On amène ça au Japon, ça tombe. À ce moment-là, eh ben, on peut dire qu'il est possible de faire la science parce qu'il y a des éléments concrets, empiriques, n'est-ce pas, qu'on peut mobiliser, qui peuvent conduire à la reproductibilité, à la réplicabilité, et à ce moment-là, c'est autre chose. Mais lorsqu'il s'agit de ce que nous disons ici, c'est-à-dire une personne est investie d'un pouvoir qui consiste à invoquer, et là, dans sa chambre, il pleut. Et puis, il ressort, il va encore quelque part, tout ça, il pleut. Et que moi, je ne suis pas en mesure de faire cela, toi, tu n'es pas en mesure de le faire, elle mochit tout le monde, il n'y a pas de science empirique. Ça, c'est de la mystique pure et simple, et ça ne peut pas faire l'étude d'une recherche scientifique, c'est clair. Pourquoi? Parce que dans l'épistémologie, il y a un principe de réplicabilité, de reproductibilité. Il faut que ça soit clair. Donc, si vous allez sur ce terrain-là, vous êtes à côté de la plaque par rapport à ce programme AFRIAK, tel qu'il est conçu. Mais si il s'agit d'aller quelque part, prendre des écorces, de faire ceci, et puis tout d'un coup, il tombe. Et puis cette relation entre la pluie et ce que vous faites ne doit pas être une relation aléatoire, c'est une relation régulière, parce que la régularité dans la science, dans les sciences, la science c'est quoi? C'est l'observation des phénomènes réguliers. Il y a une cause, il y a un effet. Il y a ceci, il y a un effet. Nous le faisons dans n'importe quelle circonstance de temps et de l'espace, et ça se produit les éléments scientifiques. À ce moment-là, on n'est pas dans le ghetto, on est dans les sciences, dans les savoirs endogènes qui contribuent au développement des sciences sociales et des humanités. Donc, l'intervenant de tout à l'heure, vous avez la réponse. Si vous me dites que dans votre communauté, vous allez m'appeler chez vous, j'arrive, et puis moi et toi, nous allons quelque part dans la forêt, nous faisons ceci, tout ça, la pluie tombe. Et puis nous faisons intervenir, c'est pas Godwin, ou tel, il arrive. À ce moment-là, on a des éléments scientifiques, concrets, empiriques, observables, vérifiables, quantifiables, qui nous permettent de faire advenir la. Et c'est à partir de cela qu'on peut même concevoir des politiques publiques pour dire, eh bien, nous pouvons intégrer dans les politiques publiques, n'est-ce pas, portant sur le climat, c'est pas le changement climatique, cet élément concret, n'est-ce pas, qui était qui relève du savoir endogène. Mais comment pouvez-vous aller dire, par exemple, au ministre de l'Environnement, bon, intégrez dans votre politique ceci. Si vous invoquez, vous appelez les dieux, les esprits, il va pleuvoir. Ça ne marche pas. Vous voyez? Ça, c'est de la mystique pure, qui n'a rien à voir avec ce que nous faisons ici. Donc, il faut faire donc cette différence entre les deux. Alors, est-ce qu'il existe des institutions qui permettent de ce qu'il a dit, voilà, de mettre en place des institutions de gouvernance? Ah oui, on en a. On évoque souvent les palabres, n'est-ce pas? Connaissez les palabres. D'ailleurs, on a même l'impression aujourd'hui que les palabres, n'est-ce pas, telles qu'elles ont fonctionné dans le passé, mais ce sont des modes de résolution, de conflits, ce sont des modes, n'est-ce pas, de gouvernance qui résout des problèmes, n'est-ce pas, que nous avons d'ailleurs aujourd'hui. Trop de problèmes, parce qu'il faut aller à gauche, à droite, parce que quand on fait l'étude, il faut pas, on n'entre pas dans les détails, les études qui ont été menées sur cette histoire des parables et qui ont conduit d'ailleurs à ce qu'on appelle la justice transitionnelle, etc., ont montré leur force, n'est-ce pas? Et on peut, vous savez, je reviens très rapidement, une minute. Pourquoi est-ce que quand nous faisons la science, nous avons l'impression que
ou bien l'histoire politique. On a l'impression que l'histoire politique a commencé en 1885, mais c'est faux. L'histoire a commencé en 1885. On a connu des royaumes, monsieur. Le royaume, c'était des États. Dans le royaume, on avait des empereurs, on avait des gouverneurs. Le royaume Congo, par exemple, chez nous, c'est le premier royaume le plus organisé. À l'époque, tout ça, les Belges et les Portugais sont entrés. Mais vous avez, n'est-ce pas, des royaumes qui, avec des gouverneurs, avec un système de décentralisation. On peut puiser tous ces modèles-là, n'est-ce pas, et les revaloriser pour pouvoir mettre des institutions de gouvernance. Et donc, si vous travaillez là-dessus, c'est une question qui est tout à fait valable. Merci, Donc, Jacques. oui, mais je termine encore en disant que faites attention avec la question de la pluie. Nous avons une deuxième La question séance. de la pluie, si c'est mystique, mettez ça de côté. S'il y a des éléments Mettons concrets, pas ça de ça ne- côté, ce sont les savoirs endogènes, Jacques. Alors, on passe Non, la c'est parole à Isaac pour 2 minutes, s'il te plaît. Well, the first question I will respond to is how indigenous knowledge can affect governance. And I think some of these issues were raised yesterday. One of the problems we are having in Africa today is that our political system lacks values. They are not based on any responsible values. People come into public office, steal resources, they mismanage the society, and they get away with it. And so some of us now preach Ubuntu. Ubuntu was, actually mentioned yesterday, that you are because I am, and I am because you are. So if those coming into our political system know that their survival is based on the survival of the general society, of the entire society, I think they will behave better. But many of them don't believe that they are part of the society. They steal as much as they want to steal, run to Europe, run to America, and nothing is happened. Nothing happens to them. Then we are also promoting another system, philosophy, what in Yoruba land we call Omoluabi principle. Omoluabi principle is that the name you are bearing does not belong to you. It belongs to a generation. Don't go out there to damage it. So if we can bring together all these indigenous philosophical values that informs responsible personality, I think our political system will be better structure. Okay. Merci pour la candidate à la question qui était vraiment pertinente. La question du rapport qui existe entre la psychologie et les savoirs locaux, tout le défi de la psychologie en Algérie, c'est comment la psychologie se positionne en face de ce système de guérison traditionnelle qui est en place. Il y a un grand défi. Maintenant, ça commence c'est-à-dire ce combat des psychologues commence à s'apaiser parce que les gens commencent à avoir cette culture d'aller voir le psychologue au lieu d'aller voir le guérisseur ou le cheikh ou le raqi. Et là, Brahim sait de quoi je parle, du raqi. C'est un guérisseur religieux qui, à partir du Coran, il peut guérir les problèmes psychologiques qui s'imposent aux personnes et individus. De ma part, par exemple, moi, si je vous réponds en tant que Khadija à la question, je vous dis, moi, dans ma pratique psychologique, parce qu'avant de venir à la recherche, j'ai été une praticienne du terrain. Moi, quand un patient me vient, et surtout quand un patient me vient pour une consultation ou pour un avis sur un problème précis, s'il fait confiance au psychologue, s'il fait aussi confiance au guérisseur ou au cheikh, moi, c'est le bien-être du patient qui m'intéresse. Et si ce cheikh peut lui apporter un plus, moi, je n'exclus pas les savoirs, c'est-à-dire un savoir traditionnel psychologique.
c'est-à-dire qui aide les personnes à se sentir bien. C'est-à-dire, et tout le problème, c'est-à-dire la concrétisation de la psychologie, la mise en place de la psychologie, a rencontré ce genre de problèmes chez nous. Mais comme je viens de le dire, moi je trouve que si le patient fait confiance au guérisseur, c'est déjà un pas pour le bien-être de ce patient. Et du coup, je n'oppose pas un savoir psychologique à un savoir autochtone, mais je fais avec. Et j'espère que je vous ai convaincu. Je vous en prie. Bien. J'ai reçu une question sur les conflits entre éleveurs et agriculteurs au Bénin. Là, je pense qu'il faut distinguer deux choses. C'est la zone de conflit, le pâturage, qui peut être une forêt, est une zone privée. Dans ce cas-là, c'est le droit positif qui s'applique. Parce que c'est éleveur privé, agriculteur privé. Si maintenant, et c'est souvent le cas en Afrique, la zone appartient à la communauté, on parle de biens communs en économie, dans ce cas-là, ce sont généralement les mécanismes issus des institutions informelles ou des savoirs endogènes qui sont censés s'appliquer. Et l'histoire a montré qu'effectivement, les détenteurs de savoirs autochtones arrivent, à travers des règles, à résoudre les conflits dans les meilleures conditions. Le problème qui s'est posé, c'est qu'un certain nombre d'États en Afrique avaient tout fait depuis longtemps pour décrédibiliser ces institutions informelles, ces règles informelles, pour les marginaliser. Et aujourd'hui, on est dans une sorte d'anarchie. Merci. Merci aussi à toi, Brahim. On va passer à la deuxième salve de questions, justement pour ne pas décrédibiliser la recherche et les savoirs que nous avons chez nous. Ceux qui sont au fond, levez bien les doigts. Je vois une dame en noir, elle s'est levée carrément. Le monsieur en blanc à côté, au fond encore. Voilà, celui qui s'est levé en noir, à côté de la cabine de traduction, ça fait 4 et 5. Dans cet ordre-là, prenez la parole. Merci. 1 minute chacun, pas plus. Nous devons aller manger. D'accord, merci beaucoup. Je suis Rose Inès depuis... Ça marche? Ok. Je suis Rose Inès Yakoubou, je suis béninoise et j'ai 3 questions. Et la première question, je voudrais... Ça marche? Ok. Je voudrais savoir la nuance qui existe entre les connaissances endogènes, les connaissances alternatives, les savoirs mystiques et les savoirs mystiques. La deuxième question, je voudrais savoir s'il y a des savoirs endogènes qu'on peut utiliser dans la politique pour lutter contre la corruption ou la mauvaise gouvernance, parce que de toutes les façons, nos ancêtres avaient cette technique-là. Et la dernière question, c'est au niveau de la mystification des savoirs endogènes. Tout à l'heure, dans l'explication du dernier intervenant, je crois bien, il a dit qu'on ne pourra pas étudier les savoirs mystiques car les résultats issus de ces recherches ne seront pas empiriques. Alors, comment faire une étude empirique sur les savoirs mystiques où c'est impossible? Merci beaucoup. Merci, Madame la modératrice, pour la parole donnée. J'aimerais avant toute chose féliciter les panélistes pour la qualité de leur présentation. Et moi, c'est Sen Alassane du Sénégal, donc spécialiste en économie du développement. En effet, j'ai 2 questions à l'endroit du professeur El Morchid. Donc, d'abord, j'aimerais que vous reveniez sur la
différences existantes entre institutions formelles et institutions informelles. Donc ensuite, vous avez dit tout à l'heure lors de votre présentation que les savoirs autochtones sont encore appelés institutions informelles dans le jargon économique. Donc partant de ce constat, j'aimerais savoir comment les institutions informelles, c'est-à-dire les savoirs autochtones, peuvent-elles compléter les institutions formelles, donc pour favoriser le développement économique de l'Afrique. Merci. Bonsoir. OK. Bonjour à tout le monde. Je tiens déjà à dire merci pour les différents exposés. Ma question s'adresse au professeur Khedija. J'en ai deux, pardon. La première question, c'est comment est-ce qu'on peut se réinventer ou bien se repositionner en tant que psychologue dans un environnement où on n'a pas assez de laboratoires de psychologues, où on n'a pas assez d'ouverture. Je pose la question pourquoi? Parce que chez nous, nous avons par exemple terminé le master, sauf qu'il n'y a pas assez de laboratoires qui explorent cet univers de psychologie sociale ou psychologie du travail. Donc, c'est un peu compliqué de se positionner. Donc, j'aimerais savoir déjà comment est-ce qu'on peut se positionner à ce niveau-là. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on peut instaurer un système de confiance avec les populations? Parce que lorsqu'ils entendent psychologie, la première des choses, c'est est-ce qu'on va penser que je suis fou? Donc, comment est-ce qu'on peut instaurer un système de confiance avec les populations en tant que psychologue? Et si on se base sur, est-ce qu'il faut absolument qu'on se base donc sur ces savoirs endogènes? Alors, c'est Akomian Sarah de la Côte d'Ivoire, titulaire d'un master en psychologie sociale et du travail des organisations. Merci. Bonsoir. Je voudrais remercier d'abord tous les panélistes. Alors, j'ai deux questions. La première va à l'intention je crois, le premier panéliste qui a parlé des interactions entre les institutions formelles et informelles. Alors, il a évoqué les institutions informelles concurrentes. Alors, j'aimerais savoir comment ces deux institutions peuvent coexister et comment on peut les amener à être complémentaires au lieu qu'elles soient concurrentes. Là, on voit déjà qu'il y a une barrière. Comment on peut transformer ces institutions pour qu'elles deviennent complémentaires? Alors, ma deuxième question, c'est le rapport entre le chercheur et les détenteurs de savoirs autochtones. Alors, le chercheur sur le terrain à la collecte des données peut se voir refuser l'accès à certaines informations ou à certaines données parce que parfois les détenteurs sont conservateurs et ne donnent pas des informations ou carrément donnent des informations biaisées. Alors, le chercheur, dans ce cas, dans le cadre du Codestria, quelles sont les actions ou bien la démarche pratique que le chercheur peut adopter pour sortir de ces cas de situation? Je m'en vais donner un exemple. Dans mon village, il y a un détenteur de savoir qui a le savoir de traiter les cas de morsures de serpent. Et dans le savoir est dans sa lignée, c'est-à-dire de descendant en descendant. Donc, tout le monde qui a besoin d'être soigné en cas de morsure doit passer forcément par là. Et il s'est fait que ses descendants ont quitté le village pour les études en ville et voilà qu'ils n'ont pas eu ce savoir. Et un jour, le vieux est parti, a rejoint ses ancêtres. Ici, le savoir est perdu. Et ça devient un défi de conservation de savoirs locaux et autochtones. Comment est-ce qu'on peut pallier à ce problème? Merci beaucoup. Je suis Mohamed Issaka du Togo. Merci beaucoup.
Je vais adresser ma question au professeur de l'économie. Si j'ai bien compris sa présentation, j'ai noté que les politiques publiques ne s'intéressent pas au savoir autochtone et les détenteurs de ce savoir ignorent également leur place dans les politiques publiques. Alors que dans la perspective du CODESIA, il nous est recommandé donc à l'issue de ces programmes que nous formulions des recommandations qui permettent aux politiques de considérer ces savoirs autochtones. Alors ma question est de savoir comment amener dans ces politiques publiques à reconsidérer la diversité de ces connaissances autochtones, sachant que avant d'intégrer un programme public de développement, il va passer par plusieurs processus encore de vote des lois. Alors, comment amener le pouvoir public à reconsidérer les différentes savoirs autochtones, à intégrer ces savoirs autochtones dans les politiques publiques de développement? Je suis Bayaba Chadrak du Tchad. Merci beaucoup, Monsieur Chadrak. Merci à tous les intervenants de la deuxième poule. Nous sommes actuellement à 13h07 et j'ai promis au comité d'organisation que nous serons au déjeuner à 13h15. Donc, nous avons exactement 8 minutes. Vous avez donc 2 minutes chacun. Nous commençons par Brahim et puis Jacques. Merci, Madame la Présidente. Je vais dire deux choses. Par rapport à cette histoire, institution formelle, institution informelle. Les institutions sont des règles qui régissent les relations entre les humains à l'intérieur d'une communauté, d'une société ou d'un État. Si ces règles ne sont pas écrites, on les appelle les institutions informelles. Les savoirs endogènes en font partie. Si maintenant ces règles sont transcrites, sont codifiées, comme une constitution, une loi positive, un décret, etc., on parle d'institutions formelles. Ce qui fait les institutions formelles, c'est du ressort de l'État. Et les institutions informelles, c'est du ressort du communauté. Maintenant, par rapport à la complémentarité, si on prend l'Occident, les institutions formelles dans l'Occident sont l'aboutissement de l'évolution progressive lente sur plusieurs siècles de leurs institutions informelles. C'est-à-dire les institutions formelles actuelles un peu partout en Occident, c'est l'aboutissement de l'évolution des institutions informelles. Chez nous, les institutions informelles sont là et les institutions formelles sont importées de l'Occident et transplantées dans une société qui ne les accepte pas. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en Afrique, comme dans le Sud global en général, il y a beaucoup de lois que l'on vote, mais qui ne sont jamais appliquées. Il y a ce que l'on appelle, Hollande a écrit un très bon article sur ça, c'est une anthropologue américaine, forbearance, l'indulgence. Ça veut dire on a les lois, mais on tolère les gens à faire ce qu'ils veulent. L'essentiel, c'est de garder un certain équilibre. Je vais donner un très bon exemple, celui de Botswana. Botswana aujourd'hui est un modèle en termes d'intégration progressive des institutions informelles dans ce qui est formel. Ils ont mis en place un certain nombre d'institutions, même au niveau du Parlement. Ils ont deux chambres. Une chambre, c'est les élus, et une deuxième chambre, c'est les notables, c'est les chefferies, etc., etc. Et ça marche à merveille. Deuxième chose, et je vais en finir. J'invite les jeunes boursiers à ne pas tomber dans ce que j'appelle le piège de l'authenticité. Le piège de l'authenticité, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des communautés autochtones qui aspirent à la modernité, n'est-ce pas? À leur manière. Chacun à sa manière. Mais d'un côté, on a un certain nombre de pouvoirs publics, d'ONG internationales, de bailleurs de fonds, d'institutions internationales comme l'UNESCO par exemple, qui préfèrent garder ces communautés dans leurs états initiaux. Soi-disant, c'est pour préserver l'authenticité, le patrimoine, etc.
Mais ces gens-là doivent aussi évoluer. Et on a des expériences qui avaient parfaitement marché. Le Canada, l'Australie. Lorsqu'on parle de savoir endogène ou autochtone, c'est des connaissances qu'on étire avant tout. On doit les préserver, mais on ne peut pas les laisser dans l'état. La société doit évoluer. L'Afrique doit évoluer. Ça peut déranger un certain nombre de gens, mais je trouve que c'est comme ça. Merci. Ok, merci. Oui. Est-ce qu'il y a des savoirs endogènes pour étudier la corruption? Une question une question piège. Vous savez, les gens qui sont les plus corrompus, hein, ce sont des gens qui ont fait de grandes études, etc., tout ça, mais qui malheureusement sont corrompus. Hein. Ils ont reçu une certaine instruction à l'école, tout ça. Et je ne pense même pas que même s'il existait des savoirs endogènes pour lutter contre la corruption, ces gens-là ne seraient pas corrompus. Donc, à mon sens, c'est un problème d'éducation. C'est un problème éthique qui relève de l'éducation, qui relève des valeurs, etc., tout ça. Dire qu'il y a des savoirs qu'il faut mettre en place, tout ça, non, c'est très délicat. Alors, comment étudier empiriquement les connaissances mystiques? Il existe plusieurs formes de connaissances. Il faut faire attention. Il y a des connaissances scientifiques, il y a des connaissances magiques, ça c'est l'épistémologie. Il y a des connaissances mystiques. Alors, les connaissances scientifiques se particularisent justement par ce que j'ai dit tout à l'heure. Sont des connaissances qui mobilisent des données empiriques, vérifiables, observables, etc., avec des résultats réplicables, etc. Alors, si vous n'êtes pas en mesure de faire cela, il faut laisser cela dans une autre forme de science. Il y a des sciences et des formes de connaissances qui sont habilitées à étudier ce genre de connaissances. Voilà, c'est comme par exemple, j'ai un exemple simple. La religion, les questions religieuses sont des religions qui relèvent de la foi. Si vous voulez y aller avec la science, c'est un peu compliqué. Quand on vous dit que Marie a mis au monde Jésus, elle était vierge, scientifiquement, ça pose problème. Donc, la méthode pour étudier ça, c'est la foi. Un point et plus. Parce que vous ne pouvez pas vérifier ça, etc. Vous voyez un peu. Il faut faire très attention. Alors, on y va. Différence entre savoir autochtone, alternatif, etc. Une question très délicate aussi. Quand vous lisez ces choses-là, vous ne voyez pas la différence clairement. D'abord, il existe un point commun. Ce sont des connaissances empiriques qui se transmettent par tradition, et par voie orale, et souvent de génération en génération, que ce soit endogène, autochtone, tout ça. Maintenant, il y a des nuances. Les connaissances autochtones, les savoirs autochtones sont des connaissances des peuples originaires, comme les aborigènes, les pygmées, etc., et qui impliquent des droits territoriaux. Vous voyez, ça, c'est une nuance qu'on apporte. Les connaissances alternatives, ce sont des connaissances qui s'opposent aux connaissances hégémoniques. Vous voyez, les connaissances hégémoniques, elles sont occidentales. Hein, souvent, il faut décoloniser. C'est pas qu'il faut décoloniser, la science occidentale. Maintenant, les connaissances alternatives qui nous concernent ici sont celles qui s'opposent à ces connaissances pour essayer de mettre en place, n'est-ce pas, des schémas théoriques différents, des schémas différents, des schémas paradigmatiques différents qui relèvent de nos réalités et qui permettent, n'est-ce pas, de mettre en place des clés d'analyse de nos réalités pour arriver au développement, n'est-ce pas, un développement adéquat. Et oui, il reste une question. En ce qui concerne, une minute, hein, en ce qui concerne la problématique de l'accès à certains détenteurs des savoirs, ça c'est une question très compliquée. On en a parlé la fois passée à Kigali. Il n'y a pas vraiment de réponse à donner. Tout dépend de l'habilité du chercheur sur le terrain. Que pouvez-vous faire pour accéder à ces données? D'abord, un élément important, c'est qu'il faut que vous considériez ces gens-là comme vos partenaires. N'allez pas, ne les prenez pas, n'est-ce pas, ne les considérez pas comme des gens moins importants. D'où la problématique des considérations éthiques, n'est-ce pas, qui ont été rappelées pendant le colloque. Le reste, inventé sur le terrain. S'il faut, il y a eu quelqu'un, hein, malheureusement c'est Cissé, il a donné une bonne communication là, à Kigali. Comment on peut contourner cela? Malheureusement, pas assez de temps, mais c'est une question très, très
Mais je crois que la question de la collecte des données sera parmi les formations, les modules qui vous seront donnés durant les prochains jours. Donc, on reviendra là-dessus. Okay, I want to join Moshid in saying that we should be careful about this authenticity trap. We'll be returning to the same problem we are trying to solve. By saying we are looking for indigenous knowledge that can be globalized, I think it's misleading. When you say something is indigenous, it is peculiar to the community, and it solves community problem. It solves the problem at that level. But if what we sit down here looking for is for what the whole country can use or what the entire globe can use, I think we are trying to solve a problem and then we are creating more problems for ourselves. That is the situation. I did a study two years ago on the application of indigenous knowledge for dealing with climate change. And it was, a very big global problem, a project. And the funders of that project in Canada decided to bring 15 African countries to Abuja. They wanted me to share the methodology with the people from these 15 African countries. And as part of the project, we listened to different countries, how they are solving problems. You see them using different local approaches for solving the same problem. For example, the role of religion. You find countries where Islamic faith produced prayers that was used to solve a particular problem. Then you see situations where local voodoo approaches and, so for indigenous knowledge, to me, I think we may not be right by saying we're looking for a framework that cuts across everywhere. No, it may not work. Some may work. And then for values, I believe that Africans have very good values that can actually help us at national level. In Nigeria, when you ask people to swear by the traditional religion in their communities, they will not do it. But if you ask them to swear by Bible or Quran, they are very happy because they believe that the Quran cannot do anything. They believe the Bible cannot do anything. But, having been given birth to in local communities, they know that the traditional gods don't have sympathy for anybody. You will die. So you die. So we really there are things that we can take and turn into national framework, but there are things that we can not actually generalize as we're thinking of. Many people don't go back to their communities in Nigeria because they know what the communities can do to them. But they are not afraid of Abuja. Thank you. À mon tour, moi, je réponds aux deux questions de la jeune lauréate. Je crois que vous avez posé deux questions existentielles qui sont en relation avec la place, le rôle et le rôle du psychologue dans une société donnée. C'est pas que dans les pays africains que le psychologue a ce genre de problème. Le problème que vous posez mérite un grand séminaire ou un grand workshop pour discuter des problèmes que confronte le psychologue dans une société qui le met pour la plupart du temps à la marge, qui le marginalise. Parce que dans les représentations de la société, le psychologue est fait pour les malades mentaux, pour les fous. Et c'est vrai, lorsqu'on dit psychologue, on l'associe à la maladie mentale, on l'associe à la démence, on l'associe à tout ce que l'individu récuse. Ce que je peux vous dire, c'est-à-dire comment peut-on se réinventer en tant que psychologue, comment peut-on instaurer un système de confiance entre le psychologue et l'autre. Je crois que ça relève de la personne du psychologue lui-même. C'est-à-dire, comme nous disaient nos professeurs, pendant la formation psychologique, il n'y a pas de recette. Il y a des règles, il y a un ensemble de règles que le psychologue doit respecter.
mais il y a aussi la personne du psychologue. Il y a l'environnement du psychologue. Et je crois que c'est tout ça qui fait que le psychologue peut, c'est-à-dire gagner une place dans les sociétés et changer ses représentations troublantes à son égard. Et on peut continuer la discussion ensemble tout à l'heure, si vous voulez. Je suis prête à ce qu'on continue la discussion. Comme ça, on libère nos collègues pour le déjeuner. Merci infiniment, Khadija. Merci, chers boursiers. Merci à tous les intervenants, tous les organisateurs. À la fin de ce panel, on voit que le questionnement reste permanent parce que la question de l'intégration du sujet savoir endogène dans les sciences sociales et dans les humanités reste encore loin d'être bouclé. Donc, le questionnement continue. Nous pouvons le faire entre nous, nous pouvons le faire avec d'autres personnes pendant les différentes séances et les différents jours à venir. Donc, je voudrais déjà remercier l'ensemble des panélistes ici, professeur Morchid, professeur Jacques, professeur Isaac et professeur Khadija. Je voudrais vous appeler à les ovationner pour leurs brillantes interventions et les points de vue qu'ils nous ont permis d'avoir sur la question. Je voudrais à la fin peut-être pas conclure sur la question parce que comme on l'a vu, il est loin d'être conclu, mais justement nous ouvrir à la réflexion sur ce qu'on entend par savoir endogène et comment est-ce qu'on intègre cela dans nos différentes disciplines, dans nos différentes activités et à s'ouvrir à l'interdisciplinarité dans ce que nous faisons. Bon, je ne vais pas conclure parce que j'ai déjà faim, donc je vais remettre la parole en remerciant le comité exécutif d'être venu et d'être intervenu ici. Je voudrais remettre la parole à notre secrétaire exécutif adjoint, Lawani, pour les questions pratiques, s'il y en a. Il n'y en a pas. On applaudit pour le secrétaire exécutif, s'il vous plaît. So let's thank the panel. Merci beaucoup au panel pour votre brillante intervention et les différents échanges. Merci beaucoup. S'il vous plaît, sous vos applaudissements. Le faute. Il n'y a pas de... Je suis sûr qu'on vous a pris une photo. Hein. Oui. Après. OK. It's lunchtime. Et ce que nous allons, s'il vous plaît, votre attention. Before we go to lunch, first of all, lunch will happen as yesterday in the rooms upstairs for fellows and mentors. We meet downstairs since the room there is smaller. One more thing, we have books. Okay, some of you have been asking about, some references, bibliography, and all those things. Usually, when we organize an event, we bring Codesria's publications. Okay, so we have Codesria's books back there. So during break time, lunchtime, you can go and check some of those books. It's on sale at a good price for, specifically for the event. And you can buy as many books as you want. Thank you. So we'll meet again since it's 1:30. We'll meet back in this room at 2:30 for the next session. Thank you and have a nice one.
So don't forget to leave your headsets on the table. OK? Laissez vos écouteurs sur la table en partant. Merci de ne pas partir avec les écouteurs.
Welcome back. Welcome back. Thank you. I hope the lunch went well. Donc, pour cette session que nous allons avoir, c'est la session où nous allons parler en profondeur de votre fellowship. C'est la session où nous allons nous assurer que vous comprenez votre parcours durant le fellowship et que nous puissions aussi répondre à toutes les questions liées à votre compréhension de ce que nous attendons de vous. OK? J'attends le PowerPoint. OK, merci bien. Donc, normalement, il y a un booklet, un livret qui a été conçu en français et en anglais et qui va être partagé avec vous d'ici voilà, d'ici demain ou en tout cas d'ici le week-end. Mais nous avons voulu parcourir ensemble le contenu pour mieux vous expliquer ce qu'il y a dedans et nous assurer que quand vous aurez le livret, que vous puissiez donc comprendre toutes les informations qui sont contenues dans le livret. Can I have the pointer? Donc, nous allons parcourir ensemble. Dans un premier temps, je vais vous parler de ce qu'on a appelé la feuille de route AFRIAK. Okay? Quelles sont les différentes étapes que vous allez suivre tout au long de votre parcours dans le fellowship. Et nous verrons ensemble ce que nous attendons de vous en termes de résultats, en termes de sortie du fellowship. Nous verrons ensuite des éléments pratiques qui sont liés au IT, qui sont liés aux méthodes de communication, qui sont liés aux finances, qui sont liés à tout ce qui est voyage, comment on gère, parce que déjà, pour faire venir 100 personnes et plus en une seule rencontre, ça demande de la logistique. Et il faut qu'on se comprenne sur un certain nombre d'éléments de base. Et il y a ce qu'on appelle aussi le safeguarding. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais tout ce qui est lié voilà, à des éléments de bien-être durant le fellowship. Premièrement, il y a le roadmap. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui comprend les grandes étapes du fellowship AFRIAK? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire un peu ce qu'on attend de vous en termes des grandes étapes dans le processus AFRIAK? Way back, yes, at the end, please. Merci beaucoup. Bon, je vais tenter de répondre à la question. Hein. Premièrement, juste après la sélection,
il y a le workshop, l'introduction workshop que nous sommes en train de faire, qui est une phase aussi du fellowship en question. Donc après, précisément le 4e mois, si je ne me trompe pas, on doit se réunir dans nos hubs où on va rencontrer les détenteurs de savoir indigènes qui vont nous accompagner dans l'élaboration et le peaufinement de nos notes conceptuelles, évidemment. Juste après ça, à nos retours, on doit déjà commencer par faire, rassembler déjà les données et tout ce qui a été fait et aligner en fait nos différents concepts notes par rapport au savoir endogène, les lier quoi, pour que cela retrace les savoirs endogènes. Je crois que j'avais oublié une petite étape que juste après ce workshop, on doit déjà commencer par faire établir les collectes de données et tout avant d'aller dans nos hubs au niveau du 4e mois. Et juste après ça, je crois que on doit maintenant commencer à rédiger nos rapports. Et bon, tout ce qu'on a dit comme outcome, hein, ça va différencier d'un groupe à l'autre, ou d'autres, ce sont des policy briefs, ou d'autres, ce sont des policy recommendations, et d'autres, ce sont des articles scientifiques. Et ce qu'on va, ces différents outcomes, ces différents documents seront renvoyés à Codesria pour publication sur la page du Codesria. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. OK, merci bien. Alors, la route AFRIAK des roadmaps est en 10 étapes. OK? La première étape, évidemment, a commencé avec l'appel à candidature. On a fait l'appel à candidature. Vous avez soumissionné à l'appel à candidature. On vous a parlé hier du processus de sélection qui a eu lieu. Et avec le processus de sélection, vous êtes aujourd'hui la cohorte de AFRIAK. Et ce qu'on vous a demandé à un certain moment, c'est de pouvoir aller sur le site dont on vous a donné le lien et créer votre profil. OK? Vous avez créé votre profil et on vous a notifié que, voilà, vous avez été sélectionné. On vous a demandé de pouvoir upload un certain nombre de documents sur le site avec les photos et tout cela, ce que vous avez fait. OK? Et donc, avec tous ces documents, aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'Induction, l'atelier d'initiation où on vous accepte, où on vous prend dans le programme en vous expliquant comment le programme fonctionne. Donc là, actuellement, nous sommes à l'étape 3 du processus AFRIAK ou de votre parcours dans AFRIAK. Qu'est-ce qui va se faire après ici? C'est lié à ce qu'on vous a déjà demandé de faire. Okay? Depuis un mois, on vous a demandé d'améliorer vos notes conceptuelles. Oui, les notes conceptuelles que vous avez envoyées, si vous êtes sélectionné, c'est que on suppose que c'est de bonnes notes conceptuelles qui ont le mérite d'être sélectionnées. Mais toute chose demande de l'amélioration. Donc, on vous a demandé, en collaboration avec vos mentors, de retravailler vos notes conceptuelles. Un guide vous a été envoyé pour pouvoir revoir des éléments, okay? Autant au niveau des concepts, au niveau de la méthodologie, au niveau des outputs que vous allez avoir pour améliorer la note et nous la renvoyer. Et je suppose que tout le monde a déjà renvoyé la version 2 de la note conceptuelle. Okay? Et ce que nous allons faire, c'est qu'il y aura une version 3. Okay? Après l'atelier que nous allons avoir, quand nous allons finir l'atelier la semaine prochaine, nous allons vous donner une semaine pour revoir encore la note. Parce qu'on suppose que durant l'atelier, vous avez eu encore de nouvelles connaissances. Surtout, vous avez eu des ateliers conceptuels, des ateliers méthodologiques qui vous permettent peut-être de revoir encore des éléments. Et puis vos mentors, vous les parlez, vous vous adressiez à eux en ligne. Ils sont là
avec vous pendant 2 semaines. Donc, vous avez l'occasion d'interagir avec eux et d'améliorer encore plus vos notes conceptuelles. Donc, ce qu'on va vous demander à la fin de l'atelier, la semaine prochaine, c'est de retourner encore à la version que vous aviez soumise avant l'atelier, de la revoir et de donner une dernière amélioration. OK? Et c'est cette dernière version que nous allons considérer pour la suite d'AFRIAK, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments que nous attendons. Et c'est seulement suite à cette dernière version que vous allez signer le contrat AFRIAK. Okay? Donc, un contrat sera signé entre vous et le CODESRIA pour pouvoir mener votre fellowship. Mais pour que ce contrat soit signé, il nous faut cette dernière version de la note conceptuelle que vous allez envoyer. On vous donnera la date exacte, mais au plus grand tard, 1 semaine après la fin de l'atelier que nous avons actuellement, vous allez nous envoyer cette dernière version. Et quand vous allez nous la renvoyer, nous vous enverrons maintenant le contrat de 7 mois à signer avec CODESRIA. Et c'est avec ce contrat-là qu'on va travailler pour la suite du fellowship. Donc, nous sommes à l'étape 3. La prochaine étape sera de revoir encore une fois la note conceptuelle et ensuite de signer le contrat avec l'organisation pour pouvoir commencer le fellowship. Donc, le fellowship commence réellement à la signature du contrat. OK? C'est juste pour dire qu'actuellement, le fellowship en tant que tel n'a pas commencé. Les 7 mois, nous le décomptons à partir du moment où vous allez signer le contrat. Et actuellement, nous visons le début du contrat pour le mois de septembre. Donc, disons qu'à partir de début septembre, le contrat va être lancé et vous pouvez décompter les 7 mois à partir du mois de septembre. Une fois que le contrat est signé, évidemment, après que nous ayons eu la dernière version de la note conceptuelle. Pour ceux qui sont en groupe, parce qu'il y a des gens qui sont individuels, il y a des gens qui sont en groupe. Pour ceux qui sont en groupe, vous envoyez, c'est la même note, c'est une note conceptuelle pour tout le groupe, mais c'est des contrats individuels qui seront signés avec CODESRIA. Okay? Vous n'allez pas signer un contrat de groupe, nous signons un contrat individuellement avec vous pour nous assurer que nous sommes liés avec vous en tant qu'individu, même si vous allez travailler en groupe. Une fois que les contrats sont signés, évidemment, on suppose que depuis que vous avez été accepté pour le fellowship, vous avez déjà commencé tout ce qui est à faire peut-être pour votre recherche, etc. Mais une fois que le contrat est signé, on s'attend à ce que vraiment la recherche proprement dite commence. Et vous allez lancer votre recherche dans vos communautés. Vous allez interagir avec ce que nous appelons les détenteurs de savoir autochtones, les knowledge keepers, et c'est avec eux que vous allez faire le travail. On parle de coproduction. Okay? On reviendra plusieurs fois là-dessus. La prochaine étape, après la signature du contrat, c'est ce qu'on appelle la résidence dans les hubs. Hier, nous vous avons présenté les différents hubs qui sont répartis sur le continent. Donc, vous êtes appelé à un moment, durant les 7 mois, à voyager, aller faire 1 mois dans un autre pays que le vôtre. OK? Si vous êtes béninois, on ne va pas vous envoyer dans un hub au Bénin. On est d'accord. Et il y aura très peu de chances même qu'on vous envoie dans un hub au Togo, parce que c'est trop proche. L'idée, c'est de vous envoyer le plus loin possible, OK, pour que vous puissiez voir d'autres cultures, d'autres façons de faire, vous imprégner de ce qui se passe et rencontrer des détenteurs de savoir autochtones qui sont dans ces hubs. Dans ces centres de recherche qui vont vous accueillir, chaque centre a au moins 2 détenteurs de savoir qui travaillent avec le centre et qui vont travailler avec vous tout au long de votre période de résidence. Et durant la période de résidence, l'idée, c'est quoi? C'est de vous imprégner de ce qui se fait ailleurs en termes de recherche sur les savoirs endogènes, de rencontrer des gens qui travaillent là-dessus, de rencontrer des mentors. Les hubs organisent des séminaires, des sorties de terrain, etc.
Donc, pendant un mois, c'est vraiment de vous imprégner dans un autre pays. Et pour le moment, on n'a pas encore déterminé dans les 7 mois à quel moment exactement ça va se faire, mais on vous le dira au moins 2 mois à l'avance. Préparez-vous quand même pour les 7 mois à quitter votre pays pour un mois. Et c'est une obligation du fellowship. Okay? Ce n'est pas une option. Ce qui veut dire que quand vous signez le contrat, vous vous engagez aussi à partir pour un mois. De sorte qu'on ne veut pas, au moment d'aller en résidence, que quelqu'un dise « Oh, je n'ai pas envie d'aller en résidence, je n'ai pas envie d'aller dans ce pays, je ne suis pas libre, etc. etc. » C'est un engagement d'un mois sur les 7 mois à aller dans l'Europe. Donc, si vous avez des obligations professionnelles ou académiques, nous essayons de vous avertir le plus tôt possible pour que vous preniez les dispositions pour vous libérer pour un mois pour aller dans l'Europe. Okay? J'espère, si tout avance bien, peut-être que ça va être en novembre. Si ce n'est pas en novembre, ce sera l'année qui suit. Okay? Soit en novembre, soit peut-être en février. Visons entre ces 2 mois-là, je vous le dis déjà, mais sans vous, on vous le confirmera avec assurance. On essaie de faire en sorte que ce ne soit pas en décembre parce qu'on sait un peu. Décembre, c'est un peu bizarre avec la fin d'année, ainsi que janvier. Donc, soit ça va être en novembre. L'idéal pour nous, c'est que ce soit en novembre. Si ce n'est pas en novembre, ce sera en février. Donc, ayez ces 2 mois en tête en attendant qu'on vous apporte la confirmation. Vous aurez l'occasion demain, si je me rappelle bien du programme, les hubs qui sont invités, qui sont là, vous diront un peu plus sur l'expérience de l'année passée, comment ça s'est passé, etc. La semaine prochaine, vous aurez aussi des fellows de la cohorte numéro 1 qui vont échanger avec vous et qui vont partager leur expérience avec vous, dire comment ça s'est passé durant les résidences et tout le fellowship. Après l'Europe, il y a ce qu'on appelle l'Institut de mi-parcours. L'Institut de mi-parcours, c'est un institut qui se fait plus ou moins au milieu du fellowship. Okay? C'est un institut qui dure 2 semaines. Donc, après l'Europe, on a un institut de 2 semaines. Mais les 2 semaines, on ne va pas se déplacer. Les 2 semaines se passent en ligne. Donc, pendant 2 semaines, vous allez travailler sur un certain nombre de questions avec vos mentors et les membres de votre groupe. Mais on va avoir des rencontres ponctuelles pendant les 2 semaines, okay, pour pouvoir vous présenter, avoir des ateliers, des intervenants, etc., etc. Et c'est durant l'Institut à mi-parcours qu'on revient sur vos outputs pour voir où est-ce que vous en êtes en termes des résultats que vous devez avoir à la fin de votre recherche. Est-ce que vous avez bien avancé? Où en êtes-vous? Et comment on peut s'assurer qu'à la fin du fellowship, vous ayez atteint cela. Donc, c'est ça l'Institut à mi-parcours qui est l'étape numéro 7 du fellowship. Et évidemment, l'étape numéro 8, c'est que vous puissiez nous faire voir le output que vous nous avez promis au début. Vous avez dit, à la fin des 7 mois, j'aimerais avoir une fusée à lancer sur la Lune. Nous aimerions donc, à la fin des 7 mois, avoir une fusée sur la base des savoirs endogènes qui peut aller sur la Lune. Okay? Donc, nous attendons déjà à cette étape-là à voir les outputs sortir. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que c'est un fellowship de 7 mois, mais l'engagement avec les fellows se fait sur 12 mois. Okay? Et je vais revenir là-dessus tout à l'heure, juste pour vous dire que le côté engagement administratif et financier, tout ça va durer 7 mois, mais l'engagement avec vous en tant que chercheur va durer 12 mois. Et puis après, évidemment, il y a un autre type d'engagement qui va venir après. Donc, une fois que vous avez sorti votre output, évidemment, je dirais que plus ou moins vous avez fait votre part du contrat. Okay? Vous avez dit dans votre contrat, voilà les outputs que j'ai présentés dans ma note conceptuelle et qui sont là. Donc,
en temps normal, une fois que c'est fait, on est tous contents et puis c'est tout. OK? Actuellement, pour la cohorte numéro 1, le mois de juin était le moment où leurs 7 mois finissaient. Donc, ce qui veut dire qu'on a déjà les outputs de la cohorte numéro 1 à notre disposition. Il y a ce qu'on appelle le policy convening. Le policy convening, c'est un événement qui vient après que vous ayez sorti le output. Et je dirais que c'est la dernière grande rencontre que nous allons avoir dans votre parcours de fellowship. Donc, pourquoi on l'appelle policy convening? C'est une rencontre entre les fellows, les personnes ressources et aussi le monde des politiques publiques. C'est au cours de cette rencontre que nous invitons les décideurs politiques pour dire, venez écouter ce que nos fellows ont fait sortir comme output, comment on peut intégrer cela dans les décisions politiques. Okay? Donc, on invite les décideurs politiques, on invite les fellows, on fait le point de tout ce que vous nous avez sorti comme output pour pouvoir voir comment matérialiser cela concrètement. Je vais revenir spécifiquement sur les outputs, quelle forme de output nous attendons de vous. Donc, le policy convening marque, je dirais, l'événement de fin de votre fellowship, de votre parcours. Et c'est au cours de cet événement-là, donc, qu'on va faire le point et on va aussi publiciser sur ce que vous avez eu comme résultat. Et enfin, la dernière étape que nous attendons de vous, c'est ce qu'on appelle le Alumni Network, okay, qui est le réseau des anciens fellows. Une fois que vous avez fini le fellowship, on ne va pas juste vous dire bye bye. Nous espérons vous avoir toujours dans un réseau de chercheurs qui travaillent sur les savoirs autochtones pour que ce ne soit pas juste un sujet sur lequel vous avez travaillé pour avoir un fellowship, mais que cela devienne un parcours de recherche de vie. Okay? Que chacun y trouve une façon d'aborder les savoirs endogènes, d'une manière ou d'une autre, d'apporter une nouvelle façon de produire les connaissances de l'Afrique tout au long de son parcours de vie ou de son parcours de chercheur. Et dans ce sens, nous aimerions garder les anciens fellows dans un réseau qui est organisé et qui va se retrouver périodiquement pour discuter justement des savoirs endogènes. Que ce ne soit pas juste un truc qui s'arrête après le fellowship et que ce soit un réseau qui aille en grandissant. Et ce réseau va inclure autant les fellows, les mentors, les institutions, les hubs qui vous accompagnent, etc., pour qu'à travers toute l'Afrique, on ait justement ce réseau-là de chercheurs et de centres de recherche qui travaillent ou qui sont ouverts à travailler sur les savoirs endogènes. Et à votre tour, vous allez maintenant former d'autres personnes, okay, à faire des savoirs africains, un centre ou une façon aussi d'exprimer la connaissance d'une autre façon différente de ce qu'on nous a appris voilà, durant tout notre parcours précédent. Donc, voilà un peu les 10 étapes de votre parcours AFRIAK. OK? Peut-être qu'il y a des questions, mais on va revenir progressivement sur certaines étapes et vous allez pouvoir donc poser vos questions pour plus d'éclaircissement. Donc, le réseau dont je vous ai parlé. Maintenant, je vais revenir spécifiquement sur les outputs. Quels sont les types de outputs qu'on attend de vous? Hier, on en parlait déjà. Dans beaucoup de notes conceptuelles, les gens ont beaucoup parlé de publications dans des revues. OK, je veux faire sortir un article scientifique. Ce qui est bien. Mais ce qu'on aimerait vous faire comprendre, c'est que ça ne s'arrête pas là. On ne veut pas que des publications scientifiques. Je vous donne un exemple. Dans la cohorte numéro 1, nous avons une fellow qui travaille sur les farines de bébé. Okay? Les farines de bébé qui partent des savoirs
comment les femmes dans nos communautés mélangent les farines, ok, qui sont nourrissantes pour les enfants. Et donc, elle est en biologie alimentaire. Et elle se dit, ça, c'est de bonnes farines qui font grandir nos enfants, mais il n'y a pas nécessairement une connaissance organisée autour de ça. Et ce que moi, je voudrais faire, c'est de prendre ces farines-là, de les analyser en laboratoire, de pouvoir faire ressortir leurs composantes nourrissantes pour les enfants et de pouvoir avoir une farine entre griffes modernisée qui pourra maintenant être vendue, ok, pour pouvoir nourrir les enfants, mais qui provient en fait des savoirs de nos mamans. Et à condition, et on échangeait avec elle, je lui disais, évidemment, il ne faut pas juste aller prendre la formule chez les mamans et ensuite produire et vendre. Il faut pouvoir co-créer quelque chose avec cette communauté, de telle sorte que, une fois que c'est fait, peut-être même que les droits sur cette farine-là, sur cette formule, sont reversés à cette communauté-là et qui peut donc servir à la communauté à autre chose. Donc, c'est une coproduction. Et à la fin, si on voit cette formule qui est faite, on voit cette farine qui est mise sur le marché, on voit donc qu'il y a quelque chose qui est sorti, OK, qui est un output. Donc, cet output, une fois qu'il est là, on ne veut pas nécessairement que la personne publie un article pour qu'on soit content. Mais elle a su tirer quelque chose en tant que chercheur dans son domaine, tirer quelque chose de la communauté pour pouvoir donc produire un produit ou bien faire sortir quelque chose qui change sa communauté, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, etc. Donc, lorsqu'on parle de output, oui, évidemment, il y a les outputs classiques et tout ça, mais on veut aussi aller au-delà de ces outputs classiques-là. Il faut des outputs qui engagent la communauté, qui impliquent la communauté et qui demandent qu'on retourne aussi vers la communauté. C'est pour ça que nous voulons, dès le départ, dès aujourd'hui, ou même depuis que vous avez été accepté, que vous nous clarifiez quels seront vos outputs à la fin du fellowship. Comme on le dit, quand on ne sait pas où on va, on ne sait pas si on est arrivé ou pas. Mais une fois que vous nous clarifiez les outputs, on sait ce à quoi s'attendre à la fin. Oui, ça peut être des articles de presse, des articles de journaux scientifiques. Ça peut être, il y en a qui font sortir des blogs, des podcasts. Il y en a qui font sortir des exhibitions d'art. Il y en a qui font sortir des performances de théâtre. Il y en a qui font sortir de la musique, ok? Des enregistrements de musique, de chansons. Il y en a qui font sortir des livres de proverbes, des livres d'histoire provenant de la communauté. Donc, il y a différents types d'outputs. Il y en a qui font sortir, évidemment, des produits qui sont consommables, okay? Des produits alimentaires, je veux dire. Donc, ne vous limitez pas. Ouvrez vraiment votre champ. En tant que chercheur, l'idée n'est pas seulement que de publier, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je peux apporter à cette communauté? Il y en a dans la première cohorte qui, à la fin, font sortir des applications. Okay, des applications à utiliser sur des téléphones intelligents, sur telle ou telle chose. Donc, ayez vraiment l'esprit ouvert à ce niveau-là. Un élément important en termes d'output, c'est que si vous publiez, nous nous réservons le droit du premier refus. Okay? Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si vous avez un article scientifique à publier, si vous avez un livre à publier, sur la base de vos recherches d'AFRIAK, vous les soumettez à la fin au CODESRIA, et puis nous on dit, nous allons publier cela pour vous. Donc, étant donné que c'est une recherche qui a été menée en collaboration ou bien dans le cadre du fellowship, c'est une fois que peut-être nous on dit, ah, on ne voudrait pas publier cela, que peut-être vous pouvez aller ailleurs pour publier. Donc, nous nous réservons le droit d'avoir la priorité en termes de publication parce que nous avons nos maisons de publication. Le CODESRIA a sa propre maison de publication. Nous avons nos journaux scientifiques
Et donc, sur cette base, nous pouvons publier vos articles. Et ce sont des journaux scientifiques, pour ceux qui le savent, sont bien cotés. Et aujourd'hui, parmi les meilleurs livres qui sont publiés en Afrique ou sur l'Afrique, vous savez qu'il y a beaucoup qui sont publiés par le Codesria. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas, on ne vous force pas à être dans quelque chose de mauvais, bien au contraire, on vous donne l'occasion de profiter de quelque chose qui est déjà bien vu et qui vous permet à vous de pouvoir mieux faire connaître vos recherches. OK? Nous sommes en train de travailler soit sur des collections qui pourront rassembler tout ce qui sort de AFRIAK en termes d'articles en un ensemble et nous verrons comment peut-être arranger cela. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que on se donne le droit du premier refus avant que vous n'ayez à voir ailleurs. Et quelque chose que vous publiez, évidemment, comme dans toute autre bourse ou grant que vous recevez pour la recherche, il faut reconnaître que cette recherche a été faite grâce à une subvention du Codesria et de Mastercard Foundation. C'est tout ce qu'on vous demande, okay, dans vos publications, pour aussi reconnaître l'accompagnement que vous avez eu. Et puis, évidemment, quand vous aurez aussi l'organisation ou le network des alumni pour pouvoir continuer ces recherches-là sur les savoirs endogènes. Donc, voilà un peu pour ce qui est des étapes de votre parcours dans le système AFRIAK. C'est pour vous donner une idée globale. Le livret, le booklet qu'on va partager avec vous va vraiment dans les détails sur tout ce que j'ai dit. Et vous pourrez donc le lire calmement et avoir tous les détails là-dessus. Je voudrais donc passer quelques minutes à revenir sur des points essentiels. Okay? Le premier point sur lequel je voudrais revenir, c'est tout ce qui concerne aux aspects NTIC ou IT, comme on le dit. On a notre expert IT à côté, donc au cas où il veut ajouter quelque chose, il est invité à le faire. Première chose, comme je vous l'ai dit au début, chaque fellow a un profil sur le site apply.codesria.org. Normalement, tout le monde ici a déjà son profil sur cette plateforme-là. Et c'est dans ce profil-là que vous allez mettre toutes les informations vous concernant. La communication que vous aurez avec Codesria va se faire à travers cette plateforme. Et parfois, on va aussi utiliser l'email afriak@codesria.org. Donc, c'est vraiment la communication officielle que vous avez de notre part passe par ces deux canaux. Okay? La plateforme ou bien l'email. Si vous recevez autre chose venant d'un autre email bizarre, codesria.com, ce n'est pas nous. Okay? Donc, nous, on passe par ces deux plateformes pour vous atteindre. Quand il y a un document à nous envoyer, on va vous demander de mettre ça sur... Il y aura une partie sur votre plateforme où vous allez mettre le document et nous, on va aller le récupérer. C'est ce que vous avez fait pour vos passeports ou bien vos photos, etc., etc., ainsi que vos informations bancaires. Ce qu'on vous demande, c'est quoi? C'est que quand il y a des changements, il faut aller actualiser votre profil. Je sais que hier, quand on a projeté des photos, les gens sont venus pour dire, c'est ma photo qui est bizarre comme ça. Donc, c'est la photo que vous nous avez envoyée qu'on a projetée. Et je sais que les gens nous ont envoyé des photos sans savoir qu'on va projeter cela. OK? Non seulement vous avez vu ça dans la salle, mais le monde entier a vu ça parce que c'est en ligne, sur YouTube, en direct. OK? Donc, il y a des gens qui vont se dire, ah, il faut que j'aille changer cette photo-là pour qu'elle ne ressorte plus. Donc, à tout moment, vous pouvez aller actualiser votre profil. Si votre passeport s'expire et que vous avez un nouveau passeport, c'est bon d'aller actualiser pour qu'on n'ait pas à vous le demander le moment venu. Donc, il faut garder votre profil à jour et vous assurer que toutes les informations, ils sont
Si, par exemple, vous changez de nom, évidemment, il faut vous assurer que le profil aussi est à jour. Tout au long du programme, assurez-vous d'avoir accès à Internet, évidemment, je pense qu'aujourd'hui, on ne le dit plus, et d'avoir une bonne connexion, un ordinateur, parce que quand on vous demande de faire quelque chose pour que vous puissiez bien le faire. Chacun a son profil personnel. Donc, vous ne partagez pas vos profils. Ça veut dire que vous ne partagez pas les mots de passe. Je ne vais pas dire à quelqu'un, il faut rentrer dans mon profil pour faire ci ou ça. Donc, ce sont des profils personnels. Vous avez votre login et votre mot de passe. Si vous avez besoin de mieux vous familiariser, de poser des questions, n'hésitez pas, allez-y et puis voyez comment ça fonctionne pour pouvoir bien comprendre. Si vous avez perdu votre mot de passe ou votre email, juste contactez-nous, pas votre email, votre mot de passe ou votre login, contactez-nous et puis on verra ce qu'on peut faire dans ce sens-là. Il arrive toujours, même si moi ça m'étonne, qu'aujourd'hui quelqu'un dise « j'ai perdu ma recherche ». Tout ce que j'ai fait les 3 derniers mois, mon ordi, soit on a volé mon ordinateur, ou bien l'eau est tombée dessus, ou bien, je ne sais pas, ça a craché, et puis j'ai perdu toute ma recherche. Je pense qu'au jour où nous sommes, ça ne devrait plus arriver parce qu'on a tous les moyens vraiment d'éviter. Même si on vous vole votre ordinateur aujourd'hui, toutes vos données devraient être déjà quelque part d'autre. Donc, c'est important de vous assurer que vous sauvegardez bien, vos données, que ce soit dans le cloud ou tout autre lieu, pour qu'à un moment, au 7e mois du fellowship, vous ne venez pas nous dire que tout ce que j'ai fait les 7 mois passés ont disparu avec mon ordinateur. Donc, j'ai besoin de plus de temps. Prenez vos dispositions là-dessus. Il y a certaines choses sur lesquelles je ne vais pas revenir parce que je trouve que vous devrez déjà le savoir. Tout email que vous recevez qui n'est pas clair, si vous n'êtes pas sûr que ça vient du code ESRIA, envoyez une information à AFRIAK pour confirmer que c'est le cas ou ce n'est pas le cas. Si vous recevez un email qui vous demande vos informations bancaires et tout ça, on ne vous demandera jamais votre code bancaire sur votre carte ou quoi que ce soit. Donc, vous savez toutes ces dispositions-là. Communication. En termes de communication, je l'ai déjà dit, l'email officiel, c'est afriak@codesria.org. Ce qu'on vous demande, c'est de consulter régulièrement vos emails parce que l'expérience qu'on a eue l'année passée, c'est qu'on envoie une communication et puis une semaine après, certains n'ont pas réagi, disent « Ah, je n'ai pas regardé mes emails. » Ou bien vous regardez vos emails, peut-être vous n'avez pas reçu, assurez-vous que ce n'est pas allé dans les spams. Parce que quelquefois, on envoie un email et certains viennent dire que « Ah, les amis ont dit qu'ils ont reçu, moi, je n'ai pas reçu. » Alors que c'est peut-être dans votre boîte spam. Donc, regardez régulièrement les emails, assurez-vous que vous avez vraiment tout vérifié. Ensuite, si vous avez changé votre adresse pour X ou Y raison, vous changez votre adresse email, il faut nous informer aussitôt pour qu'on modifie cela dans notre mailing list. Sinon, vous allez continuer toujours par recevoir des communications sur l'ancienne adresse. Donc, il faut toujours nous garder informés et vous savez à quel email vous adressez. Quand on vous envoie des emails, répondez aussi assez vite. Répondez assez vite, n'attendez pas une semaine pour répondre. S'il y a une information dont nous avons besoin, ou je vais revenir tout à l'heure sur les billets d'avion et tout ça, réagissez vite pour nous permettre aussi, parce que vous êtes une centaine de fellows, sans compter peut-être d'autres programmes que nous gérons. Donc, plus vite vous réagissez et mieux ça nous arrange. Toujours dans le domaine de la communication, il y a les logos. Je sais qu'on est à l'ère des réseaux sociaux et très rapidement, voilà, on fait des choses, on veut publier cela et tout ça, ce qui est bien et c'est ce que nous souhaitons. Mais vous savez aussi qu'il y a
les logos ne sont pas à utiliser n'importe comment. OK? Vous êtes des boursiers AFRIAK, donc quand vous communiquez, que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook et tout ça, c'est bon qu'il y ait, voilà, on peut voir les logos, Codesria, AFRIAK, Mastercard Foundation et tout ça, c'est bien bon. Mais ne jouez pas avec les logos, parce que les logos sont protégés quand même par des règles de communication. Donc, par exemple, si vous faites une présentation ou bien il y a des fellows, par exemple, qui organisent des activités, des événements, des rencontres et qui vont faire ça peut être un roll-up, une bannière pour pouvoir dire que je le fais en tant que fellow de AFRIAK. OK? Contactez-nous, on a des templates qu'on va partager avec vous. Ce que ça évite, c'est que ça évite de voir, par exemple, un logo Codesria qui est coupé au milieu, ou bien qui est triangulaire, ou qui est déformé. Ou bien, si c'est encore nous, on se connaît, on peut se pardonner. Mais si c'est Mastercard Foundation, ils ne vont pas vous pardonner. OK? Donc, assurez-vous de nous contacter. Nous, on va vous donner des templates, même pour vos PowerPoints. OK? Si vous avez des présentations que vous faites dans le cadre de vos recherches et vous voulez mettre, voilà, AFRIAK, Codesria, Mastercard Foundation, on a des templates qu'on va partager avec vous, des templates de PowerPoint qu'on va partager avec vous et vous pouvez juste insérer vos contenus là-dedans. Et ça vous évite de travailler sur des designs avec des couleurs qui peut-être ne marient pas ces logos-là et qui peuvent blesser des sensibilités. OK? Donc, c'est la bonne utilisation des logos. Un élément, AFRIAK, ce n'est pas un logo qui s'utilise seul. OK? AFRIAK, ce n'est pas une organisation. Donc, à chaque fois que vous avez le logo AFRIAK, il faut au moins le logo Codesria à côté. Parce que AFRIAK, c'est un programme du Codesria. OK? Évidemment, je pense que le docteur Murunga l'a dit le premier jour, partagez autant que possible. OK? Nous vous encourageons à partager votre voyage AFRIAK à travers les réseaux sociaux. C'est comme ça aussi que d'autres personnes vont mieux apprendre sur les recherches que vous faites, sur ce qui est savoir autochtone en général. Donc, n'hésitez pas à, que ce soit les photos des ateliers. Nous avons des fellows qui ont documenté tout leur parcours AFRIAK et qui ont créé des blogs juste pour ça. Et nous encourageons cela. Je pense que c'est très bien. Finance. Je sais que les gens vont se réveiller maintenant parce qu'on parle de choses sérieuses. OK. Ou bien on peut sauter cette partie et revenir sur ça vendredi. Première chose, évidemment, on vous l'a déjà demandé. OK? Les informations bancaires. Il faut que nous ayons vos informations bancaires à jour. Et je peux vous le dire, avec la cohorte 1, au début, on a eu beaucoup de problèmes. Certains donnent des informations qui ne sont pas complètes. Des fois, on fait des transferts d'argent, la personne ne reçoit jamais. Okay? Et on fait des transferts d'argent, soit qui nous sont renvoyés, ou bien ça arrive et puis ça disparaît. Le fellow dit qu'il n'a pas reçu. Notre banque dit qu'on a envoyé. Okay? Donc, c'est important de savoir que nous ayons les bonnes informations. Ce que vous devez avoir en tête, c'est que nous sommes basés au Sénégal et on envoie de l'argent dans une trentaine de pays en Afrique. Et ce qui fait qu'il y a chaque pays a ses réglementations bancaires et vous allez découvrir cela. Il y a des fellows, peut-être que je ne devrais pas dire cela, c'est la première fois d'avoir un compte bancaire. OK? Donc, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Il y en a d'autres qui ont des comptes bancaires depuis, mais qui n'ont jamais reçu de transferts internationaux. Donc, tout ça, il y a des petits couacs et pour éviter des retards dans l'obtention de votre stipend, il faudrait que
on ait vraiment toutes les bonnes informations à jour pour que vous puissiez aussi être servi à temps. Donc, c'est important, les informations bancaires. Alors, stipends. Le fellowship est sur 7 mois. OK? Le fellowship est sur 7 mois, ce qui veut dire que chaque mois, vous avez ce que nous appelons le stipend, la bourse. Chaque mois, vous avez une bourse qui vaut combien? Vous avez chaque mois une bourse de $1000. OK? Nous, on vous fait l'envoi en dollars américains. Vous avez une bourse de $1000. Donc, selon votre monnaie locale, vous recevrez l'argent. Si vous êtes en zone CFA, ça veut dire que vous allez recevoir, si vous avez un compte CFA plutôt, vous allez recevoir l'équivalent des $1000 en CFA. Si vous êtes voilà, dans toute autre monnaie, ce sera aussi le cas. Mais chaque mois, durant les 7 mois, vous avez $1000. Et nous essayons de l'envoyer le plus tôt possible pour que vous le receviez au début du mois. Mais on ne peut pas vous garantir cela parce que selon les pays, l'argent arrive assez vite ou pas assez vite. Il y en a qui nous appellent ou qui nous écrivent pour dire « Je n'ai pas encore reçu mon stipend alors que mes collègues ont reçu cela il y a 3 jours, il y a une semaine. » Okay? Selon les pays, ça arrive vraiment, ce n'est pas les mêmes délais. Quelquefois, dans le même pays, si vous avez des banques différentes, quelqu'un peut recevoir aujourd'hui et l'autre va recevoir demain ou après-demain. Okay? Donc, il faut avoir cela à l'esprit. $1000 par mois, sauf à une exception près, le mois où vous allez en résidence. Le mois où vous allez en résidence, on vous donne $3000. Vous avez, donc, en plus des $1000, on vous ajoute $2000 parce que c'est le mois de résidence. Pourquoi on vous ajoute $2000? Parce que quand vous allez en résidence, c'est vous qui allez payer votre logement, votre nourriture, votre transport, tout ce que vous voulez de façon logistique. Tout ce que nous vous payons pour aller en résidence, c'est votre billet d'avion, aller-retour. OK? On couvre votre billet d'avion, aller-retour dans le pays où on vous envoie en résidence. Nous vous offrons une assurance santé aussi durant la période. Enfin, ce n'est pas une assurance santé, une assurance voyage. Il faut préciser. Ce n'est pas une assurance santé. Je répète encore. Parce que ce n'est pas la peine. On a eu des cas où peut-être les gens transforment cela en assurance santé. Mais il faut voir qu'il y a une différence entre une assurance santé et une assurance voyage. Okay? L'assurance voyage, c'est vraiment pour des cas d'urgence qui ont lieu pendant que vous êtes en voyage. Donc, les $2000, c'est pour vous aider à couvrir cela. Les centres qui vont vous accueillir ne vont pas vous loger. Ils peuvent vous aider à trouver des logements localement, mais c'est à vous de payer. OK? C'est à vous de payer. Ils ne vont pas vous nourrir. Ils peuvent vous aider à trouver des lieux où vous nourrir. Ils peuvent peut-être aussi vous nourrir comme on le fait là. Si on a une activité pendant le lunch break ou le tea break, on vous sert du thé, le lunch et tout cela. Mais en dehors de ça, les soirs et tout ça, vous vous débrouillez. Et c'est pour cela qu'on vous ajoute les $2000. Donc, durant le mois de résidence, vous avez $2000. Ce qui fait que durant tout le fellowship, vous avez un total de combien? Je veux voir vos capacités de calcul. How much do you have in total at the end of the fellowship? It's $9,000. Thank you. So, vous avez un total de $9000 à raison de $1000 par mois, sauf un mois où vous avez $3000. OK? Pas $3000 en plus, $2000 en plus, donc ce qui fait un total de $3000 pour le fellowship. Donc, sur le côté financier, c'est ce que nous vous offrons. On sait que ce n'est pas beaucoup, mais nous espérons que ça vous permet d'avoir le minimum pour pouvoir faire la recherche que nous attendons de vous. À quoi servent les $1000 qu'on vous donne par mois?
Vous avez dit que j'ai une note conceptuelle, j'ai une recherche à faire, j'ai de la collecte de données à faire, je dois me déplacer, aller voir tel, etc. Donc, c'est pour vous aider logistiquement à faire cette recherche-là. Et nous espérons que ces fonds vont vous permettre vraiment de faire cela. Donc, voilà pour l'aspect financier du fellowship. Ce que nous faisons, de facto, quand vous participez à une activité du Codesria, vous devenez membre du Codesria. Okay? Donc, maintenant que vous êtes venu à cet atelier, vous avez remarqué, si vous avez déjà pris votre per diem pour cet atelier, que nous avons gardé 50 $ dans votre per diem. Okay? Pourquoi on garde les 50 $? C'est parce que le membership du Codesria, c'est 50 $ par an. Donc, si on a une activité dans une semaine, on ne va plus vous prendre les 50 $. Vous avez payé les 50 $, ça vaut 1 an. Maintenant, quand je dis ça vaut 1 an, ça veut dire que ça expire en décembre. Ça ne vaut pas 1 an dans 1 an. Donc, si vous avez une activité le 31 décembre et que vous n'avez pas payé jusqu'au 31 décembre, vous payez les 50 $ et en janvier, vous devez encore payer. OK? Donc, ces 50 $ qu'on vous garde, on vous a juste soustrait cela pour payer votre membership, mais ça fait de vous aujourd'hui des membres du Codesria. Donc, aujourd'hui, vous pouvez même aller sur LinkedIn et dire que je suis membre du Codesria. OK? S'il y a certains, vous n'avez pas le droit de vote sur tout, mais vous avez le droit de vote sur beaucoup de choses. Donc, vous avez aussi votre mot à dire et nous espérons que c'est le début d'un long voyage au sein du Codesria. Quand nous ne paierons pas vos cotisations, que vous-même vous allez payer vos cotisations, c'est juste 50 $. Donc, c'est pour cela qu'on vous a retenu les 50 $. Le Codesria fait certains remboursements, évidemment, sous certaines conditions. On ne rembourse pas nécessairement tout. Il y a certaines choses qu'on va rembourser, d'autres choses qu'on ne rembourse pas. Par exemple, vous allez le voir dans le livret, on ne rembourse pas quand vous allez voyager. Si c'est au Bénin, aujourd'hui, pour les pays africains, on ne demande pas de visa. Mais si on demandait des visas, on n'allait pas, vous allez payer vous-même les frais de visa. Okay? On ne rembourse pas les frais de visa. On ne va pas rembourser les voyages que vous allez. Par exemple, si quelqu'un quitte l'aéroport est à 2 heures d'ici, je dois prendre un taxi, nous n'allons pas vous rembourser les frais de taxi. Okay? Ça fait beaucoup de complications. Donc, on paie le billet d'avion et puis le reste, il peut y avoir des cas particuliers qui demandent des remboursements. Et quand c'est le cas, c'est-à-dire que vous nous envoyez la requête pour dire « je vais faire cette dépense, est-ce que c'est remboursable ou pas ?» Et nous, on vous dit « oui, c'est remboursable, non, ce n'est pas remboursable ». Vous ne pouvez pas faire la dépense et ensuite venir être remboursé. Vous devez avoir l'autorisation ou bien vous devez avoir l'accord de remboursement avant de faire la dépense. Okay? Mais de façon générale, dites-vous que ce qu'on rembourse, on vous le paye déjà. Ce qu'on ne paye pas, c'est qu'on ne le rembourse pas. Sauf vraiment dans des cas extrêmes. Alors, l'avant-dernier point, c'est sur les conditions de voyage. Je pense qu'on s'est déjà retrouvé ici, mais on n'a pas répondu à beaucoup de questions sur comment nous organisons les voyages. Pour vos passeports, on a toujours besoin d'un passeport qui a au minimum 6 mois de validité. Donc, c'est important de vous assurer que quand votre passeport veut expirer, vous puissiez le renouveler à temps. Parce que quand c'est en dessous de 6 mois, il y a certains pays qui ne vont pas accepter vous avoir. Et nous, on peut vous acheter un billet d'avion et vous n'allez pas pouvoir voyager. Et ça fait une perte. Donc, c'est important de vous assurer que votre passeport est à jour. Ce que nous payons, c'est la classe économie. OK? De façon globale, notre politique au Codesria, c'est que nous faisons voyager les gens en classe économie. On ne paie pas classe affaires. Vous pouvez voyager en classe affaires. Si nous vous achetons le billet en classe économie, vous dites que, bon, moi, je veux voyager en classe affaires. Il suffit juste de payer pour upgrade et vous allez voyager en classe affaires. D'accord? Mais les billets d'avion, c'est en classe économie. Ce qu'on fait ensuite, c'est que pour les transports, par exemple, ce qui est, quand vous arrivez pour un événement, on vient vous chercher à l'aéroport
et on vous amène au lieu de l'événement. Ensuite, on vous prend du lieu de l'événement, on vous retourne à l'aéroport. Maintenant, si ce soir, vous voulez aller vous promener en ville, ne nous appelez pas. OK? Ça, c'est entre vous. Un élément important pour les billets d'avion. Je pense que Mariem, Dominique et Bertha vous l'ont dit pour venir ici. On vous envoie, quand on organise un événement, ce qu'on fait dans un premier temps, on vous envoie la réservation. On n'achète pas directement le billet. OK? On vous envoie dans un premier temps la réservation. Vous regardez la réservation, vous regardez le nom. Est-ce que mon nom est bien écrit? Vous regardez l'aéroport de départ. Est-ce que c'est un aéroport qui est à proximité? OK? L'aéroport d'arrivée et ainsi de suite. Donc, ces informations, vous vérifiez, vous confirmez que tout est bon avant que nous, on achète le billet. Mais vous devez le faire dans les 24 heures qui suivent parce que les billets, les prix changent. Donc, si on vous envoie la réservation et que vous tardez à nous confirmer, nous, on n'achète pas le billet. Le temps que vous confirmiez, peut-être le prix du billet va changer. Il faut qu'on change un autre billet. OK? Ça, c'est le premier élément. Ou bien, on vous envoie la réservation. Il y a certains qui pensent que la réservation, c'est le billet d'avion. Ils ne disent rien et ils se disent, j'ai mon billet d'avion. Et le jour-là, ils vont à l'aéroport et on dit qu'il n'y a pas de réservation. OK? Donc, quand on vous envoie la réservation, il faut confirmer. Et puis, il y a d'autres peut-être qui ne prennent pas le temps de lire. Peut-être que le nom est mal écrit. Vous pouvez arriver à l'aéroport et on vous dit, ce n'est pas le nom qui est écrit dans votre passeport. Donc, assurez-vous que tout cela est bon avant de confirmer. Et une fois que vous confirmez et que nous achetons, ça devient votre responsabilité. Si le jour du voyage, vous n'allez pas à l'aéroport, ça veut dire que vous nous devez de l'argent. Si le jour du voyage, quelqu'un dit, je ne me suis pas vite réveillé, je ne suis pas vite arrivé, l'avion est parti, ça veut dire que vous nous devez de l'argent. OK? Ça devient votre responsabilité. Le billet d'avion, peut-être sur certains de vos billets, vous avez vu les prix. OK? Surtout dans certaines saisons, ça coûte cher et c'est décevant de voir que des fois, tu achètes un billet et puis il y a un no-show. OK? Ça fait beaucoup d'argent perdu qui aurait pu être utilisé à autre chose. Donc, nous vous prions de vraiment faire attention à ça. Évitez d'arriver en retard. Quand vous arrivez, s'il faut faire un changement sur le billet, il n'y a pas de souci. Nous, on peut le changer, mais vous allez payer les frais qui viennent avec. OK? Donc, tout changement, une fois que le billet est confirmé, tout changement qui sera fait, ce sera votre responsabilité. Une fois que le billet est fait, on vous l'envoie. Vous-même, vous pouvez prendre le billet, aller faire des changements que vous voulez. Si vous voulez changer la classe dans laquelle vous voyagez et tout ce que vous voulez. Donc, je pense que tout ce qui est ici, je vous ai déjà dit ça. Il peut y avoir des cas, et je pense qu'il y a certains cas parmi vous où je quitte, par exemple, mon billet d'avion quitte Johannesburg, je quitte Durban, j'arrive à Johannesburg et puis je dois attendre peut-être 20 heures avant que l'avion, le prochain vol qui quitte Johannesburg, par exemple, pour Cotonou. OK? Il peut y avoir des cas comme ça qu'on va considérer et dire, OK, on va couvrir votre hébergement. On ne vous enverra pas de l'argent pour vous héberger, OK? Et ce n'est pas dans tous les cas. C'est vraiment au cas par cas, nous analysons le cas et nous voyons que ça demande cela. La personne a un montant maximal qui lui permet peut-être de dormir quelque part pour prendre le vol le lendemain. Et dans ce cas, peut-être on peut, une fois que ça a été accordé en avance, on pourra rembourser après avoir encouru des frais. Okay? Idéalement, c'est que vous-même, une fois qu'on vous donne l'accord, vous faites la dépense et pour que vous puissiez être remboursé. Mais encore une fois, ce n'est pas un cas, ce n'est pas une règle générale.
C'est des règles qui s'analysent au cas par cas selon la ville et selon le billet d'avion. Le safeguarding. Pour le safeguarding, c'est le dernier point. Ça touche à plusieurs éléments. Je vais commencer d'abord. Nous avons un comité de safeguarding. Okay? Nous avons une politique de safeguarding parce que cela est important pour nous. Tout ce qui touche, le safeguarding, c'est quoi? C'est tout ce qui touche au harcèlement sexuel, c'est tout ce qui touche, non pas harcèlement, ça c'est en anglais, au harcèlement, voilà. Au harcèlement, tout ce qui touche au bien-être des personnes, je vais le dire comme ça. OK? Alors, qu'est-ce que j'entends par bien-être des personnes? Nous protégeons l'individu dans nos programmes, dans nos activités et tout cela, nous nous assurons que les personnes vulnérables, les personnes qui sont à risque et tout ça sont protégées et que les gens aussi sont protégés contre des abus, quel que soit le type d'abus. OK? Tout cela pour pouvoir donc permettre une certaine inclusivité, que tout le monde, filles, garçons, femmes, hommes, se sentent chez soi. Quand on est au Codesria, qu'on se sente en sécurité, qu'on se sente à l'aise à faire ces activités. Donc, quand vous vous retrouvez dans une situation, je vais dire, bizarre, n'hésitez pas vraiment à nous faire signe, pour qu'on puisse réagir et prendre les dispositions nécessaires. Donc, tout ce qui est au respect de la personne, à la dignité et, je vais le dire de façon globale, un peu à une certaine justice, il faudrait nous signaler s'il y a quoi que ce soit lié à ça. Que ce soit pendant le fellowship, que ce soit pendant le mois de résidence quand vous allez dans les centres. OK? S'il y a tout comportement de harcèlement, tout comportement lié à la discrimination, tout comportement lié à des abus, il faut nous le signaler. Et nous prenons cela très au sérieux. Okay? Nous prenons cela très au sérieux, quelle que soit l'origine, même si ça vient du Codesria, il faut nous le signaler. Et soyez sûrs aussi que nous allons pouvoir traiter cela de façon confidentielle. Et ce n'est pas à moi que vous signalez cela, parce que ce n'est pas une personne. Nous avons mis en place un comité qui est chargé justement d'analyser, d'étudier ces cas et de s'assurer que tout est pris en compte. Les personnes vivant avec des handicaps, par exemple, nous essayons de leur apporter tout le soutien qu'on peut apporter, que ce soit en termes d'accès aux salles ou bien durant leur voyage. S'il y a des fellows qui sont enceintes, s'il y a des fellows qui ont des enfants, pour cette cohorte, je pense qu'il y a 2 personnes. Pour la cohorte passée, on avait aussi des cas où des fellows sont venus avec leurs enfants. Si vous avez des enfants, par exemple, parce que comme on vous l'a dit au début, c'est un fellowship où on accorde beaucoup, on veut donner beaucoup de place aux femmes. Donc, si une femme est peut-être un enfant en âge d'allaiter, un enfant en bas âge qu'elle ne peut pas laisser pour voyager, par exemple, pour venir à cet atelier, il suffit de nous le signaler, on prend en charge votre voyage et le voyage de votre enfant. Pour que vous puissiez venir ici. Et quand vous êtes ici, nous aurons nous louons les services d'une nanny qui va vous accompagner durant tout votre séjour ici. Quand c'est un événement du Codesria, durant tout votre séjour, il y aura une nanny qui pourra donc s'occuper de l'enfant pendant que vous faites vos activités et que vous pourrez donc retourner. Et nous accordons d'autres facilités qui vous permettent d'être à l'aise, de pouvoir vous occuper de votre enfant en faisant le travail que vous devez faire. L'objectif étant que nous ne voulons pas que ce soit des programmes qui soient faits pour des hommes ou des femmes qui n'ont pas d'enfants. Nous voulons que ce soit des programmes qui soient faits pour tout le monde. Et que le fait d'avoir un enfant ne soit pas un handicap pour vous, pour pouvoir faire la recherche ou pour pouvoir mener vos activités. Donc,
encore une fois, si vous avez des enfants en bas âge, n'hésitez pas, contactez-nous. Le plus tôt, quand il y a un événement, on dit, ah, l'événement est là, on achète les billets d'avion, faites-nous signe. Si l'enfant a un passeport, il a tout en règle, il n'y a pas de problème. Nous verrons comment vous faciliter l'accès. Il suffit juste de nous en parler le plus tôt possible, ne pas attendre la veille ou bien, voilà, quelques heures avant. Mais, comme je vous l'ai dit, nous traitons vraiment toutes ces questions avec beaucoup de sérieux. Donc, n'hésitez pas à nous informer. Je vais juste demander au comité du safeguarding, je vais vous les présenter. Vous les verrez durant les 2 semaines ici. Donc, s'il y a quoi que ce soit, ne venez pas me voir, adressez-vous au comité lié à ce dont je vous ai parlé, que ce soit des cas d'abus, des cas de harcèlement, des cas liés à un handicap bien spécifique, etc., etc. Nous sommes déjà ici, peut-être ne nous demandez pas de faire venir votre enfant s'il n'est pas encore là, mais si pour les prochains événements, n'hésitez pas quand c'est nécessaire. Donc, je vais demander, il y a Mariem, Dominique et Bassirou. Si vous avez un mot aussi à dire, je serai content. Voilà. C'est ceux au sein du CODESRIA, c'est celle et celui qui s'occupe de ces questions-là. Nous avons une politique liée à ça et nous avons des documents, des guidelines qui ont été créés pour ça, que nous avons adoptés. Et si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à eux. Je vous donne le micro. Il y a un micro libre là-bas, peut-être pour vous présenter, peut-être nous dire quelques mots là-dessus. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Alors, vous dormez, on dirait. Peut-être qu'on devait refaire une autre session de stretching pour réveiller un peu les gens, je pense. Mais bon, ce ne sera pas nécessaire. Alors, juste quelques petits mots par rapport au comité de sauvegarde. Nous ne sommes pas tous ici. Il y a la présidente, Dr Patricia Gomez, aussi en charge du programme recherche du CODESRIA, qui n'a pas pu venir. Donc, je suis Dominique Sambou, que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer, collègue Mariam Lee et M. Bassirou Wagne. Donc, nous sommes les membres du comité de sauvegarde du CODESRIA. Ce qu'il faut savoir, c'est que le CODESRIA a une politique de sauvegarde depuis 2024. Je veux dire une politique écrite, parce qu'avant cela, nous avions déjà eu à traiter des cas liés à la protection et au bien-être des participants du CODESRIA, mais ça ne se faisait pas de façon formelle et dans le cadre d'une politique écrite. Donc, la politique du CODESRIA, elle existe et c'est celle-là dont nous avons le mandat, en fait, de veiller à la mise en œuvre, à l'amélioration et aussi au rapport de tous les incidents qui auraient pu être relevés durant le courant de l'année. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher du comité de sauvegarde. Nous avons une adresse électronique qui est safeguarding.committee@codesria.org que vous pouvez utiliser pour nous faire signe de tout événement, tout incident qui aurait eu lieu durant votre présence ou plutôt de façon un peu plus prompte, anticiper en fait sur certains incidents ou certains événements dont vous voulez nous faire part ou certaines plaintes. Toutes les plaintes sont traitées de façon confidentielle et nous avons aussi un mandat d'enquête en fait de tous les incidents qui auraient pu survenir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous et si ma collègue Mariam a quelque chose à rajouter, je lui passe la parole. Merci beaucoup.
C'est Dominique. Bonjour tout le monde. Nous voici le comité du safeguarding du Codestria. Les visages ne sont pas nouveaux chez vous, c'est juste dans le cadre du comité, peut-être que certains d'entre vous ignoraient, ou bien en majorité même ignoraient que nous constituons le comité du safeguarding du Codestria. Et comme l'a dit Dominique, il y a une présidente, Dr Patricia Gomez, qui n'a pas pu faire le déplacement. Donc, nous la représentons. Et que, comme l'a dit le docteur Aimi et Dominique, nous voulons que tout le monde soit à l'aise. Quand il s'agit des activités du Codestria, nous voulons que tout le monde soit à l'aise. Donc, c'est dans ce cadre-là que le comité a été créé officiellement. Parce que de par le passé aussi, il y a eu des questions de safeguarding que le Codestria a bien pris en charge, mais ce n'était pas d'une manière officielle, c'était juste circonstanciel. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous les souligner, soit par écrit, par téléphone. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez utiliser tous les moyens pour nous joindre et qu'on va les traiter d'une manière extra confidentielle. Parce que parfois, durant les activités, il y a des choses qui se passent, que peut-être que la personne se gêne pour s'en ouvrir à quelqu'un d'autre. Et raison pour laquelle le comité a été créé, pour que tout le monde soit à l'aise, soyez à l'aise, parlez-nous s'il y a quelque chose. Et puis, comme l'a dit le docteur Aimi aussi, c'est pour donner la chance à tout le monde. Parce que supposons Dominique a un enfant et qu'elle a postulé pour, pour cet atelier, elle allait être empêchée si on n'allait pas pouvoir prendre en charge une nanny qui va s'occuper de son enfant, voyager avec elle-même, voir, mais le voyage on ne prend pas en charge la nanny si la personne veut se déplacer avec sa nanny d'un pays à un autre. Mais arriver sur place, localement, le Codestria prend en charge une nanny qui s'occupe de l'enfant tout au long de l'activité. Et c'est totalement pris en charge par le Codestria sans aucun problème. Donc, vraiment, c'est pour donner la chance à tout le monde. Et puis, nous sommes à bras ouverts pour vous accueillir. On ne souhaite pas qu'il y ait des problèmes, mais au cas où vous aurez des problèmes, nous sommes là. Je donne à Bassirou pour qu'il... Voilà, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Bassirou Wagne. Je pense que tout le monde me connaît maintenant. Je suis le lead IT manager au Codestria et en même temps membre du comité, du Safeguarding Committee. Voilà, donc je pense que mes collègues ont déjà tout dit. Je voulais juste en fait les rejoindre, mais cette fois-ci en vous rassurant. Ça, c'est juste des précautions que nous prenons, mais d'habitude, durant nos rencontres, tout se passe très bien, sans aucun incident. C'est juste que nous prenons, en tant qu'institution, nous prenons les mesures idoines, juste pour prévenir et en fait être prêts. Voilà, donc je vais juste terminer en vous disant que nous avons plusieurs canaux de communication, comme l'a dit Amy et les collègues. Vous pouvez nous écrire par mail, vous pouvez aussi contacter un membre de façon individuelle et lui communiquer en fait le besoin. Voilà, donc nous vous souhaitons un très bon séjour et je pense que mes collègues ont déjà tout dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous avez les visages. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez donc vous adresser au comité. Nous retournons au PowerPoint pour clôturer et juste dire que je pense avoir touché à tous les éléments ou à la plupart des éléments, mais je vais m'arrêter là en termes de voilà, ce que j'ai à partager avec vous. Je suppose que vous avez encore beaucoup de questions, peut-être des éclaircissements et tout cela.
Et à travers vos questions, peut-être nous allons pouvoir apporter d'autres éléments auxquels voilà, je n'ai pas fait cas. Je vous remercie. Donc, j'ouvre la table, voilà, j'ouvre la salle aux questions. Je vais prendre peut-être 5 questions pour commencer. Et pour les questions, je vais aussi dire à mes collègues Bertha, que vous connaissez bien, Sheila, si aussi elles ont des éléments de réponse, elles peuvent aussi intervenir. Donc, je prends dans la première moitié de la salle 5 questions. Après, je reviendrai prendre dans la deuxième moitié de la salle 5 questions. Après, je prendrai à droite et je reprendrai à gauche. OK? Donc, je prends 1, 2, 3, 4 et 5. OK? Et après, je prendrai dans la deuxième moitié. Allez-y. Thank you very much for the elaborate presentation. My name is Abigail Bowen. I come from Kenya. I wanted to ask a clarification on the outputs that are okay to have. My question is, are we allowed to have a curriculum as one of the output? Because, well, it might seem very hard to have a curriculum, but then in Kenya, we have a framework right now. It's called the recognition of prior learning. So the recognition of prior learning, ideally, it recognizes the lifelong learning of the people who already have a skill in a particular area. But then we do not really have a curriculum when it comes to the indigenous knowledge. And I think one of the things that my research is going to focus in is having a curriculum in the indigenous knowledge. And it is easy, well, not very easy, but the national polytechnics in Kenya, because I speak as a Tibet expert, I'm a trainer in the Department of Technical Training. And so when developing curriculums, especially for the National Polytechnic, is something that we have been mandated by the Kenya National Qualifications Awarding Authority to the National Polytechnics to develop, award, and assess and of course issue certificates. And so for the IK keepers, we can work on giving them a certificate and later on probably co-develop curriculums with them. Thank you. Hello, hi everyone. My name is Anwaricha Gikonyo from Kenya. Thank you so much for the presentation. I have a question on the documentation of our fellowship journey. On Instagram, there's this option to collaborate with other accounts. And I'm wondering if Codestria AFRIAK could be open to collaborative posts of our journey, and also just generally hearing about the marketing plan for the fellowships throughout the 7 months. Thank you. Was it? Yes, please. Votre brillante présentation. Je suis Traoré Yacouba Fadila, je suis béninoise. J'aimerais poser une question sur les outputs. Au niveau de la présentation scientifique des articles, j'aimerais savoir la position que le codécira occupera dans l'ordre des auteurs, où on peut le mentionner dans les remerciements. Thank you. Next one, please. Who was it? Good afternoon, everyone. I just wanted to ask about the financial element. Do you guys have some sort of an auditing system of how we spend that stipend, or is it at discretion of the fellow? I ask this because I think it's something important, because some of that money, if you're going to work with a specific community, there needs to be some sort of negotiation potentially of something that you're going to leave them with. It doesn't necessarily have to be the money,
but some sort of negotiation, because some people are going to work with people that maybe need to be compensated for their contributions towards the research, and is there some sort of a policy or guideline that you guys have in place that can frame how that would look like? And in addition to that, with regards to the output, example, if the output maybe becomes an exhibition, I'm assuming that that monthly stipend is also supposed to foot the bill of that exhibition. Thank you. Thank you. The last one. Oui, bonsoir à tous. Moi, je vais poser deux petites questions. Ma première question, c'est par rapport aux activités qu'on fera par mois. Et est-ce que dans les activités qu'on fera et les $1000 qu'on aura, est-ce qu'on aura à fournir des preuves pour les activités qu'on fera à chaque mois? Genre, les dépenses qu'on fera chaque fin du mois, on aura à fournir des preuves. Je veux avoir cet éclaircissement. Et la deuxième question, c'est par rapport par exemple, je suppose que je veux publier un article, et vous avez dit qu'il y a des journaux il y a des journaux à Codestria ici, et je suppose que, bon, disons sur l'article que je veux publier là, il arriverait que ce n'est pas, ou bien ce n'est pas en conformité, la ligne éditoriale n'est pas en conformité avec ce que vous avez. Et les frais de publication sera notre charge, ou bien, vous prendrez en compte, vous prenez en charge ces frais de publication. Merci. Alain Lodéo, Bénin. Okay. For the first question, curriculum as outputs, yes. Okay. We don't have a specific, as I said before, there are different kind of outputs. If you are studying something that you want to become part of a curriculum, then the curriculum part of like education in your community, then the curriculum can be an output. Okay, so the answer is yes. What I wanted to add to that is that what I forgot to say is that you don't have to have only one output. Okay, we want you to have more than one output. You can say, I want to publish a journal article and have a curriculum. Or I want to have a curriculum and a policy brief. Okay, so you can have some fellows from the first cohort had like 3-4 outputs. Okay, some publish or are publishing books plus a policy brief plus an application. Okay, so it's really up to you. Okay, but we'll look at that's why we asked you for the output in your concept note. There will be a form that you fill, and then we'll look at all those outputs and we'll tell you if it's fine or not. But I think at first sight, it's good enough. Collaboration on Instagram. I'm not an expert in Instagram, but yes, we are happy to collaborate. You can talk to us later on specifically what that means. But we do have a dissemination plan for outputs. We are also working on a plan with the Massacre Foundation on how to make visible all of your outputs in terms of marketing and all those things. So we'll share that with you once it's ready. We are working on it for the first cohort as I'm speaking, and probably in the next 1 or 2 months, everything will be ready in terms of dissemination and marketing. But what we are currently, or part of what we are currently working on is a database and a website with kind of links to social media, and a place where we can really have, links to blogs, to posts, and any other thing that our fellows are doing. So once it's ready, we'll also share that with you. Codesria, the question about authorship, Codesria doesn't want to be an author for your article. Okay, all you have to say is thank you, Codesria. And we are happy with it. Okay.
You are the author. If you are in a group, maybe the three of you will be the author of the article, and that's good enough. All you have to say is the research in this article has been conducted thanks to the fellowship, AFRIAK, with the support from CODESIA, with the support of the Mastercard Foundation. And once we read that, we are happy. Okay, that's all we're expecting from you. Are we auditing your spending? I think the last two questions I kind of close on that. The easy answer is no. Okay, we are not looking into details on how you spend your money. Why? Because we trust you. Okay. We come, from the basis that you are not kids. Okay, you are grown up. You said, I want to do a research. What we want from you is we are waiting for you at the end. The output that you promise, can you deliver? Once you deliver the output, we don't want to know how you spend your money to deliver this output. Okay, once we have the output at the end, we are happy. If you use more, less, or none of the money, it's your business. So if you go, let's say you go to a community and you have to, it's for you to judge that, is it something ethical to do? Is it something that I need to do? And how much do I need? And all those things. We don't want to look into the details of, how much you give to this person, how much you are spending. And even for some of your research, we are aware that even the 1,000 we are giving you might not be enough, okay, to do everything you want to do. So you might even have to put your own money to that. So all we want to do is, assist you, not really finance all of your research. So it's kind of like, we want to assist you, contribute to your research financially. Otherwise, you are free to use it the way you want to use it. As long as at the end, the output you put in your concept notes, we see that output, then we are happy. Okay, that's why at the beginning, we are asking you to be clear about your output. And then that's what we want to see at the end. And then the financial part is really up to you. Good. And yeah, if you use part of that money for an exhibition, for a performance, for whatever you want, it's also fine. We'll be happy to be invited to that exhibition if it happens. And I think that's the same thing for the next question. For any activity or expenses, it's really up to you. CODESIA journals are free of charge. We don't charge people to publish in our journals. Okay, so once your article or your book is accepted, it's published free of charge. Now, if we or CODESIA says that, and as much as possible, we try to publish you. What does it mean? It means that we work with you. If it's not good enough, we work with you to improve it, as much as possible. But if at the end, we come to you and say we cannot publish it, and you want to publish it somewhere else, so it's up to you. If it's a place where they ask you to pay, then it's up to you. It's not anymore any of our business. Okay, but if it's with CODESIA, it's free of charge. You don't have to pay anything. I don't know if I answered that question. I think all. Thank you. I'll take the next 5. So I have 1. I'll take the second half first. 1, 2, 3, 4, 5. I'm in the middle. I'll come back to right and left. So the 5 are just yeah. It's starting here, and you can start, and then we'll go. Yes, go ahead. Merci beaucoup, M. Laoni, pour les éclaircissements concernant le financement. Moi, j'ai une question par rapport, nous, dans le cadre de notre conceptuel, en termes de livrables, résultats, ce qu'on va vous livrer. Donc, ces 3 points
un article scientifique, une base de données des savoirs agroécologiques autochtones des femmes rurales et 2 notes de politique. Et pour cela, nous avons utilisé une approche mixte, d'abord par un modèle économétrique et en deuxième lieu par des données d'enquête. Nous avons prévu de faire 4 villages au niveau de café pour faire des données d'enquête, des enquêtes individuelles et des focus group. Et qui dit des enquêtes dit des moyens. Les coûts logistiques, il faut aller dans 4 villages. Maintenant, j'aimerais savoir dans le cadre de cette étape, est-ce que c'est nous qui allons financer ou Codesria va s'appuyer? Merci. C'est ça ma question. Thank you. The second one, I think, is back there. Yes. Okay. C'est moi. Who is speaking? Okay, go ahead, and then the other one. Ok, moi, ma question, c'est... Je pose la question par rapport au pôle ou bien au centre universitaire où nous serons, comment l'appelle-t-on? Nous serons affectés pour la recherche. Je voudrais savoir si nous avons la possibilité de faire le choix de ces centres universitaires ou bien c'est le commissariat qui est chargé de le faire. Et si le commissariat est chargé de le faire, est-ce que c'est par rapport à nos thématiques de recherche? Okay, merci. Next one, please. Okay, thanks so much. My question will be about the policy convening. That will happen as you talk about it for us. And my concern is really to know how will be the format of that policy covenant first, and how it will be, by format, I mean, how it will be organized. I mean, it will be a hybrid format, in person or online. As for the other one, we know that it will be online, the 2 weeks improvement that we will have, it will be online. Then what will be our duties as fellow during this induction, this policy covenant workshop? Are we going to present our result, of course, as you say, the doctor, and how will be the result that we present? Because I know during some conference, you can decide to present as as a communication or as a poster presentation. So our duty in presenting these results, how it will be. Those are the questions I want to ask. Thank you. Thank you. Next one, please. Well, thank you. I just want to learn from you. Apart from the fact that you said that sometimes the work cannot be published with Codestria, what are other necessitating factors that may lead for the work not to be published, yet the same work has been funded by Codestria? So I want to have at least some more factors apart from the one that you said. The second question is about conferences as well as some workshops that Codestria do. In case we have a paper and now you said we have paid $50, is it possible for us to send already existing papers to Codestria for publications? And the third one is a request. Most of the workshops and the conferences that Codestria organize, I have been following the page for some time now. The qualifications, I think, are not much favorable to those that don't have a PhD. Is it possible to be lenient enough for the young scholars like us to be accommodated? Thank you. Thank you. The last one. I think there was one last one, no? Yes. Yes, please go ahead. Thank you. My name is Bridget Chalimpa Babagumira. I am from Uganda. I have a question, but first I would like to appreciate, I'd like to appreciate Codestria very much for this. It's an amazing opportunity, one, and I'm a feminist researcher. I come from a
heavily and deeply patriarchal society. So such an opportunity is really uplifting and empowering for me as an individual. So thank you. My question is, are you going to be able to give us letters? As a researcher, I require to have a letter, sort of like a letter of introduction that I'm going to share with the local government and authorities within the community where I'm going to carry out the research. So I want to know if Codestria is able to provide that, because it's a requirement before I speak with the respondents I'm supposed to interact with. So I don't know if that's something you could do. It's a simple introduction letter to show that I'm a researcher conducting research on behalf of Codestria, and yeah, that's it, to avoid, the back and forth. And then also sometimes it becomes political in my community and my country. People sometimes do research for the wrong reasons. So it's important to have like some kind of documentation just to clarify that. Thank you. Thank you. So for the first question, the easy answer is I actually already answered that question by saying that the 1,000 we give to you is for your activities. So whatever you have during the fellowship, we hope that the 1,000 will be enough, or at least be a good contribution to whatever you have to do as field work. So hopefully what you are talking about is, I mean, the $1,000 per month hopefully can help on that. If you are in a group, it's even better because you are 3 people. Each one of you is getting $1,000. So it's not $1,000 for the group. So it's for each one of you. So then you can see how to put that money together and do the research. Okay. Do we have the choice, or do you have the choice of the hubs? No, that's the easy answer. So how does it happen? What we do is, actually, as of now, I can tell you that we already know your hubs, where you are going. More or less, okay? Why? Because there is a link between the fellow, the hub, and the mentor. Because we want a kind of a good coordination between the 3. And then the IK keepers. And the choices for the hubs is also related to logistical. It's related to the topic you are working on. It's related to your language, okay? So when I say logistical, for example, we are not sending people, citizens from some country in some other countries, because we know that there are difficulties, or there have been difficulties getting visa. You know, if you come from this country, you might not, and we had that experience with the first cohort, where we sent people in a hub and they couldn't get a visa to get there, or it took them a lot of time. So you see that not in all cases, but in most of the cases, the countries where we are sending you, you need a visa, or it might be very easy for you to get a visa to get there, because it's a big logistical nightmare in terms of arranging visas for fellows. Another consideration, of course, is the topic. Okay, we want to make sure that you go somewhere where it's not really too far. We cannot guarantee that it's exactly, or what you are working on, but at least they should be able to give you the support you need to meet people in your areas of work. We look into that. Then you also have the language barrier. Some English-speaking people cannot go to a French-speaking country. We know that. They might say, I want to go and learn French, but the aim of the fellowship is not to go and learn French. It's to go and do research. And it's also vice versa. Some French-speaking people, might not be able to go to an English-speaking country. So we look into all of those things and make our, dispatching. So we'll let you know when the time comes where you are going for the hub.
But I can tell you that more or less the group you have right now will be the same group going to the hub. Okay? So you are friends now till the end. If you don't like someone, make peace. Okay? Because you'll be working together till the end. But we'll give you more information, you know, once you sign the contract, we'll give you more information. The policy convening normally it's in person, okay? We want it to be in person. We cannot guarantee that because sometimes things happen. But if everything goes as planned, it will be in person. We want it to be the last meeting in person of everyone. And what we are expecting from fellows is actually to show what they have as outputs. For example, the fellow, our friend talking about an exhibition, can decide that during the policy convening, I'll take a small, you know, space somewhere and do my exhibition for people to see. Okay, if I have, I've come up with an application, I can present my application. If I have a journal article, I can have a communication around that. And then also have a policy brief around that. Because the policy convening, the aim is to have to bridge the link between the research and the impact you are having in the communities. And the policy bring also the policymakers who can then see what you are doing and see how this can translate into something that can be applied in their communities. In terms of publication, the choice not to publish is not really something coming from us, okay? I would say it depends. We want to publish you. That's the, you know, the basic fact. We want to publish you. But you also agree with me that not everything can be published, okay? So as I said before, as much as possible, we will work with you to improve, if needed, the quality of your work to make it something that can be publishable. But if at some point, you know, we cannot guarantee that the work coming from you at some point will reach that level of quality, it's not possible, you know, it's not possible. But as much as possible, we want to publish you. So that's where we are working towards. I'm not sure I understood the question about if you have a paper to publish. I'm not sure I understood that question. Maybe can you take a few seconds and repeat that? Well, I said, you said you have deducted $50 from us. So maybe we already have some existing works that should be published and in line with the CODESRIA objectives. Are we eligible enough now to send those works for publications? Go to the website. You go to the website. We have the platform for publication. You can submit your paper. Okay, you see the CODESRIA journals, and then you can submit. You don't have to be an AFRIAK fellow to submit your paper to CODESRIA. Anyone can submit the paper. So you just go to the website, you see the journals, there's a platform for submission, and then you just follow the process. And I don't know, I think in this cohort, we have fellows who have a master's degree and who are doing their masters right now. So we are open to people doing their master's degree, not just in AFRIAK, but in many of, especially in AFRIAK, since we are targeting young scholars, you know, we have fellows who don't have their master's degree. I remember even last year we were discussing a fellow who had a good proposal, but she was doing her bachelor degree. So it depends on the program. There are some programs for senior scholars and some programs for young scholars. So it's really open for anyone. For the letter of recognition as a researcher,
first of all, you have the contract you sign with Codesria, you also have that contract, okay? Then if you need a letter, we can discuss how to frame that. But you are not doing research on behalf of Codesria, okay? You are doing research on your own behalf with, okay, the assistance of Codesria. We are giving you the financial support, the framework, you know, the mentorship, all those, the good environment to do your research. Why I'm saying that is also because we are not aiming to take you out of your institution. We know that some people are doing their thesis, and maybe the research that you are doing for the fellowship is part of what you are working on for your PhD. Okay, so you are still a PhD student, you are still within a university, and you might already have papers that you need from your university to do fieldwork. So you can use those papers to do your fieldwork. But if you need something specifically from us, let us know and we can discuss and see how we can help. And that also makes me say that the mentors you have are not taking the place of your PhD director or supervisor. Okay, they are mentors within AFRIAK. So don't go and tell your supervisor that I have, or you have a co-supervisor. We don't want our mentor to be attacked when they go back to their universities, okay? So it's kind of a mentorship. They are here to help you for your fellowship. They might give you advice for your PhD studies, but they are not here to take, you know, to take over the place you gave to your supervisor. Thank you. So I'll take these sides and then I'll come to these sides. If I don't have 5 here, I have one. Okay, one on this side. I have 2 back there. So I'll take the 3 and then I'll come back. We still have about so I'll take 30 seconds per question and then we'll wrap everything in 10 minutes. Yes, please. Merci. Je suis Mélina de Madagascar. J'aimerais vous demander si nous avons la possibilité de collaborer avec d'autres partenaires et si c'est faisable, est-ce qu'il y a des conventions que ces partenaires doivent signer avec Codesria? Merci. Okay, thank you. Yeah, the 2 back there. Merci beaucoup. Je suis Rosine Siakourou, béninoise. Ma première préoccupation est de savoir, par exemple, nous, notre professeur, notre mentor, le professeur David Mouambari, n'a pas encore commencé les travaux avec nous. Comment nous allons nous débrouiller parce que nous devrons envoyer la version numéro 3 alors que nous n'avons même pas encore eu la version 2? Qu'est-ce qui a lieu de faire? Parce que j'ai appris ce matin qu'il ne sera même pas là, il ne participera pas à l'atelier. Qu'est-ce qu'on pourra faire dans ce sens-là? Ma deuxième préoccupation est de savoir si un boursier qui a proposé son projet en français peut aller dans un pays anglophone pour son stage. Merci beaucoup. Merci. Last one, please. Yes. Merci pour la parole donnée. Au fait, j'aimerais savoir, est-ce qu'à la fin de ce programme, nous allons recevoir des certifications? Parce que, étant universitaire, bon, on sait tous que ces certifications vont beaucoup compter lors des recrutements et tout. Donc, j'aimerais savoir, bon, est-ce qu'on va recevoir des certifications à la fin de ce programme? Et si tel est le cas, donc quel type de certification allons-nous recevoir? Merci. Okay, thank you. Collaborate with a partner, and if there's something to sign,
What we sign is with the fellow. Okay, we sign a contract with you and only with you. I even remember the last court, some fellows came to us and say, my supervisor wants also to sign a contract with you because the research I'm doing it with my supervisor. And, you know, she was wondering if there will be a contract. And we said, no. Okay, we are working with you as a person and as a fellow, and we're signing a contract with you. Whatever you do on your side to make your work, then you can do it. Okay, so Codesia cannot engage in a contractual relations with someone or some other institution. The fellowship is between you and Codesia. That's what I can say on that. For your mentors, David Mwambari couldn't be here because of health issues, but he promised to us that on Friday, when there will be the meeting with your mentors, he will be online. So you get to have a Zoom meeting with him online on Friday, okay? And we'll make sure of that. Beside that, we'll make sure also he's available to answer any other questions after that, okay? So it's normally continuous work with the fellows. And I think maybe at the beginning, there might be some logistical, because I know that in the last few weeks, he has been traveling a lot, but I think it should be fine going forward. So we will look into that. Can someone go from, I cannot say yes or no. As I said before, we look into many criteria. So the language criteria might be one, but there might be also other criteria. So if you speak French, you might be sent to an English country or not. Okay, it depends what you are working on, which country are you coming from, you know. Maybe if you are a fellow from Benin and then, you know, I'm just joking. They are looking for you in Senegal. For security reasons, we are not going to send you to Senegal, okay? We'll send you somewhere else. But, you know, we look into many areas, so we'll see. I cannot say yes or no, but it depends, okay? Certification. You will not have a certification because it's not a training program, okay? But you might have a paper, you might have a letter, something at the end saying that you have been through the fellowship, okay? So that you have at the end. And usually, if I remember correctly, for the first cohort, when they finish the residency, many hubs gave them also, you know, small paper saying, you know, this fellow has been, you know, has the 1 month residency at this center, blah, 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 all those things. So you have many papers. And if you want, we can sign as many as you want for you, okay? While I was listening to questions, it just reminded me of something. Forgot to. We'll ask of you every month a report. Okay, we want a monthly report from you. There is a monthly report from you. It's an online form. You put information we are asking you. So yes, we don't ask you a financial report, but we ask activity reports. And in the activity report, we'll ask you how the fellowship is going. Where are you in terms of your output, in terms of your research? Do you have some difficulties? All those things. So it's just for us to monitor how things are going. And then if there's something which needs, you know, for us to intervene, then we'll do that. So please, yes, we will need a monthly report from you. And what we said is that when a fellow does not submit a report, normally, so at the beginning of each month, you have 2 weeks to submit the report from the previous month. Okay, so let's say we are now at the beginning of August, you have till August 15th to submit the report of July. So if at the end of August, you haven't submitted your report of July, probably you receive your stipend of August. But if in September you still haven't submitted that report, you certainly will not receive your
stipend of September. Okay. So we don't ask anything from you. We ask for reports to monitor what you are doing. And if you miss 2 reports, you will not receive your stipend until, you update us on those reports. So we have 5 minutes left. I'll just take 1 or 2 questions quickly. So we cannot answer all of the questions today. We are here for 2 weeks, and we'll go from there. One in the back here, and then yeah, these 3. So I'll start with you, and then I'll go there. I'll start with you. Right. Et celle-ci, est-ce possible à l'insu de cette étude d'associer d'autres institutions comme l'UNESCO pour la publication ou d'autres appuis? Parce que l'UNESCO s'occupe de la conservation des patrimoines. Okay. Yes. At the back. You don't have a microphone? You can get close to a microphone, please. Hi. I wanted to ask about the research topic. I used my current research topic for my master's. So isn't it gonna cause any trouble between the 2 supervisors? Or I should change some of the words? Explain, because I'm not sure I understood what you are saying. Okay, I'm currently a master's student. And then when I applied for Codesria, I used my current research topic that I'm doing at my own university back in South Africa. So now, since we are assigned mentors, which I assume they are our supervisors, isn't it gonna cause any trouble between the 2 of them in terms of ownership when it comes to, what is this, publications? As long as, okay, I'm just going to answer. As long as you are not copying and pasting. Okay. You might have the same research question, but you look into it in different ways. Okay. Okay. Or you might shift the question a little bit, or you might also use a new kind of methodology. Okay, thanks. So when we finish this workshop, you might say, oh, okay, I'm asking the same question, but my approach might be different. Okay, thank you so much. As long as you are not just copying and pasting what you did before, then it should be fine. All right. But you can discuss with your mentor how to. That's why we also told you that the concept notes, you are free to change some of the things. You are not free to change the topic or the basic research questions, but you might free to readjust things to make it more into what we are looking for. Okay, no problem. Thank you But so much. if you have more specific question, you can discuss with your mentor or you can discuss with me later on. Okay. Yes. Hi, thank you. My question is on timelines. I wanted to know whether Codestra will be flexible in allowing more time for a fellow where unexpected developments make it impossible to conclude a research within 7 months. Unexpected developments including field realities and maybe personal issues like a critical health condition. I also wanted to ask in terms of outputs, we have established that outputs are not limited to publications or papers, but I also wanted to know because we've papers have been mentioned multiple times, and I wanted to know whether it is fundamental. So outputs are papers, et al. I mean, others. You can have a documentary, you can have a podcast, you can, in addition to your outputs, but you must have a paper. Is that so? Thank you. Can you repeat the first question? Sure. So the first question is, will Codesra give more time for? Yeah. Thank you. Usually when I start a journey, I try to avoid thinking about issues, okay? I focus on the good thing. And what I want to focus on right now is that
you will not have any health issue. Nothing will happen. And you finish even before time. But in case, in a lowly probability, okay, that something happens, talk to us. And then we'll see what, we understand, we are open-minded, and we will see what to do, okay? Then my brain is starting to switch off, but the second question was? Second one is simply on output. Must one happen? Yes. The easy answer is not necessarily, okay? We will look into the output you put in the concept note, and we discuss, because we also don't want easy output. At the end, I'll send a report. No, we want serious output. So ideally, yes, if there is a scientific journal and something or many other things, that's good. But, we don't want also to oblige or to, ask everyone to do a scientific article. We have other programs where you have to do a scientific article. For AFRIAK, yes, we want scientific articles, but there might be cases where we get things that are more interesting and have more impact for the communities than a scientific article. Okay, so we are open to really accept any kind of output as long as it's something serious, then that can have an impact in the community, especially the community where you are going to, co-produce that knowledge. Good. There was one question there that I didn't answer. Somewhere, no, here, please. Can you please repeat the question? Si, est-ce possible d'associer par exemple l'UNESCO après cette étude? Parce que l'UNESCO évolue dans la conception. Associer comment? Après, par exemple, cette étude, je présente aussi l'UNESCO. Je pars peut-être voir l'UNESCO pour les présenter. Voilà, je menais cette étude pour la conservation. Yes, once you finish with AFRIAK, you can go talk to anyone you want. Okay? It's, remember this, what we said before, in terms of publication, we want the right of first refusal, okay? So you come to us and we publish. But any kind of output, at the end of the day, it's your output. It's your work, okay? It's your authorship. So if at the end, especially what we want is not just to use it for your own career, and that's it. We want you to use it with the community, okay? It's a co-production. So as long as when you go and talk to UNESCO, you say, I did this with them. We did it together, okay? I didn't go and just take the information and I'm going to UNESCO say, oh, this is what I did, okay? So as long as you co-produce with the community, and then it's something that benefit to the community, you can, engage any other organization you want, okay, to have more impact. It's also fine with us, okay? But don't forget every time to say, I did it with the help of Codesria and the Mastercard Foundation. Okay, so thank you very much. I think we cannot answer all of the questions today. If you have any other questions, I'll be here. All the Codesrias, my colleagues, also are here throughout the 2 weeks. I think we are going to wrap it up for today. I will just ask the speakers of today, okay, to remain here. They might go and take their tea break and come back since we are a little bit late, for 15 to 20 minutes in case fellows have questions or, want to mingle with them. That would be a good thing. Otherwise, we will meet tomorrow. And tomorrow we start the day with another keynote address from Chika Isobio, who will talk about indigenous knowledge in new perspectives, okay? Thank you very much for today. Thank you for engagement. And there's no announcements.
There's no announcement. All good. Okay. Thank you very much. Don't forget to leave your headset on the table, and I'll see you tomorrow morning at 9 o'clock.